on. Ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Et c'est, allez, quelques tests micro. Ça fait plaisir de vous voir ici. Sachez qu'il va y avoir des démonstrations de tonte qui auront lieu ce matin. On vous accueillera bien sûr. Et puis il y aura peut-être également des cadeaux à gagner. Vous viendrez avec nous. On aura des petits des questionnaires. Et vous répondrez aux questions bien sûr. Et vous repartirez avec les cadeaux. Ça va, ça s'arrose bien? Eh, c'est top, hein? C'est joli, hein? Comment tu fais ça bien? Regarde-moi ça! Bon, ça va être de l'ambiance aujourd'hui avec Léo. Hein. A year ago. Ça va Isaac? Allez-y. Oh, vous allez être bien. Ah, vous montez carrément à l'étage, vous. Vous allez carrément tout en haut. Bah, c'est sympa. Eh, je vais me rapprocher de vous. Comment ça va les enfants? Ça va bien? Vous êtes en quelle classe? Ah, il y a les deux, il y a les CM1. Alors les CM1, levez la main. Ok, les CM2, levez la main. Ah oui, il y en a moins. Il y en a moins. Bon, ça tombe bien, j'ai des questions à vous poser. Et c'est des questions pour les CM1 et les CM2. Et vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Ça va être sympa. Bon, vous venez d'où? Ah, vous êtes à Saint-Gaudens? Ah ouais, d'accord. Vous êtes venu à pied alors? Sérieux, vous êtes venu en bus? Waouh! Vous n'avez même pas marché pour venir ce matin. Ah. Bon, il y a votre maîtresse qui est là. Elle est sympa? Elle est sympa? Ouais. Bon, en même temps, elle est là. Hein. Très sympa. Bon, dites donc les amis, il va y avoir une démonstration qui va être faite tout à l'heure avec des brebis, avec des ovins. On va les tondre, on va tondre les bêtes ici. Donc je pense que vous serez là tout à l'heure pour voir la démonstration. Mais moi, j'ai des questions à vous poser de façon à ce que vous puissiez repartir avec des cadeaux. Ça vous dit? Ouais. Des cadeaux. C'est des cadeaux quand même. Hein. Ah, bah alors attends, tu vas voir. Il y a des petits trucs sympas. Il va y avoir des autocollants. Il va y avoir des ballons.
il va y avoir des marque-pages qui lit. Vous lisez un petit peu? Ouais. Ben ça, tu le mets, tu sais, pour marquer ta page. Ça va être très sympa. Il va y avoir également des petits stickers comme ça, regarde. Ça, c'est aimanté et tu pourras le mettre directement sur le frigidaire. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Bon, alors, on va poser la première question. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vous pose la question. Si vous avez la réponse, vous levez la main. Et ensuite, je vous donne la parole. D'accord? C'est compris? Parce que sinon, si vous commencez à tous parler ensemble, on ne va pas comprendre. Hein? Et moi, le premier, je ne comprendrai pas. Alors, les animaux de la ferme. Qu'est-ce qu'un ruminant? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'un ruminant? J'ai des propositions à vous faire, bien sûr. Mais déjà, toi, est-ce que tu as déjà un élément de réponse? Qu'est-ce qu'un ruminant, à ton avis? Un animal qui rumine. Qui rumine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ruminer? C'est le bruit qu'ils font. Ah, c'est le bruit qu'ils font. Toi, à ton avis, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Avant que je vous fasse les propositions. Ouais, qu'est-ce que tu as comme proposition, toi? Un taureau. Ah, toi, tu penses que le taureau, ouais, c'est un ruminant? Bah ouais, il y a les taureaux. Qu'est-ce qu'il y a comme autres animaux qui peuvent être ruminants? Les vaches. Ouais, d'accord, toi? Les chèvres et les biches. D'accord, bon, on va voir ça. Alors, est-ce qu'un ruminant, petit a, c'est un animal avec 4 estomacs qui permet de digérer de l'herbe? Il y a à la fois le rumen ou la panse, le réseau ou le bonnet, le feuillet et la caillette. Est-ce que le ruminant, c'est ça? Petit b, est-ce que le ruminant est un animal possédant un seul estomac, mais qui rumine après avoir mangé? Ou alors, petit c, est-ce que le ruminant est un animal vivant dehors? Alors, qui est partant pour la troisième réponse? Est-ce que c'est un animal qui vit dehors, un ruminant? Juste un animal qui vit dehors. Pour toi, c'est juste un animal qui vit dehors, un ruminant. D'accord? Très bien. Donc maintenant que vous avez donné votre réponse, vous ne pourrez plus lever la main pour les réponses suivantes. D'accord? Réponse B. Est-ce que le ruminant est un animal qui possède un seul estomac, mais qui rumine après avoir mangé? Ouais, toi, à ton avis, c'est ça? Il a un seul estomac, tu penses? Ouais, d'accord. Et la première réponse, c'était: est-ce que le ruminant est un animal avec 4 estomacs qui leur permet de digérer l'herbe? À votre avis, est-ce qu'il est pourvu de 4 estomacs, le ruminant? Alors, qui lève la main pour la première réponse? Toi, laissez la main levée, parce que c'est ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que le ruminant a 4 estomacs. Vous vous rendez compte? Eh ouais, il va digérer son herbe, il va la manger, il va la digérer une première fois, puis il va, entre guillemets, la ruminer et la faire ressortir pour la faire passer ensuite dans les différents estomacs. Et il va en quelque sorte la digérer de différentes manières. Ah, ben dis donc, t'as l'air d'être au courant, toi, un petit peu. Alors, laissez la main levée pour ceux qui ont donné la réponse A. Laissez la main levée, parce qu'on a déjà des cadeaux à vous offrir. On va vous offrir, hop, les petits aimants qu'on met sur le frigidaire. Ça va être sympa. Tiens, ça, tu pourras le coller directement. Pour la qualité, tu vas voir. Tiens, tu vas voir ça. Et toi, tu as également levé la main et tu as également donné la bonne réponse. Tu as une question. Quelle est... Ah, et il y a toi aussi. Faut pas que j'oublie quelqu'un. Hein. Ça serait dommage si j'oublie quelqu'un. T'avais donné la bonne réponse? C'est vrai? J'ai pas... Non, hein. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Bon, t'as une question. Et après, moi, j'en pose une autre. Dis-moi. Est-ce que tout le monde aura des cadeaux? Oh ouais, je pense. Ah, t'as pas le temps? Sérieux? Ah bah alors, je pose une deuxième question, alors. Non, même pas. Même pas. Bon, d'accord. Les enfants, on se revoit tout à l'heure. D'accord? Parce que là, vous êtes fils à fissa. Vous avez plein de choses de prévues. Mais vous reviendrez tout à l'heure. D'accord? Allez. Bah, c'est normal, en même temps, il y a plein de choses à faire ici. Hein.
Allez, dites coucou à la caméra. Voilà. Et merci. Bonne visite, bonne balade. Ça va être sympa, vous allez voir.
Bon, les amis, juste pour votre information, d'ici un petit quart d'heure, il y aura une démonstration de tonte qui se fera ici. Alors la tonte, ça va durer environ 1 heure, hein, mais vous allez avoir les différentes étapes. Et donc ça peut être intéressant de venir y assister. Et sachez que pour vous faire attendre pendant un petit quart d'heure, si vous vous mettez ici dans les gradins, eh bien on pourra vous faire gagner des petits cadeaux en vous posant des questions. Allez, je vois des enfants arriver. Je vais peut-être en profiter pour vous poser une question, les enfants. Ouais. Je vais vous poser une question et vous allez peut-être partir avec un cadeau. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Ça va bien? Ouais. Est-ce que vous voulez gagner un petit cadeau? Ouais, ça peut être sympa. Bon, alors moi je vous propose de vous poser une question. Si vous répondez bien, vous repartez avec un cadeau. Allez. Comment s'appelle le mâle de la brebis? Ouais, dis-moi. Mouton. T'es sûr de ça? Le brebis. Non, c'est pas le brebis. Le mâle de la brebis. Le bélier. Ouais. Allez, je te donne un point. Comment s'appelle le petit de la brebis? L'agneau. Ouais. Waouh, vous êtes calés, dis donc. Vous arrivez d'où? Vous arrivez d'où? Ah, toi, t'en as, toi, chez toi. Vous arrivez d'où? L'Île-en-Dedon, vous arrivez? Ah ouais. Vous n'êtes pas venus à pied, quand même. Vous aussi, vous êtes dans la même école? Oh, c'est sympa, ça. Bon, alors, attends. Comment appelle-t-on la mise bas de la brebis? Tu sais, quand la brebis, elle fait son petit. Comment ça s'appelle, ça? Lorsqu'elle met l'agneau au monde, comment ça se passe? Comment ça s'appelle? Tu sais pas? Non, c'est pas la brebis. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'agneau. L'agnenage. L'agnelage. Effectivement, c'est bien ça. Et ouais, dans agnelage, tu as agneau, le mot agneau qui apparaît. Toi, ça fait 2 points. Ça fait 2 points pour toi. Ouais. Allez, la dernière question. Combien de temps la brebis porte-t-elle son petit dans le ventre avant l'agnelage? Avant qu'elle le mette bas? 100 ans. 100 ans. C'est énorme. Combien? 1 an. Non, c'est un peu beaucoup. 2 ans. Non, c'est un peu trop. 3 mois. Ah, tu t'approches. C'est pas 3 mois, mais c'est pas loin. Attends. Toi? 1 mois. Non, un peu plus quand même. 2 mois. Non, plus que 3. 4. Non, encore plus. 5. Ouais, c'est ça. Et les enfants, étant donné que vous avez bien participé, parce que je vais pas, vous avez d'autres choses à faire certainement. Ouais. Après, vous allez avoir la démonstration de tonte qui va se faire là. D'accord? C'est d'ici une petite dizaine de minutes. D'accord? Tu veux les cadeaux? C'est vrai? Tu veux les cadeaux? Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme cadeau? Que je regarde dans ma poche. Ah, j'ai ça. Alors ça, on est d'accord? Si tu le gonfles, tu demandes avant à la maîtresse. Hein? D'accord? Bon, très bien. Et surtout, s'il crève, on le met où? Dans la
Poubelle. Ouais, dans la poubelle. Ça se recycle. Tiens, j'en ai un autre. Alors, je vais pas avoir que les mêmes cadeaux. Hein. Je vais avoir plein de cadeaux différents. Hein. Attends, je cherche. Ah, je sais ce que j'ai là. Regarde. Tiens, regarde. Là, je peux vous donner ça. Qu'est-ce que c'est à ton avis, ça? Tiens, regarde. C'est des aimants. Tu vas pouvoir les mettre sur le frigidaire. Tiens, voilà. Tout le monde en a un. Et voilà. Bon, t'en as pas eu? Tiens. Alors, comment ça s'appelle quand l'agneau, quand la brebis met l'agneau au monde? Ça s'appelle comment? L'agnelage. Voilà. Tiens. Tiens. Attends, mon bonhomme. Je vais en avoir d'autres. Est-ce que j'en ai là? Ouais, j'en ai ici. Tiens, regarde. Tac. Voilà. Voilà. Allez, tiens. C'est bon? Tout le monde a été servi? Allez, super. Merci. Hein. À bientôt. Je vous rappelle dans 10 minutes, démonstration de tonte, ici même, sur le ring. On se dit à tout à l'heure les enfants, hein? D'accord?
Bon, allez les amis, on vous invite à venir ici même sur le ring au vin. Pour le coup, vous allez pouvoir assister d'ici quelques minutes à la démonstration de tonte. Et puis bien sûr, il y aura également un défilé de vêtements ainsi qu'une démonstration de tissage de la laine, etc. On aura nos amis Sarah notamment, hein, c'est bien ça, Sarah et Elisabeth qui vont nous parler, entre autres, il y a Florence également. Vous allez voir, elles sont ici en train de travailler la laine. C'est un métier de patience, de passion, de tranquillité. On a l'impression que quand tu fais ça, tu penses à rien d'autre, quoi. C'est nickel, ça. Alors, l'eau qui est en train de bouillir, là, on imagine que c'est pas prévu pour le thé, ça. C'est prévu pour quoi? Pour la soupe à l'oignon. Ah, c'est pour la soupe à l'oignon? Sérieux? Faut compter rester là jusqu'à tard, alors. C'est quoi exactement? Ah, c'est des plures d'oignons. Alors, je vous laisse parler, mais je sais qu'à l'époque, mon père utilisait ça pour colorer notamment les coquilles des œufs. C'est ça? C'est ça, les pelures d'oignon, c'est quelque chose qui est très connu de la ménagère bricoleuse qui fait des couleurs avec. Ça contient une molécule colorante qui s'appelle la quercétine, qui est très intéressante et qui, travaillée correctement, est très solide. Voilà. Donc on l'utilise pour teindre les textiles, dont la laine. Dont la laine. Alors on imagine que la laine, quand on la récupère, elle doit être travaillée en amont, c'est bien ça? Et nous on va commencer, hein, même si pour l'instant on n'a pas encore fait la démonstration de tonte. Les enfants, prenez place, hein, et comme ça on va en profiter pour parler un petit peu de ce qui se passe. Comment ça se passe quand la laine arrive? Elle va être tondue, là on va la voir tondue directement. Qui est spécialisé justement dans le traitement de la laine? C'est toi, Sarah. La laine arrive, on imagine qu'elle n'est pas tout à fait propre. Comment ça se passe? Il y a une étape de tri, puis une étape de lavage avant sa transformation pour le textile. Voilà. Très bien. Alors le lavage, est-ce qu'on prend la laine et on la met dans l'eau chaude et puis on la laisse comme ça se nettoyer toute seule? Ou est-ce qu'il y a une autre étape encore? Alors avant, il y a le tri qu'on va montrer, et après pour le lavage, effectivement, il y a la phase artisanale où oui, c'est dans de l'eau chaude. Faire attention, on ne chauffe pas non plus la laine trop, puisque sinon elle feutre. Elle feutre, tu dis, hein, c'est bien ça. Ça veut dire quoi? Elle rétrécit? Rétrécit, voilà. Les fibres vont s'entremêler entre elles et en fait on ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus faire de fil derrière. C'est pour ça que quand on a un pull en laine, on le lave pas n'importe comment. Exactement, il faut faire très attention justement aux températures. Le lavage, c'est tout un art sur le lavage de laine. Donc voilà, donc on va parler de ce qu'on fait en artisanat, mais aussi de ce qu'on fait industriellement, puisqu'il reste un seul industriel en France. Et c'est important de parler justement de cette étape de transformation qui est peu connue. Voilà, donc, ça va être intéressant. Ah ben, ça va être très intéressant. Les enfants, on voit que vous vous êtes installés. Là, on a les brebis qui commencent à arriver. Alors, vous allez nous expliquer les différentes étapes, bien sûr, de ce qui va se passer. Nous expliquer les différents outils également qui sont ici en démonstration. Ça va bien? Allez, vous l'avez remarqué, hein, on est en train de se mettre en place petit à petit. On va poser plein de questions. Et si vous avez des questions également à poser, vous n'hésitez pas. Vous venez me voir et comme ça, je pose les questions directement aux personnes. D'accord? Voilà, pour toutes celles et ceux qui sont arrivés ici, même sur les Pyrénéennes, on vous invite à venir sur le ring pour cette démonstration de tonte des brebis. Voilà, vous avez remarqué déjà, il y a comme un cheminement qui est réalisé avec les brebis. On les fait avancer petit à petit. On ne les brutalise pas, vous avez remarqué les enfants? Vous avez vu comment ça se passe? Regardez, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer là. Les brebis, elles restent ensemble. Alors, il y a peut-être une raison à ça. On va demander aux éleveurs. On va leur demander... tiens, tu peux nous renseigner un petit peu? On a l'impression qu'ils restent tout le temps ensemble. Parce que c'est des animaux grégaires. C'est-à-dire que ça vit en groupe et ça ne peut pas se séparer. Un animal que vous séparez du groupe va stresser. Et oui, si c'est séparé du groupe, après, c'est... voilà, vous avez remarqué, hein, en même temps, je les dérange un petit peu parce que là, ils sont en train de bouger. Voilà, de bouger le matériel. Et vous avez remarqué, il faut quand même être assez musclé hein, pour pouvoir travailler comme ça. Les brebis, là, pour le coup, ce sont des animaux grégaires, hein, vous l'avez entendu. Pour le coup, ils ne peuvent pas être tout seuls. Ils aiment bien être... il faut qu'ils soient à plusieurs. Sinon, ils s'embêteraient. Bah, c'est un peu comme nous. Hein. Imaginez, si on est tout seul toute la journée,
bah dis donc, à un moment, on s'embête un peu. Hein. Tandis que là, bah, ils tapent la conversation, tout ça. Ils sont bien ensemble. Ils se rassurent également. Ah là là. Alors, le matériel est en train d'être testé. Comment c'est ton prénom? Romain, Alors Romain, qu'est-ce que tu vas faire toi exactement? eh bien là je vais tourner des brebis. On a un lot de brebis tarasconnaises là et un lot de brebis barégeoises qui va arriver. Alors, les tarasconnais justement, comment on peut les reconnaître? Hein? Alors ben, là il n'y a que des brebis blanches mais il peut aussi y avoir de la couleur. Brebis qui est originaire de Tarascon et qu'on retrouve beaucoup sur nos massifs en système transhumant. On va dire de la vallée d'Or jusque pratiquement au Pyrénées orientales. Voilà, c'est une brebis qui sert à faire des agneaux aux viandes. Voilà, c'est pas une brebis qui fait des fromages. Ah d'accord, c'est vraiment une brebis, c'est des races à viande on va dire. Voilà, c'est bien ça. D'accord. Et les enfants, si vous voulez, vous pouvez même vous poser là-bas dans les gradins. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. On va procéder à la tonte ici même. Rappelle-moi ton prénom. Romain. Romain. Romain va procéder à la tonte. Alors comment ça s'appelle ça? C'est une tondeuse, des ciseaux, comment tu appelles ça? Alors ça s'appelle une tondeuse. Alors la tondeuse elle est composée de 3 éléments. Le moteur qui est en haut, la cardan et la poignée. Et au bout de la poignée, il y a un peigne et un contre-peigne. Et par un mouvement oscillatoire, c'est ça qui va faire que ça va pouvoir couper la laine. Ouais, on voit effectivement, c'est un sacré appareil. Hein. Vous aurez l'occasion de vous rapprocher tout à l'heure. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir un peu plus près. Alors, les animaux comme ça, on le voit là, ils n'ont pas l'air plus surpris que ça. Ils sont pas affolés, etc. Quand ils voient apparaître la machine comme ça va. Ils sont calmes quand même. Alors en fait, tout mon travail consiste à stresser le moins possible la brebis pour pouvoir récolter la laine. La méthode que je vais utiliser, c'est une méthode qui est des années 50, qui a été mise en place pour la récolte de la laine, la contention, le confort de la brebis et le confort du tondeur. Voilà, bon, je ne suis pas un grand spécialiste de cette méthode, je suis un tondeur passionné surtout, éleveur avant tout. Et voilà, mais cette méthode, c'est la méthode Bowen. Très bien. Alors, ce qui est intéressant également, moi j'imagine que quand tu vas tondre, à la fois tu ne vas pas stresser la brebis, mais tu vas penser également à Sarah. Alors pas parce qu'elle est jolie, hein, mais juste parce que Sarah, derrière, elle va être obligée de la traiter, la laine. Elle va travailler cette laine avec ses équipes. Alors, comment tu vas t'y prendre justement? Ça, tu vas nous le montrer, je pense. Oui, voilà, quand j'ai terminé le tour de la brebis, en fait, la toison se retrouve en un morceau, à un emplacement où elle va pouvoir être récoltée de façon la plus optimum possible pour après être triée. Bon, là, on a un petit peu de copeaux, mais on va s'arranger, ça devrait être pas mal. Voilà, habituellement, tu fais ça sur un emplacement qui est sans copeaux, sans saleté, je dirais, pour que la laine soit pas salie de manière supplémentaire. Parce que quand elle arrive, elle est propre là quand même. Oui, elles sont plutôt propres, c'est des bonnes brebis. Voilà. Alors, les enfants, qui peut me rappeler le nom de la race des brebis qui sont là? Celui qui me donne le nom de la race des brebis qui sont là, il repart avec un cadeau. C'est pour voir si vous êtes attentive et attentif. Attends, je vais juste passer par ici. À tout ce qu'on est en train de dire, la tonte ne tardera pas. Allez, si tu as la bonne réponse, eh ben, tu repars avec un stylo. C'est une tarasconnaise? Une quoi? Les tarasconnais? Ouais, c'est une tarasconnaise, effectivement. Tiens, regarde, tu repars avec un petit stylo. Et ouais, avec grand plaisir. Comme quoi, ça sert d'être attentif. Hein. Ça sert d'écouter ce qu'on dit, n'est-ce pas? Allez, restez avec nous. Vous allez voir, ça va être très sympa. Et puis après, bien sûr, la laine, elle va être traitée, elle va être nettoyée. Et puis, il va y avoir le tissage qui va être fait, il va y avoir des pulls qui vont être faits, il va y avoir tout un tas de petites choses. Et on ira voir Sarah tout à l'heure. Donc là, on a d'autres brebis qui arrivent. Donc celle-ci, tu nous as dit, c'est quoi comme race? C'est des brebis barégeoises de la région de Barège, voilà. Donc celle-ci, c'est pareil, elles sont en transhumance et ensuite on les redescend? Voilà, c'est une autre race à viande de notre massif pyrénéen. Là, en ce moment, il y en a encore dans les montagnes ou pas? Elles sont en train de redescendre là? Il y en a qui ont déjà commencé à redescendre et ça va redescendre jusqu'à la fin du mois, même certains sur les montagnes basses un peu plus tard quoi, encore. D'accord, ce qui veut dire qu'elles vont rester dans les granges pendant environ combien de temps à peu près?
Bah après, ça dépend des systèmes. Sur les zones de montagne, elles vont rentrer vers le mois de décembre. Enfin, tant qu'il y a de l'air dehors, les brebis, elles restent dehors, quoi. Ouais, c'est ça effectivement, parce que là on voit les temps effectivement sont un petit peu différents que de d'habitude, on n'a pas encore des grands froids, etc. Donc on peut encore se permettre de les laisser dans les montagnes. Oui. Et puis selon la hauteur de la montagne. Sur les montagnes un peu plus basses, on peut traîner un peu plus, quoi. Super, bon merci beaucoup. Là on voit, vous avez remarqué, encore une fois, ce sont, comme on le disait, des animaux grégaires. Ils aiment bien être ensemble, en fait. Ils ne vivent pas tout seuls. C'est un petit peu comme nous, quoi. T'imagines, toi, vivre tout seul? Non, Non, t'imagines, t'es dans une classe toute seule? non. T'es en quelle classe? C'est un. Et ça va, ça se passe bien? Oui, trop. Ouais, trop bien. C'est chouette, hein? Vous avez repris l'école il y a quoi? Il y a 15 jours. Et vous êtes déjà en balade, en train de découvrir les animaux, dis-le. Oui, Bon, vous les connaissez déjà? oui. Où est-ce que vous habitez, vous? À Siadout. Où ça? À Siadout. Ah bah ouais, c'est dans la région, quoi. Hein? Forcément. Vous êtes venu à pied ou en bus? En bus. En bus? Pas à d'autres brebis? Non. Non. Non, pas à d'autres brebis. À vélo? Ah bon, d'accord. Eh non, je sais pas où c'est. Pourtant, moi, je suis pas de loin, je suis de Carbone, mais tu vois, je connais pas trop la région. Ah, vers Boulogne, d'accord. Eh, moi, je suis d'un peu plus bas, tu vois, Carbone, Muret, tout ça. Bon. Eh bien, on va pas tarder à tondre les brebis. Ouais. Alors, en plus de ça, on voit que là-bas, alors, je tiens à préciser, elles sont en train de faire la soupe à l'oignon. Mais c'est pas pour la manger. C'est la soupe aux plures d'oignon, pour pouvoir mettre la laine dedans et pour pouvoir y apporter de la couleur. Alors on va en profiter pour déranger un peu les gens. On peut vous déranger, ça vous dérange pas ça? Hein? On peut vous déranger. Madame, c'est quoi votre prénom et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je m'appelle Florence et je suis en train de feutrer. Et le feutre, c'est une technique qui est différente de tout ce que vous connaissez pour vos pulls parce qu'on ne va pas filer la laine. La laine, elle est filée là-bas. Et moi, je pars... Ah oui, vous partez du brut. Soit je pars avec la laine brute, soit j'achète la laine à Sarah parce qu'elle a été cette laine brute, elle a été lavée, elle a été cardée, on va voir ce que c'est, et elle a été même peignée. Et du coup, les fibres, elles sont dans le bon sens. Et après, je pose les fibres comme si elles étaient tissées, mais juste en quadrillage, on va dire. Et puis après, je les énerve un petit peu, alors elles se hérissent, et après, je les frotte tout doucement, et elles s'accrochent entre elles. Voilà. Ah ouais, c'est tout un art. Alors vous aurez l'occasion peut-être de montrer un petit peu aux gens ce que ça donne. Peut-être qu'on viendra ici, même, je ne sais pas s'il y aura une caméra, mais peut-être les enfants, vous aurez l'occasion de voir. Alors d'après ce que je comprends, la laine, il faut la mettre dans le même sens, c'est ça, hein? Il faut mettre les fibres dans le même sens. Oui et non, parce qu'en fait, on va pas tisser, mais on va les croiser pour qu'elles s'accrochent mieux entre elles. Donc en fait, je choisis le sens dans lequel je les mets pour mettre des formes. Là, vous avez des gants. Là, vous avez une lampe. Sur cette lampe-là, on a mélangé à la fois des laines qui vont bien s'accrocher et puis des laines qui vont donner de la beauté. Et c'est les laines brutes, toutes sales et qui puent, qui vont donner de la beauté sur ce produit-là. Ah, comme quoi, tu vois, hein, des fois, ça sert à rien d'aller trop sous la douche. Hein. Et là, tu viens de dire ça, les enfants, ils vont dire, non, la dame, elle a dit qu'il fallait pas être trop propre. Il vaut mieux puer un peu, des fois. C'est ce qui fera le plus beau. Alors, ton prénom, c'est quoi? Bonjour, Renata. Bonjour Renata. Renata, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Bon, tu tricotes. À tricoter avec les chevaux de Tarasconnaise. Voilà, c'est les moutons qui passent leur année dehors, en fait, voilà, pas dans la bergerie. Du coup, leur laine, elle est super propre, elle est très agréable à filer et après très agréable à tricoter également. Ouais, et puis elle est très agréable à porter. Ça te permet d'avoir très chaud. Bah ouais, parce que vous vous rendez compte, c'est comme si en fait on s'habillait comme les brebis, quoi. Les brebis, c'est pour ça qu'elles ont la laine sur le dos. C'est pour pouvoir avoir chaud. Et d'ailleurs, on posera une question tout à l'heure, où on va te poser une question. Si on la tombe pas, la brebis, est-ce que la laine, elle pousse en discontinu comme ça? Oui, sur les races très lainières, la toison, on ne s'arrête pas de pousser. Et alors, comment ça se passerait si on lui laissait la toison? À un moment, elle pourrait même plus se déplacer, alors? Oui, il y a quelques histoires en Nouvelle-Zélande où des béliers ont été retrouvés au bout de plusieurs années, où on passe les 10 kilos de laine
par animaux. Eh, t'as entendu un petit peu? On peut passer les 10 kilos de laine. T'imagines? Il y a eu des béliers qui ont été retrouvés en Nouvelle-Zélande. Ils n'avaient jamais été tondus. Et ils ont retrouvé jusqu'à 10 kilos de laine. Combien tu pèses, toi? Je sais pas. Tu sais pas combien tu pèses? Tu pèses combien? 20 kilos? À peu près 20 kilos? Et bien la moitié de ton poids, c'était carrément le poids de la laine. Pourtant, la laine, c'est pas lourd. T'as déjà pesé une pelote de laine? Non. Non, t'as jamais pesé. Attends, on va demander si on peut pas aller chercher une pelote de laine. Attends, on va voir. Juste pour savoir. Après, on la rend, hein. On la rend, hein. C'est pas pour la piquer, hein. Est-ce que je peux prendre juste un petit bout de laine, un tout petit bout de laine, pour faire peser ça? C'est un écheveau. Alors, je vais te faire peser l'écheveau. Après, on va venir revoir. C'est comment ton prénom? Marie-Françoise. Marie-Françoise, elle va venir nous expliquer après ce qu'est un écheveau. Mais déjà, l'écheveau, alors c'est pas l'écheveau, c'est un écheveau, d'accord? Comment tu écris ça? Et c'est... Comment tu l'écrirais, toi? Et accent aigu, c'est H-E-V-E-A-U. A, et, accent aigu, C-H-E-V-E-A-U. T'as bien entendu? T'as vu un peu? T'as pas besoin d'aller à l'école, en fait. L'école, elle est là. Regarde les chevaux. Pèse-le. Pèse-le. Est-ce que tu trouves que ça pèse lourd, toi? Non. Bon, ça, c'est doux, en plus. T'as vu? Regarde un petit peu. Tiens, vas-y, touche-le. C'est génial, hein? Et tu te rends compte? 10 kilos de ça, t'imagines un peu? Waouh! Marie-Françoise? Tiens, vas-y, je te laisse leur montrer en même temps. Et imaginez que ça pèse quoi? Ça pèse quelques grammes. Ça fait 120 grammes peut-être, oui. 120 grammes, pas plus. Alors, t'imagines les tonnes de laine qu'il avait sur lui, quoi. C'était impressionnant, ouais, 10 kilos, 10 kilos. Les chevaux, tu le fais à partir de quoi exactement? C'est-à-dire, la laine, elle arrive, elle est déjà lavée, tu la laves avant ou comment ça se passe? Moi, je file la laine brute. Ça, c'est la laine des Lourdaises. Les Lourdaises, il n'y en a plus beaucoup dans nos Pyrénées centrales, environ 1300. Ah oui, c'est pas beaucoup, 1300. Hein. Waouh! Les pures races, hein, pure race. Et je vais chez les éleveurs, mais je prends que des toisans. Leur manteau, je le prends seulement des éleveurs et des moutons qui sont en plein air. Parce que je travaille que la laine brute. Alors, ils doivent être très propres. Et je peux vous montrer après la laine des Lourdaises propre que j'ai obtenue de Upra. Elles sont plus propres quand elles sont en plein air que quand elles sont dans la grange? Oui, parce que les Barégeoises aussi, je vais là où ils reviennent directement des montagnes, des Pyrénées. Comme ça, ils sont propres, ils sont nettoyés avant d'aller dans la bergerie. Eh ouais, vous avez compris les enfants? Pour être propre, il faut aller faire un tour dans les Pyrénées. Alors dis-moi, quelle est ta question? Pourquoi les moutons ils ont la laine bleue? Ah, pourquoi les moutons ils ont la laine bleue? Est-ce que tu as déjà vu des moutons avec de la laine bleue, toi? Ouais? Alors, donne-nous un élément de réponse. Une réponse, c'est que je l'ai teinté avec la teinture, pas la teinture bleue, mais Tu l'as préparé avec une teinture, tu l'as fait bouillir dedans? Je la file brute et je la teins aussi brute avec... C'est quoi, c'est un bain? Tu lui fais prendre un bain? C'est des plantes que je cherche et je fais les bains avec. Elle cherche des plantes directement, Marie-Françoise, dans la montagne, je présume? Non, pas dans la montagne. Je suis en Haute-Pyrénées, mais en Haute-Garonne. Et je cherche autour de ma maison. Et on a énormément de couleurs autour de la maison. Comme vous avez dit là, elle faisait avec de l'oignon. Ça devient jaune. J'avais fait une fois avec le hibiscus. C'est une fleur très belle. Et j'en avais plus assez de pigments dans l'eau, de la teinture. Alors j'ai mis de l'oignon dessus et après, le lendemain, quand je l'ai ressortie du bain, elle était orange. Et je l'ai là aussi. Et comme quoi, tu vois un petit peu, en associant la couleur, c'est de l'hibiscus, le bleu. Le bleu, c'est indigo. C'est la seule chose que j'achète parce que ça, j'ai pas autour de ma maison.
Et le pastel, je ne le fais pas parce que le pastel, je dis, il y a des spécialistes qui font le pastel et je ne vais pas faire leur métier. Eh ouais, bien sûr, chacun son métier. Bon, c'est super sympa. C'est bon, on peut le reprendre? Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on est là à tout moment, vous pouvez poser vos questions. Et tu nous dis quand tu veux commencer à tondre, hein. T'hésites pas, hein. T'attends pas notre départ. Hein. Ouais, vas-y. Au contraire. Bon, c'est hyper intéressant quand même ce qui se passe là. C'est la première fois pour vous que vous allez assister à ça? Non? Oh, regarde. Alors, regardez. Il prend la brebis par la patte arrière. Alors, rassurez-vous, hein. Elle a pas mal, hein. Non. Là, elle est un petit peu apeurée, mais regardez, il en prend soin, tranquillement, voilà. Et là, maintenant, elle sait ce qui va se passer. Alors. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, Bonjour Sarah, à tous. prends le micro, vas-y. Alors, je vais me présenter. Sarah, je travaille sur la filière laine depuis 6 ans. Donc, on est basé dans la Vallée d'Or. Donc, nous, notre race de prédilection, c'est la race auroise qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est une race assez laineuse. Donc là, on commence avec les tarasconaises. Je pense que peut-être on va voir avec Nance déjà si tu veux parler un peu de cette race. Merci. Oui, donc moi je suis Nance Dalla Porta. Je m'occupe de toutes les races locales des Pyrénées pour permettre aux éleveurs de travailler ensemble pour faire avancer la race et de sélectionner les critères qui nous intéressent. La race, comme tu as dit, Sarah, c'est une tarasconaise ici. La tarasconaise, c'est une brebis blanche de gabarit moyen voire grand, cornue, qui a toujours des cornes chez le mâle comme chez la femelle. C'est une brebis qui a pas de laine sous le ventre, si vous regardez bien, par rapport à la barégeoise qu'on verra tout à l'heure. C'est des brebis qui sont transhumantes, des brebis qui vont en montagne tout l'été. Elles valorisent comme ça nos territoires et c'est ça qui nous permet d'avoir des paysages dégagés pour faire des randos, pour faire du ski, etc. Donc c'est pour ces raisons que c'est une race, c'est très important d'avoir des brebis qui marchent bien, qui ont des bons aplombs, des pattes bien droites pour pouvoir bien se déplacer parce que c'est cette aptitude à la marche qui va permettre à la brebis d'aller chercher de la bonne herbe à droite, à gauche, de bien se déplacer, etc. L'autre paramètre qui est important sur cette race, c'est la valeur laitière, d'avoir des brebis qui fassent suffisamment de lait pour s'occuper toutes seules de leurs agneaux et d'avoir des agneaux qui grandissent bien. Beaucoup de lait, mais il faut quand même garder en tête que c'est une race allaitante, donc c'est une race dont la vocation première est de faire des agneaux. Au niveau de la laine, c'est une race, comme on l'a dit, qui a pas trop de laine sous le ventre, mais qui a quand même un bon volume de laine qui permet derrière une valorisation lainière, bien que très locale, mais qui marche quand même plutôt bien. Alors là, on a pu voir le travail du tondeur. Donc, ce qui est important pour nous quand on travaille dans la laine, c'est d'avoir une toison entière. Donc là, ça a été parfaitement exécuté. Donc après, Marie-Françoise et Florence vont montrer le tri. Marie-Françoise, tu peux te mettre, tu es comme au théâtre, là t'es de dos. Donc voilà, donc là on va la déployer sur une table. Ce qu'on regarde sur la toison, c'est toutes les parties qui sont souillées, qu'on va venir écarter. Donc souvent c'est bas de ventre quand il y en a, c'est pas le cas de la race tarasconaise, et sur les pattes, le bas des pattes. L'ennemi, quand on travaille la laine, c'est la paille. Donc là, on voit quand même que c'est plutôt propre. Tu confirmes, Marie-Françoise, toi qui tries? Le tri, c'est comme toi tu as dit, les côtés sales, je les enlève. Le plus propre, c'est le dos, naturellement. Mais celle-là, elle est vraiment, on peut dire qu'elle est très propre. Donc là, on a un bel exemple de ce qu'on peut valoriser facilement. Voilà, donc... que dire, donc une race qui est une race à laine. Donc ce qu'on va regarder comme critère sur la fibre, ça va être la longueur et la finesse. Donc ça, c'est 2 critères de qualité. Il faut savoir quand même que dans les Pyrénées, et on va dire dans la grande majorité des races en France, on est quand même sur des races plutôt dites grossières. Donc on n'est pas sur les mérinos, pour ceux qui connaissent un peu la laine. Donc les mérinos qui viennent aujourd'hui pour
La grande majorité dans le textile, ça vient de Nouvelle-Zélande, d'Australie. On est sur des races qui ne sont pas très fines, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des belles choses. On va vous le montrer à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces races pyrénéennes, on a la longueur de fibre. C'est déjà pas mal. Voilà. Et là, sur cette race particulièrement, on le voit aussi sur la barégeoise. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu l'as dit, non, on a les deux couleurs. Ça, on aime bien travailler les couleurs en naturel. On va voir des brebis noires tout à l'heure qui vont être tondues. On peut peut-être faire une interaction, merci beaucoup Sarah, avec justement la tonte. Est-ce que tu peux faire des commentaires éventuellement? Bon, ben on va peut-être suivre le procédé de la tonte de la nouvelle brebis qui nous est amené par un apprenti du lycée agricole de Saint-Gaudens, un apprenti de BTS qui nous file un coup de main aujourd'hui. Donc vous voyez comment il attrape la brebis. Il attrape la brebis par la patte arrière au niveau du jarret. C'est la seule façon d'attraper une brebis en étant sûr de ne pas lui disloquer un membre ou voilà. C'est des choses qui arrivent très rarement, ce genre d'accident, mais tenu comme ça, il n'y a aucun risque. Là, vous avez vu, ça va très vite pour mettre la brebis à terre quand on sait faire. En fait, ce que le tondeur a fait, c'est qu'il a appuyé la brebis sur lui et au dernier moment, il enlève le pied pour qu'elle tombe en lui tournant la tête à l'envers, ce qui la désoriente. Le tondeur donc positionne la brebis entre ses jambes pour bien la maintenir. La brebis est sur le côté, elle se pose un peu sur le gigot, donc elle est dans une situation assez confortable. Et là, on va voir la pratique de la tonte qui est quand même très technique. C'est vraiment un savoir-faire. Il ne commence pas de n'importe quel côté. Il fait bien attention, si on regarde, de garder la toison entière pour la valorisation derrière. Ça, c'est très important. Si vous avez plein de petits morceaux derrière, Marie-Françoise ne va pas être contente pour valoriser. C'est bien plus compliqué. Donc, petit à petit, il va faire tourner la brebis pour accéder à toutes les parties, tout en laissant la brebis sur l'arrière de son corps, sur ses muscles, pour pas qu'elle souffre. Vous voyez un enjeu qui est très important quand on manipule une brebis, c'est de maîtriser la tête de l'animal. C'est comme pour tout, quand vous avez des chevaux, vous allez avoir des mors, des licoles qui vont tenir la tête de l'animal pour l'orienter. Les bœufs, vous avez toute cette image avec les anneaux dans le nez qui vont permettre de mieux gérer l'animal. Là, c'est ce qu'il fait. Notre précision sur la qualité de la laine, donc on en trouve sur la tarasconnaise justement, c'est ce qu'on appelle le jarre. C'est un poil en fait dur qu'on n'aime pas trop dans les pulls parce que c'est ce qui va faire que ça gratte aussi. Voilà. Et donc ça, on va l'écarter au tri. Après, on écarte là, on voit que peut y avoir de la présence, voilà. Toute cette partie noire, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Donc ça, tu le gardes ou tu le gardes pas? On l'écarte. Et après, Florence va nous parler un peu. Dans le jardin, voilà, excellent, on perd rien. On va parler aussi de la longueur des fibres parce que suivant les parties de l'animal, on a des fibres plus ou moins longues. Donc je fais intervenir Florence. Juste avant ça, on profite peut-être pendant que le tondeur n'a pas de brebis. Est-ce que tu veux intervenir ou tu interviendras à la fin pour ta part? Tu veux faire un mot? Ouais, encore une et après tu interviens. Comme ça, Florence, tu peux y aller. Moi, je voulais vous parler du ramassage. Tiens, je te tiens le micro, vas-y. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aller vite sur une tonte, souvent les tondeurs et les éleveurs valorisent pas la laine, donc ils évacuent comme ça la laine. Or, vous avez vu tout de suite, je viens de la lancer la laine. Et pour la lancer, il faut que je la plie d'une certaine façon, que je la lance, et en 2 minutes, c'est fait. Au premier tour, on a ramassé la toison comme ça, il faut déjà la dérouler, c'est là-dedans qu'on met plein de paille, c'est vraiment le bazar. Et on n'arrive pas à aller au rythme parce qu'ils mettent 2 minutes à tondre leur mouton. Donc nous, il faut qu'on mette moins de 2 minutes à aller la trier. Allez, on te regarde faire. Voilà. Alors déjà, il l'a tondue pour que je puisse la ramasser. J'ai les cuisses qui sont ici. Je les ramasse en accordéon. Après, j'attrape les épaules. Je les prends dans mes mains. Les épaules, tu les prends dans tes mains et tu prends l'ensemble. Comme un bébé. D'accord. Voilà, on voit bien. Et on regarde le mouvement. Et voilà. Alors, là, du coup, la toison, elle a été déroulée d'un coup. Et puis, ce qu'on nous demande de trier, c'est aussi la longueur des fibres. Donc là, on voit qu'il y a plein de trucs qui étaient sur les fesses de l'animal. Donc on va écarter la laine, comme ça. Et puis,
Il y a des fibres qui sont utilisées pour filer. Donc sur le mérinos notamment, c'est très important. Donc on va prendre les plus longs pour faire du fil. Et puis sur les côtés, il peut y avoir des endroits où c'est plus court et moins qualitatif. Et celle-ci, on va la trier pour faire du feutre, faire des choses qui ne vont pas aller dans le textile et dans le vêtement. Voilà. Et donc moi, tout à l'heure, vous me verrez, je feutre et je peux travailler des fibres courtes. C'est pas un problème. Alors que les dames qui vont filer, elles ont besoin que ça se tienne. Donc on peut faire 3 tas. Un tas où il y a le caca et qui va au compost. Un tas où il y a des laines de moindre qualité que moi je peux feutrer. Et après, un tas avec des laines qui vont avoir un long fil pour la laine, pour faire des pelotes. Merci, ça allait être la question qu'on allait te poser justement. Qu'est-ce que tu fais des différentes parties de laine? Oui, exactement. Comme ça, on utilise la totalité pour ainsi dire. Oui, il n'y a pas de perte. Et bon, souvent, enfin, nous, quand on trie, on a presque 30% de la toison qu'on va virer. Eh ouais. Donc là, c'est les pertes, nous, qu'on a sur les volumes annuels qu'on peut faire. Donc ça représente quand même un certain volume. Nous, chez Mareia, on traite là cette année 17 tonnes, donc vous calculez 30%. Il faut pouvoir les valoriser derrière. Donc là, ça finit en paillage. Donc l'année dernière, le lycée agricole de Saint-Gaudens qui en a pris justement pour des expérimentations. Et comme disait Florence aussi sur du compostage. Voilà, il y a beaucoup de choses en expérimentation, mais finalement c'est ce qui est le plus difficile à valoriser parce qu'il n'y a pas l'étape de lavage, que c'est encore un produit agricole. Donc voilà, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne déplace pas. Il y a quelques réglementations sanitaires qui nous bloquent sur cette partie-là. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que le textile qui va être fait à partir de la laine. On a vu tout à l'heure qu'elle nous montrait une petite lampe en laine également. Donc ça, c'est intéressant. Ah ben, on fait énormément de choses. Nous, on en fait même du plastique, pour vous dire. Donc du plastique à partir des déchets de laine. Donc il y a plein de débouchés pour la laine. Et surtout, on doit en découvrir bien d'autres. C'est une fibre qui a beaucoup de qualité, qui est thermorégulante, ça veut dire qu'elle retient la chaleur l'hiver, Ah oui. c'est pour ça que ça tient chaud, mais aussi la fraîcheur l'été. Donc c'est pour ça aussi que ça fait. C'est une respirant. isolation. Ouais. Elle est résiliente. On peut la tourner dans tous les sens. On peut la tournicoter. Elle revient sur sa forme initiale. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle inifugée. Donc c'est-à-dire elle ne brûle pas. Donc en fait, elle ne dégage pas de fumée toxique. C'est pour ça qu'elle est utilisée aussi dans les vêtements de pompiers. Donc il y a énormément d'applications et de vertus. Voilà. Et ouais, vous le saviez, ça, les enfants, qu'il y avait de la laine dans les tenues de pompiers. Ah, c'est dis-nous. du direct. Je voulais vous dire que la laine, en fait, on a besoin que les éleveurs ils soient aussi parcimonieux, enfin qu'ils économisent les couleurs. Parce que là, on a de la couleur et cette couleur, des fois, soit ça fait une couleur qui reste, donc on va être obligé de l'enlever, soit ça fait même une espèce de... La peinture, elle se met à coller à une espèce de plastique et ça va détériorer la laine. Donc on est obligé de l'enlever. Alors vous imaginez qu'il y a certains éleveurs qui mettent pas du tout de teinture pour faire plaisir, pour valoriser la laine. Et il y en a d'autres qui en mettent partout, vous allez voir. Il y en a certaines, elles sont complètement peinturlurées et on ne peut pas récupérer la laine. Surtout quand ils en mettent partout sur le dos, c'est les parties qui sont normalement les plus nobles. Donc on peut pas récupérer cette laine-là, donc on va l'enlever. C'est pour ça que Sarah, elle a qu'un tiers de laine valorisée parce qu'il y a aussi ces problèmes de couleur. Merci pour toutes ces précisions. Et justement, ces couleurs, elles servent à quoi? Alors vas-y, explique-nous. Du coup, oui, par rapport, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. J'utilise une méthode qui s'appelle la méthode Bowen, qui a été mise en place dans les années 50 pour valoriser la laine, privilégier le confort de la brebis et du tondeur. Dans toutes les positions que je la fais, que je la manipule, j'essaye de ne pas la mettre sur une arête ou dans l'inconfort. Parce qu'une brebis qui est dans l'inconfort, elle va bouger et pour elle, c'est pas agréable et pour moi, encore moins. Voilà. Oui, parce que là, on voit qu'elle est tranquille malgré tout. Hein. Elle est vraiment tranquille. Oui, là, ça se va. En fait, le fait, c'est qu'elle n'a aucun appui pour se débattre, pour prendre appui sur quelque chose. Et là, je l'ai posée sur son gigot droit. C'est comme ça qu'on démarre. Bien sur sa fesse pour pas que ça la gêne. Bah ouais, très bien. Bon, allez, on te laisse faire. On a marqué, tu commences par le bas et par le gigot gauche. Je commence toujours
par le gigot gauche. Voilà. On va bien jusqu'à la colonne. Là, tu fais attention lorsque tu arrives à la queue. En fait, dans cette méthode, ce qui est important, c'est les mouvements des pieds qui permettent, qui gèrent la contention. Ma main gauche qui va préparer ce qu'on appelle la passe, c'est le passage de la machine. La main droite qui tient la poignée. Allez, on te regarde faire. À ce moment-là, effectivement, on va poser la question de savoir quelle est l'utilité de tondre les brebis comme ça. Alors la tonte, comme vous vous en doutez déjà, ça a une utilité pour que la brebis soit dans un meilleur confort. Sans laine, elle est plus légère, elle a moins chaud forcément. Mais attention aussi, là on peut le voir, à la fois je dis ça et à la fois on est en train de tondre une brebis en septembre. C'est un peu bizarre comme raisonnement. Alors il faut savoir que beaucoup de troupeaux quand même tondent au printemps après que les bêtes soient en bergerie pour aller dehors et qu'elles soient bien. Mais traditionnellement, dans certaines vallées, notamment dans le 65 et dans le Pays Toy, les brebis, on leur laisse la laine pendant l'été parce que ça a une utilité, certes, pour protéger de la chaleur, mais aussi, pour avoir plus chaud, pour protéger du froid, mais aussi quand même, il faut penser que sous cette laine, il y a du suin, de la transpiration. C'est ça qui fait que la brebis, l'eau va glisser dessus, elle va pas avoir froid, ça va lui permettre une meilleure aussi gestion de la chaleur. Alors quand ça passe vite du chaud au froid avec de la laine et le suin qu'elle a dessous, ça va mieux la protéger. Ça va la protéger aussi du soleil, des plaies potentielles. Un animal blessé en montagne qui a une plaie ouverte, c'est très vite des mouches qui arrivent et qui pondent dedans et des asticots qui mangent réellement la chair de l'animal. Donc ça, c'est un gros problème qu'on rencontre en montagne. Donc voilà, c'est pour ça que là, on est en septembre et qu'on a une bête qui est à tondre. Là, on sait que ces brebis-là, de toute façon, elles ne vont pas retourner en montagne. Là, elles sont en grange ensuite. D'accord. Sarah. Oui, nous, sur la laine, donc on aime bien quand la tonte se fait après les estives. La laine est souvent plus propre que quand elles ont passé l'hiver en bergerie, donc quand c'est fait en début d'année ou au printemps. Maintenant, bon, voilà, chaque éleveur a sa propre façon de fonctionner. Effectivement, pour la laine, on a souvent des laines plus propres en descente d'estive. Donc voilà, on va privilégier plutôt ce genre d'élevage. Et oui, ça, c'est des petites choses que l'on ne sait pas, nous, pour notre part. On découvre vraiment plein de choses sur... il y a des saisons, en quelque sorte. Il y a des saisons pour la tonte. Alors, nous, en fait, on est très saisonniers. Alors, le textile, de base, a une saisonnalité. Quand on est dans le polyester, c'est plutôt les collections qui ont des saisonnalités. Maintenant, nous, entre le moment où on collecte la laine aux éleveurs, enfin, en tout cas, quand ils tondent, qu'on collecte, et le moment où on va commencer à vendre et donc à gagner un peu d'argent sur ce qu'on a fait, il se passe 1 an. Donc c'est énorme parce qu'après on va voir les autres étapes, on en est encore vraiment à l'amont et à période d'élevage. Mais voilà, il y a vraiment 1 an qui est entre le lavage, le filage, la transformation. Donc ça, il faut aussi que côté éleveur, ils puissent comprendre, nous, les nôtres sont patients, voilà, ils savent justement que voilà, quand on achète la laine, il y a un décalage d'un an parce que c'est là où on commence à vraiment se rémunérer sur notre travail. Oui, tout à fait. Là, on voit qu'on passe à une autre race. Notre race de brebis. Donc j'imagine, alors déjà peut-être tu peux nous commenter un peu cette race. Quelle est la différence avec la tarasconnaise? Alors, comme je le disais, la pratique de la tonte à cette période, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le 65, notamment dans le Pays Toy, les vallées de Barège, Chèdre et Gavarnie. Et bien, c'est pas un hasard si on a ces brebis aujourd'hui, c'est parce que ce sont des brebis du Pays Toy. C'est la race barégeoise de Barège. Donc dans ces vallées, là-haut, au Pays Toy, c'est réellement la race endémique du pays. C'est celle qu'on retrouve qui est née là-bas, qui a été développée là-bas pendant des siècles et qui aujourd'hui
est parfaitement adapté à son territoire. Et ça, c'est le plus intéressant dans les races locales, c'est d'avoir des races qui valorisent bien leur territoire, qui sont habituées à leur milieu et qui sont capables de produire dans les conditions que leur offre ce territoire. Donc là, vous avez une brebis de la race barégeoise. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une couleur naturelle. Oui, alors ça, nous, on aime beaucoup. Et en plus, là, c'est une pigaille, donc c'est-à-dire qu'elle a un peu les deux couleurs, donc ça va faire ça va faire un petit mix sympa. Donc, je vais peut-être faire intervenir Florence sur les mélanges de couleurs. Oui, sur les mélanges couleurs, on aime bien et au cardage, en fait, on peut même mélanger pour avoir plein de niveaux du brun, voire le noir. Le noir, il n'y en a pas trop dans les Pyrénées, mais il y en a dans le Massif central, c'est la noire du violet. Et on peut dégrader, enfin là on voit bien que l'intérieur de sa toison elle est bien noire, donc si c'est bien trié ça peut sortir en noir aussi. Et on va mélanger les laines pour avoir tout un camailleux du beige en passant par le gris et le noir. Ce que je voulais dire aussi aux éleveurs ici, c'est que moi au départ j'étais en région centre et il y a une brebis qui s'appelle la Solognotte. Et pareil qu'ici, on rêve d'avoir des laines noires naturelles, alors que beaucoup de brebis quand même sont blanches partout en France. Hein. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un agneau noir, hein, ils les mettent dans un même élevage. Tous les agriculteurs, tous les éleveurs se sont rassemblés. Dès qu'ils ont un noir, ils vont le donner à un des éleveurs. Et il est en train de faire grossir un troupeau noir pour qu'on puisse avoir des laines qui soient noires. Donc je vous encourage à faire pareil. C'est intéressant. On a l'impression que c'est plus rare, a priori, les noirs, non? Oui, en fait, il y en a de moins en moins. Donc, alors que nous, on en cherche de plus en plus. Voilà. Bon, après, c'est pas une critique. Le message est parce que passé. la Non, filière mais le laine se message est relance. passé. Et oui, du coup, ça se relance en ce qui concerne la laine. Oui, tout à fait. On est pas mal d'acteurs. Ce qui est intéressant sur la filière, c'est qu'on est des acteurs très diversifiés. Donc là, aujourd'hui, on a un panel d'artisanes qu'on va présenter tout à l'heure. Mais il y a aussi des projets semi-industriels et industriels qui se relancent. Donc voilà, c'est sur la chaîne des Pyrénées. Bon, on n'est pas nombreux, mais on travaille tous ensemble. Il y a Laine Paysanne sur l'Ariège, qui est un acteur assez connu pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas. Ouais. Sur la Nouvelle-Aquitaine aussi, on a Trail. Vous avez Maison Isard qui expose, là, je fais partie. Très bien. Voilà, et puis en fait, sur toute la chaîne des Pyrénées, on voit des acteurs de plus en plus nombreux, donc c'est plutôt positif. Bon, ce qui est très intéressant. Pour notre part, on était en train de parler des races, justement, et c'est une race un peu particulière, tu me disais, concernant les couleurs, a priori. Et oui, comme tu le disais, Sarah, c'est une race qui a des couleurs différentes, qui a des couleurs blanches, noires et tachetées. C'est une des propriétés de cette race dans son standard. C'est une race qui a été sélectionnée sur de nombreux critères, mais pas sur la couleur. C'est une race, donc les troupeaux sont composés presque à 30% de noir, 30% de piguettes, de pigaillés, de myrgaillés, de brebis blanches, noires, tachetées. Et ce qui reste, ce sont des blanches, mais si vous regardez bien, c'est pas vraiment du blanc, c'est de la couleur satinée. C'est pas le même blanc que la tarasconnaise, mais là on chipote. C'est une question aussi d'habitude et de vision générale. Voilà, donc c'est ça aussi qui permet aujourd'hui sur ces troupeaux d'avoir des bêtes avec un gros panel de couleurs pour derrière la valorisation, une valorisation plus intéressante et plus diversifiée. La petite question, pourquoi ont-elles des points de couleur comme ça sur le dos qui sont mis? Alors ces points de couleur qui posent souci ensuite sur la valorisation, c'est tout simplement une façon de reconnaître, de repérer ces animaux en montagne. En montagne, vous allez être sur certaines estives où vous allez avoir des bêtes qui se mélangent, et pour reconnaître de loin votre troupeau, eh bien, vous savez que les brebis qui ont un point bleu sur le dos, eh bien, ce sont vos brebis. Un trait bleu, c'est celle d'un autre, un trait rouge, un point rouge, etc. Et parfois, il y en a qui sont un peu d'Alexé et qui ont presque les brebis entièrement bleues, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est avant tout une façon de reconnaître leur troupeau. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur ce qu'on disait sur la couleur. Sur les troupeaux de tarasconnaise, c'est constitué majoritairement, voire quasi entièrement de blanc. Et il y a quelques brebis noires qui servaient historiquement à être sûr que son troupeau soit là.
On regardait aux jumelles, on voyait son troupeau où on sait qu'on a 250 brebis, on compte les noirs, il y a bien nos 12 noirs, et bien ça veut dire c'est bon, a priori le troupeau est là. Voilà, ça servait historiquement de repère là-dessus. D'accord, c'est-à-dire qu'en comptant les 12 brebis, on savait que les autres étaient autour. Voilà, on sait que s'il y en avait 11, eh bien, c'est qu'il manquait un petit lot. Parce que comme on l'a vu, les brebis, quand elles se séparent très rarement une toute seule. Ou alors c'est qu'il y a vraiment un problème, elles se séparent par petits lots. Donc ça permettait voilà, d'avoir, d'être un peu plus serein, quoi. C'est intéressant toute cette histoire. Sarah? Oui, par rapport au marquage, effectivement, donc nous, voilà, on est obligé de l'écarter. Aujourd'hui, on le garde pour tout ce qui est watts de rembourrage, parce que finalement, c'est quelque chose qui ne se voit pas et ça nous permet de ne pas la jeter, ce qu'on faisait avant, on l'écartait en déchets systématiquement. Et donc voilà, donc c'est quand même valorisé, mais pas sa juste valeur, puisque forcément, on va le vendre moins cher. Et c'est dommage parce que souvent, c'est sur les plus belles parties de l'animal. Oui, mais j'ai remarqué, on a remarqué que c'est sur le dos. Ce n'est pas une critique, c'est Oui, qu'on sait que si c'est fait par les éleveurs, c'est parce que c'est nécessaire. Bien sûr. Et on cherche, nous, et on sait qu'on n'est pas les seuls en France, d'autres méthodes qui pourraient nous permettre qui pourraient permettre aux éleveurs de repérer les bêtes donc en estive sans avoir à marquer. Voilà. Ouais, tout on à a fait. un éleveur qui lui ne marque pas parce qu'il est le seul du coup à pas marquer. Eh oui. J'aime beaucoup cette technique. Voilà. Bon, sur le principe, on est d'accord que on cherche des méthodes, c'est ça, déjà. On n'a pas de solution. Alors, Je voulais parler de mes mains. Ouais. Parce que, en fait, il y a du suinte dedans. Et quand on trie, on a les mains qui sont toutes poisseuses. Et en fait, pour se les laver, il suffit faire quoi? De mettre les mains dans l'eau. Parce que y a du suinte et dedans, il y a de la lanoline. Et même moi, quand des fois, je me passe les mains sur le visage, etc. Et j'ai le visage, la peau super douce. Avec ça, on peut faire avec la lanoline des produits de beauté. tu Donc, fais de la cosmétique avec de la moi, lanoline. j'en fais pas, mais on en fait. Ouais, d'accord. En fait, tant qu'elle est sur l'animal, on parle de suinte, mais après, donc c'est l'étape de lavage dont je vais parler ensuite. Donc quand c'est lavé, en fait, ce suinte est nettoyé, ça se transforme en lanoline qui est utilisée dans la cosmétique encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc Ah c'est oui, une base de crème. C'est comme quoi, tout est utilisé pour. Tout à fait. On ne jette rien. Et malheureusement, le souci, c'est que on l'a vu en essayant de travailler sur la race roise, on permet de valoriser cette laine, etc. Il y a la même initiative qui a été portée aussi au niveau de la lourdaise, et ça a été un gros choc il y a peut-être un an quand on a parlé aux éleveurs de valoriser leur laine. Il y en a beaucoup, c'était impensable de vendre leur laine. Pour certains, la laine était devenue un produit sans aucune valeur. C'est réellement problématique. On a des éleveurs qui ne savent pas quoi faire de la laine, qui la brûlent. Voilà, donc c'est réellement un souci. C'est quand même un matériau noble qu'il faudrait réussir à valoriser. C'est ce qui est mis en place pour l'instant à petite échelle, mais ça fonctionne plutôt bien et les éleveurs retrouvent cette fierté de valoriser la laine. Effectivement. Oui, c'est plutôt rassurant parce que Sarah, tu disais que ça se développait de plus en plus, du coup, Oui. Après, on revient voilà. à la laine. Nous, on fait en fonction du marché. Derrière, si les consommateurs n'achètent pas, nous, on ne peut pas non plus collecter et stocker en Bien sûr. avec les mêmes soucis puisque nous payons la laine aux éleveurs. Et donc, mais effectivement, oui, après, toutes les races ne se valent pas. Pour le textile habillement, mais aucune race est inintéressante. C'est-à-dire que pour moi, elles ont toute leur filière de transformation, elles ont toutes leurs débouchés. C'est juste qu'en fait, on se remet aujourd'hui, enfin, il y a 10 ans, on va dire, ça fait 10 ans qu'on commence à se réintéresser, même si Marie-Françoise est là depuis Marie-Françoise, elle est restée. bien non plus longtemps. Mais on va dire que ça intéresse, même au niveau politique, etc., ça fait même pas 10 ans. Et donc voilà, donc il faut laisser le temps voilà, de faire de la recherche. Sur les futurs débouchés et voilà, de communiquer comme on le fait aujourd'hui, de montrer aux gens ce qu'on peut faire avec la laine. Ça, c'est très important, voilà, de sensibiliser aussi à cette fibre, à ces métiers. Merci beaucoup. Juste avant de passer à toi, pour vous, c'est terminé, les gars. Et les garçons et les filles, Merci. pardon, c'est bon. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as fait, ce que tu as entendu?
Non, je pense que le tour a été bien fait. Un peu de tout ça. Bon, t'as eu chaud quand même là. Oui, oui, toujours. Et cet après-midi, on recommence à tonde. Il y a une salle de tonde qui a été montée complètement à l'opposé. Et voilà, là, il y a un petit lot Daniel tarasconnaise. On parlait de couleurs. Il y a beaucoup de noirs, des marrons, ça vient de chez moi. On aime la couleur aussi. Alors voilà, si ça vous intéresse, c'est aux alentours de 15h, complètement de l'autre côté là-bas. Allez, aux alentours de 15h, on pourra te retrouver là-bas. Et pour ta part, je vois que tu es arrivé avec un peu de laine dans les mains. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Je voulais rajouter que j'ai appris à feutrer avec une dame qui est spécialiste, qui s'appelle à trier, pardon, avec une dame qui s'appelle Christelle Janet et qui en fait nous a montré, elle nous a pas appris, mais elle nous a montré qu'on peut lire la laine. Et là, on voit que c'est des bêtes qui sont en pleine forme, mais sur un brin de laine qui fait 10 cm, chaque centimètre, c'est un mois de l'année en fait. Et on est capable de dire, eh ben, regarde, à tel endroit, la fibre, elle est moins belle, elle a une autre couleur. Et c'est que ta bête, elle a été malade. C'est qu'à ce moment-là, peut-être pendant la grossesse, elle n'était pas très très bien. Et du coup, elle donne des cours en chambre d'agriculture pour cette lecture de la laine, pour les éleveurs, pour qu'ils, même quand la laine est encore sur le dos, puissent ouvrir la toison et regarder, parce que ça reflète un état sanitaire de la brebis. C'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. Ouais. On va passer à la transformation. Allez, vas-y Sarah. La Alors, transformation donc, de la laine désormais. Là, on a fait le tri. Oui. Maintenant, il faut la laver. La laver. Donc, il faut laver la laine. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas montrer le lavage. Donc, il y a du lavage artisanal. Donc, je vais interroger Marie-Françoise. Moi, je vais parler de plutôt ce qui se passe en industriel. Très bien. Ou plutôt en semi-industriel, c'est-à-dire que c'est une échelle en dessous, puisque nous n'avons pas d'industrie de la laine, de laveur industriel de la laine en France, mais on a un semi-industriel. Donc, qui est à Sogg, donc en Auvergne, qui est le dernier, avec une machine qui s'appelle le Léviathan. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je leur conseille d'aller voir un peu à quoi ça ressemble. C'est une très vieille machine où en fait la laine va passer par 5 bacs. C'est en continu, ça veut dire que la laine elle rentre et elle ressort, elle est empaquée. Et D'accord. cette machine, elle est très très vieille. Et donc, on va venir faire plusieurs bacs de lavage, avec du bicarbonate de soude. Très bien. Donc, on est en bio. Voilà, ils font de l'épandage sur les eaux usées. Voilà, tout est fait écologiquement, donc c'est important de le dire. parce C'est que- du bicarbonate de soude avec de l'eau à De une l'eau chaude, température. ouais, tout à Température pas trop chaude, je présume. Oui, exactement. Donc, on va faire passer plusieurs bacs pour pouvoir enlever ce suint dont on parlait tout à l'heure, Ouais, ce ouais, gras. très bien. C'est très important. Donc, ce sont des fourches. Il faut imaginer des fourches qui viennent ramasser la laine et la faire avancer, et voilà, comme dans une machine à laver. Et ensuite, donc, il y a des bacs de rinçage qui permettent justement d'enlever les dernières pailles, la terre, etc. D'accord. Voilà. Et puis, c'est séché. Ensuite, elle est séchée. Le Elle est séchage est séchée à très l'air important. libre. Comment ça Alors se non, passe? c'est des séchoirs, donc ça va être séché à 90 degrés environ par Ah, quand même. 3 minutes, mais alors ça c'est très rapide. En fait, ça doit dépendre de la laine. On va sécher, alors ceux qui sont plutôt en méthode artisanale vont sécher à l'air libre ou au soleil. Quand on est sur des tonnages, des 10 tonnes, des 20 tonnes, des 50 Ouais. tonnes, on ne fait pas sécher au soleil. Eh non, on Là, du imagine. coup, on est On plutôt sur imagine un bien. autre système. Ouais, ouais. Une fois qu'elle est sèche, la laine. Oui, Elle donc passe là au maintenant on va filage. passer à la filature. Allez, dis-nous. Donc le filage, hop, je te laisse la main. Marie-Françoise, si tu veux Vas-y, commenter du coup. Marie-Françoise. On a vu le triage. Tout à fait. Après, comme j'ai dit, moi je prends que la laine de plein air Oui. parce que c'est plus propre. Vous voyez ici, c'est pas lavé, Ouais. ni cardé, rien du tout. Et c'est comme ça que je la Et file c'est aussi. déjà très bien. Ouais. Et c'est Rosemary qu'on voit, elle file de la laine, la brute, pas lavée. D'accord. Donc là, on se rend compte qu'en fait, tu la tournes un petit peu, c'est ça, dans Non, tes doigts? non. Même pas? Je donne la laine et c'est le rouet qui va faire la torsion. Si je fais plus doucement, là, voilà. C'est le rouet qui fait la torsion. D'accord. Et donc le rouet va la filer. Et donc tu vas te retrouver avec une épaisseur de quoi? De 2-3 mm quoi. Tu peux éventuellement grossir, c'est comme tu veux. D'accord. Et ensuite, comme j'ai dit, alors on peut la carder. Très bien. Là, elle file sans qu'elle la carder. Et une laine comme ça, pas laver, rien du tout, on peut vraiment le faire. C'est très bien. C'est super. Ça, c'est la lourdaise. Très bien. Donc là, la lourdaise, celle-là, tu vas la chercher en montagne. Eh ouais. Ah ouais, c'est superbe. Au toucher, c'est incroyable. Ah ouais, ouais. Une douceur incroyable. Incroyable. Et effectivement, on sent au bout des doigts. Ouais.
cette lanoline. Ouais. Et cette année, j'ai fait, ça c'est l'orange, comme j'ai expliqué aux enfants, Eh oui, avec la teinture. tu as fait la teinture à C'est la... toujours des c'est fois toi qui des l'as faite. surprises quand on fait des mélanges comme ça. Voilà. Et moi, je le fais, mes teintures, je les fais au chaudron, D'accord. dehors, le Ouais. feu ouvert, Ouais. hein, avec les plantes autour de la maison, du champignon, tout ce que je Là, tu nous trouve. fais rêver. Hein. Ah oui, Tu ça, nous fais c'est- rêver totalement. Non, mais ce que je veux dire là, c'est aussi, je prends la laine brute. Ouais, C'est-à-dire, je prends la ouais. laine carrément comme ça quand je l'atteins. Ouais, d'accord. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut avoir vraiment de la laine propre et bien triée surtout. Et cette année, je voulais faire du nouveau avec l'ancien. Ah, Je voulais c'est-à-dire... faire un petit mariage, c'est-à-dire D'accord. les couleurs, c'est la lourdaise Ouais. que j'ai fait, que j'ai teinté, filé. Et après, j'ai pris de la laine de Sarah Ah, et je l'ai mélangée. alors c'était de la Je laine... l'ai d'une autre- retordue. T'as retordu la laine. J'ai retordu la laine avec mon fil que j'avais fait. Et comme ça, j'ai fait un petit mariage entre le moderne et l'ancien. Et l'ancien. On Sympa. peut le faire. Retordre un fil, donc c'est venir prendre un premier fil et venir tourner un autre Ouais. fil dessus. Donc ça, on le fait, donc elle le On fait le de voit, façon là. artisanale et voilà, on le pratique assez souvent sur des fils 100% laine, nous en industriel aussi, pour apporter aussi de la solidité. Et la Puisque douceur. nous on travaille beaucoup le 100% laine, ce qui est un peu un défi aujourd'hui avec les filatures qui ne savent plus travailler les fibres naturelles et qui ont tendance à régler les machines sur tout ce qui est polyester et polyamide. Donc les machines vont vite, elles cassent le fil. Il n'y a pas forcément aussi l'hygrométrie, etc. dans les usines, c'est-à-dire une certaine humidité qui va permettre à la laine aussi de bien être filée. Donc voilà, donc tous ces paramètres font que nous, on est souvent obligé de retordre notre fil encore. Voilà. Et après 42 ans d'expérience que j'ai dans la laine, 42 ans d'expérience. Ouais. Ah ouais. J'essaye, j'expérimente, je fais des stages, je montre aux autres comment il faut faire avec la laine aussi, artisanale. Bien je parle sûr. pas de industrielle. Ouais, ouais. Mais et les gens disent toujours mais que toujours la même chose. Non, c'est pas toujours la même chose. Eh les oui. races sont différentes, les personnes sont différentes qu'on rencontre. Ouais, ouais. Hein. Les teintures, cette année, quand je fais une teinture, si je prends la même l'année prochaine à la même place, elle me donne une autre teinture, une Eh autre oui. couleur, plus douce, plus forte, ou carrément une autre teinture. Et c'est ça qui est tellement fascinant dans la laine. Tu travailles avec le vivant, Oui, avec le vivant. avec le naturel. Dans la nature, Donc forcément, avec ça, quelque ça chose bouge. comme ça, et ça c'est fantastique. ça. 42 ans. Et quand tu vois les nouvelles générations arriver, ça doit être incroyable. Enfin, ça doit être Ah génial oui. de pouvoir transmettre Ah, ça comme fait du plaisir. Ça fait énormément de plaisir quand je vois Sarah qui sait, parce qu'elle était venue aussi chez moi pour voir, pour voilà. discuter. J'étais encore étudiante voilà, quand je suis allée la voir. Ouais. Parce que je voulais faire ce métier, donc c'est une des premières personnes que j'ai vues. Ouais. Voilà. On se connaît depuis 12 ans. Bah oui, on se connaît depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que j'ai travaillé Ça passe ici. vite. Wouh. Le temps, il passe. C'est ça. Le temps, il passe. On passe sur. Tu veux faire les commentaires à Marie-Françoise vu que c'est. Ben tes non, elle est en collaboratrices. train de faire le fil solitaire. Le premier fil. Le fil solitaire. Quand on a deux bobines, on les met les deux fils ensemble, comme Sarah l'a discuté, aussi a expliqué. Et vous voyez, après, c'est ça. Hein? C'est la torsion, la retorsion. On retord. Hein? On retord. Hein? Là, vous avez le deuxième bobine. On peut faire 3 fils aussi. On peut faire 4 fils. Mais là, il faut faire un fil très minutieux et très fin. Hein? Hein? Ensuite, Et ensuite, c'est ce qu'on peut faire, c'est le tricot. Alors ensuite, tu peux faire le tricot déjà avec ça, c'est ça? Le premier fil, non. Hein? Ouais, Il ouais. faut avoir le retord. Ouais, ouais, il faut retordre. Ça, c'est le premier. Il faut vraiment Fini, retordre. c'est vraiment comme ça. Ça, Eh ouais. ça c'est ouais, fini. ouais. Si tu ne retors pas, forcément, ça va être trop fragile, ça va pas, ça Pas va la pas tenir. fragilité, parce que moi, je fais aussi des fils solitaires D'accord. pour tricoter, mais ça, il faut une certaine expérience pour le faire. Eh oui, Parce que forcément. sinon, vous avez trop de torsion dessus. D'accord. Vous n'arrivez pas à gérer ce fil. Il faut vraiment avoir une certaine, un certain savoir Oui. pour le faire. Ouais, on Le imagine bien. filage ne se fait pas, même si ça,
a l'air d'être facile. Ça a l'air d'être facile, hein. Mais à mon avis, non. Demandez-le. C'est pas facile du On tout. comprend qu'il y a l'art et la manière. Ensuite, là, on se rend compte qu'il y a un lavage, nettoyage de la laine. Comment ça se passe? Alors là, on est sur le feutrage. Donc ça veut dire qu'on ne va pas utiliser de fil, on va directement sur une étape donc qui est juste avant le fil. Je ne sais plus si tu en as parlé, Marie-Françoise, donc ce qui est cardage. Donc on vient vraiment gratter la laine, ça vient de chardon, de cardon. Donc pour obtenir voilà, ces espèces de rubans ou des nappes, ça c'est un ruban peigné, donc c'est une étape encore après. Il y a énormément d'étapes dans la filière laine. C'est la fibre textile qui a le plus d'étapes de transformation. Pour le savoir, c'est pour ça que c'est cher à la fin. Donc le ruban peigné, il est étalé de façon non parallèle. Je vais laisser plus la dame en parler. Florence, à toi. Oui, alors j'ai posé de la laine un peu dans tous les sens. Et j'ai fait des petits tas pour qu'il y ait des endroits où ça fasse des bosses, d'autres endroits où ça fasse des creux. J'essaye de faire une lampe qui va ressembler à un nuage. D'accord, là tu vas faire une lampe. Et j'ai incrusté de la laine jaune. Ouais. Là, je prends du savon, de l'eau bouillante. J'ai dissous du savon dans l'eau bouillante. Et avec ma faisselle, Tu viens juste... j'asperge d'eau comme ça. D'accord. Voilà. Et l'objectif, c'est de mouiller toutes les fibres. Donc je referme dans mon papier bulle, c'est du papier, vous savez, les papiers d'emballage Ouais, tout à fait. pour protéger Pour les dans les colis déménagements, éventuels. etc. Je vais avoir besoin qu'on me tienne le micro. Ouais, tout à fait. Vas-y. Ensuite je vais faire des tout petits frottements, puisque la laine, c'est un peu comme, vous savez, les pubs où on voit les cheveux qui se referment là en disant votre après-shampoing va fermer vos cheveux. Et ça Ah, d'accord. Et ben moi je fais l'inverse en fait. La laine, c'est comme un cheveu, c'est une fibre, et avec le savon qui est basique et l'eau brûlante, je vais l'énerver, donc elle va s'écailler. D'accord. Et après les écailles, elles vont être posées les unes sur les autres, mais elles ne se sont pas encore rencontrées. Donc je fais des tout petits frottis pour qu'elles se rencontrent. Et puis à la fin, ça donne quelque chose qui va ressembler à ça. À ça. Alors la laine, quand on la feutre, ça rétrécit. Vous voyez, ça c'est un gant. Tout à fait. C'est un gant qui est à la taille de ma main, et pourtant il est 2 fois plus grand que ma main. Donc je vais poser les fibres, et là, si je remouille ce gant, il va partir en charpie. Là, il est solide parce qu'il a séché. Il a séché comme ça. Et ensuite, la dernière phase, je veux bien que vous me reteniez le micro, c'est d'aller rétrécir la laine. Donc là, on appelle ça un pré-feutre. Donc ça se tient, mais c'est fragile. Très bien. Et encore avec du savon et de l'eau bouillante, on va frotter, frotter, frotter. On va même lancer la laine pour la choquer, la taper. En fait, carrément. c'est presque comme faire du pain. Au bout d'un moment, il va falloir la malaxer comme une pâte à pain. Et là, d'un seul coup, elle va se rétrécir. Et chaque laine a un coefficient de rétrécissement qui est différent. La laine de Sarah, faut que je sois 1,5 fois plus grand. Sur du mérinos, il faut que je sois 2 fois plus grande. Et donc, il faut que je calcule à chaque laine le rétrécissement pour faire des gants, des lampes si on me demande des dimensions. Je fais aussi même des sous-vêtements ou des tuniques ou des vestes. D'accord. Et donc une veste qui me va, il me faut une table qui fait 3 mètres par 2 pour la poser entièrement parce qu'elle va rétrécir d'autant. Ah, ça doit être intéressant de voir effectivement une grande robe qui va rétrécir d'un seul coup. Ah ouais, c'est ça, oui. Je peux pas vous le montrer là, Eh mais non, bien sûr. C'est vraiment très intéressant. On voit déjà avec le gant ce que ça peut donner. Voilà, et c'est délicat parce que quand la laine, vous faites une grande robe ou une grande veste, c'est immense et ça peut partir en charpie si vous le manipulez mal. Donc c'est des parties qui sont très très longues à manipuler parce que ça peut vraiment partir tout flagada et vous avez perdu tout votre travail. Voilà, un art qu'on ne soupçonnait pas du tout pour beaucoup. Et pour le coup, on va repasser à toi, hein, puisque là, tu vas nous parler de la teinture. Oui, alors la Entre teinture, c'est pratiquement la dernière étape, une des dernières étapes. Donc on peut travailler sur la laine brute, comme par exemple la laine qui est en train de manipuler Florence et qui a été teinte vraiment à une étape juste après être cardée. Ouais. Ou bien alors, par exemple ici, des fils de laine prêts à tricoter, donc qui sont teints à cette étape-là. On peut travailler sur des tissus. Là, par exemple, vous avez un tissu laine et chanvre. Donc on a de multiples façons de travailler en teinture. Ouais. On peut faire des impressions, on peut travailler sur ce qu'on appelle
des réserves, c'est-à-dire empêcher la couleur d'aller dans certains secteurs. Ah oui, ça, tu peux sélectionner l'endroit. Absolument. Il y a tout un tas de pliages qui ressemblent un peu à l'origami. On travaille sur les mélanges de plantes, sur le temps, sur... là, par exemple, ici, j'ai un camailleux. Depuis tout à l'heure, j'ai fait cuire le même tissu de laine dans ma soupe à l'oignon. D'accord. Mais le fait de l'avoir laissé plus longtemps, donc j'ai une couleur Et oui, on plus voit que les soutenue. couleurs sont différentes. Mais après, si je recommence le procédé, je vais quand même avoir quelque chose d'un peu plus foncé au démarrage. Donc au fur et à mesure qu'on connaît les plantes qu'on utilise, on sait ce qu'on doit faire, combien de temps. Ouais, tu vas connaître à quelle l'intensité de la couleur, etc. Il y a des fois des températures qu'il ne faut pas dépasser, d'autres fois il faut au contraire chauffer très fort. Et on utilise pratiquement que des plantes, sauf une seule bébête qu'on utilise, c'est celle-ci. C'est la cochenille qui nous permet d'avoir des pourpres, des rouges qui peuvent être très beaux. Donc ça, c'est une petite bête qui est un parasite du cactus. Ouais, tout On à n'en a fait. plus en France, des cochenilles à couleur. Ouais. Elles ont disparu en même temps que leur arbre qu'elles parasitaient. Voilà. Il Ouais, faudrait qu'on ouais. ait de nouveau des Ça- chênes kermesse. Ouais. Voilà, donc il y a une immensité de choses à faire. Comme a dit Marie-Françoise tout à l'heure, on peut beaucoup s'amuser. Mais aussi, quand on a par exemple des contraintes, comme vous allez voir lors du défilé, il y a une des vestes qu'on atteint, on atteint les empiècements en boc de châtaigne. Oui. Et la contrainte, c'est qu'il faut arriver sur un ton qui se rapproche le plus possible de ce qu'on nous a demandé de faire. Donc ça implique un certain nombre d'étapes, de mise au point, de combien de... combien. Voilà. Eh oui. Combien de temps, combien de ceci, combien de cela, combien de bog, combien de... quel type d'eau, à quel pH, etc. etc. Et c'est là-dessus qu'on arrive à pouvoir fournir des couleurs qui, même si elles sont jamais exactement, jamais vraiment les mêmes, sont quand même similaires et peuvent répondre à un cahier des charges. C'est assez important parce que C'est ça. sinon on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon aléatoire. C'est pas du tout le cas. On peut très bien maîtriser les Et processus. oui, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un suivi sur les couleurs, qu'il y ait un suivi sur oui. les pièces, etc. quoi. C'est Absolument. important. Donc on n'aura jamais exactement le même ton. Comme l'a dit Marie-Françoise, une Bien sûr, plante bien sûr. à une saison différente peut donner des choses différentes, comme des vins. C'est Ouais. exactement comme le vin. Il y a des crus. Mais on peut aussi arriver à trouver, par exemple, quand on veut une certaine couleur, bon, on ne va pas se fixer forcément sur une plante particulière, mais sur quelle plante je peux utiliser pour avoir ce résultat. Ça peut être une autre D'accord. plante ou une rencontre entre plusieurs plantes, etc. Ça, c'est notre métier de teinturier, de Ah pouvoir ouais. faire ça. Mais c'est passionnant. Hein. C'est vraiment passionnant de voir qu'effectivement, vous travaillez le matériau brut, le matériau vivant. Vous travaillez avec la saisonnalité. Et c'est grâce à ça qu'on peut obtenir des pièces comme elles sont là. Sarah, c'est toi qui les fais, ces pièces-là? Oui, c'est nous. Qui les Tout coud? à fait, c'est fait à l'atelier. Exactement. Waouh. Donc c'est nos tissus. C'est sublime. Donc, je vais un peu décrire parce que là, on va Ouais, vous s'il te présenter plaît, ouais. un travail donc, qui s'appelle un projet qui s'appelle l'Atella, la telle pour les occitanistes, donc Ouais. la toile. L'idée, c'était, on est 6 acteurs à s'être rassemblés et notre objectif, c'était de faire connaître et aimer nos laines aux Très futurs bien. professionnels du textile. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ils n'y connaissaient pas toujours grand-chose. Donc voilà, on trouvait ça important de les sensibiliser. Donc on a eu un groupe de 4 élèves du lycée Réfi. Donc on a des élèves qui sont venus pour l'occasion et même des profs qui vont défiler pour présenter la collection qu'on a travaillé avec eux. Dans les acteurs, il y a aussi Casa 93, c'est une école toulousaine qui est dans le design et qui D'accord. travaille sur l'insertion des jeunes via la mode et qui a aussi apporté 4 élèves pour ce projet. Le collectif Tricolore avec les kakémonés au sol, là, donc qui est un collectif lainier national qui justement bouge pas, on travaille va le sur la remonter. valorisation de la laine. D'accord. Et donc notre structure pour l'accueil des jeunes, pour l'atelier et pour leur parler un peu laine et filière. C'est super parce qu'à la Voilà. fois on a les élèves, les professeurs, Oui. ils sont mannequins d'un jour, ils pourraient l'être toujours d'ailleurs. Voilà. Et puis Donc, c'est des pièces qu'on ne voit pas partout. non, C'est pas alors- commun. Alors là, en fait, le cahier des charges sur cette collection, on a travaillé sur la lourdaise. On voulait mettre à Très bien. l'honneur la race lourdaise.
Et ils sont passés 2 jours à Lourdes. La mairie de Lourdes nous a accueillis pendant 2 jours pour visiter un peu le patrimoine textile pyrénéen. Donc on est allé au musée, on est allé au conservatoire aussi à Toulouse. Et donc ils devaient faire une collection moderne mais qui rappelle des éléments du costume traditionnel pyrénéen. D'accord. Voilà. Et même dans les tissus, on les a travaillés en fonction aussi de ce qu'on a pu voir. En fonction Voilà. du cahier des charges et de la demande. Exactement. Donc on va commencer, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc voilà, la première tenue, donc là on a travaillé sur une cape. Donc le tissu, on est sur un mélange de lourdaise, de race lourdaise, Ouais. pour les crus qu'on voit. Et sinon, après, c'est de la laine recyclée pour la couleur. Donc il n'y a pas eu de teinture, on en réutilise ce qui existe. Et là, on est sur une belle cape. Voilà, donc on a travaillé ces manches larges, on a travaillé le bouton. Tout ça, c'est des repères qu'on a eu quand on a fait nos visites. C'est bon. C'est magnifique, Voilà. hein, c'est des pièces. Qui les dessine, ces pièces-là? Alors c'est les élèves, c'est l'équipe pédagogique, tout le monde a travaillé, c'était vraiment l'idée, ils ont travaillé sur le modélisme, on voulait qu'ils voient toutes les étapes Ah ouais, dans, c'est la, super, dans la ouais. création d'une collection, parce que souvent les jeunes, quand ils sont en école, ils sont pas toujours mis, pas de critique, mais ils sont pas toujours mis en conditions réelles. Ouais. Et là on voulait leur dire, voilà, là vous allez aller jusqu'au bout de la démarche, vous allez commercialiser, vous allez être face aussi au prix derrière et comment on vend un produit qui a un certain coût, etc. Et comment on fait de la production, puisque Réfi va prendre en charge une partie de la production avec les jeunes aussi. Tout ne sera pas fait dans notre atelier. Ouais, mais c'est intéressant de faire tes remarques parce qu'effectivement, on peut faire évoluer les choses. Oui, tout Voilà. à fait. C'est ce qui est intéressant. Donc là, on a le hoodies, hein, donc on a donné des petits noms. Là, on est sur Osso, donc le pull qui plaît bien aux jeunes et aux moins jeunes. Ah ouais, là. Voilà, avec la grosse capuche, donc on est là, on est sur une fourrure tricotée. Donc c'est pas une peau lainée, D'accord. c'est vraiment un tricot sur lequel on pique notre laine. Et donc on est en oroise sur la marron, race oroise, et lourdaise sur la partie écrue. Parfait. Voilà, donc, et ce qu'on appelle les borcottes, dont les finitions sont faites en mérinos d'Arles. Voilà, parce qu'on ne peut pas les faire avec nos laines. Mais donc c'est que de la laine. Voilà. Très bien. Ces pièces-là, on peut les retrouver en magasin pour notre Oui, part, alors c'est voilà. Alors nous en fait on a des flyers pour ceux que ça intéresse Ouais. et qui ont envie de soutenir. On va lancer une campagne de crowdfunding d'ici octobre justement pour pouvoir vendre la collection. Il faut Intéressant. savoir que l'argent c'est vraiment pour nous financer l'équipe pédagogique et pas ça coûte cher de faire une collection. Eh Dans ouais. la région Occitanie nous a soutenus sur toute cette ingénierie de comment on fait une formation. Maintenant, pour faire vivre chaque année et continuer à faire de la formation aux jeunes, et on a besoin de soutien et donc de vendre des pièces. Voilà, donc si vous êtes intéressés, on va faire passer des jeunes avec... On est intéressé. On est intéressé. On va faire passer des jeunes qui vont circuler, les mêmes qui défilent vont circuler un peu partout autour du ring au vin. Et voilà, et ceux qui veulent donner leur nom juste pour être invités, c'est pas pour vendre leurs infos perso, c'est D'accord. vraiment pour les inviter quand on lance la campagne et pouvoir potentiellement nous acheter des choses si ça Très leur bien. plaît. Je te donnerai mon nom direct. Trop bien, c'est gentil. À la suivante. Allez, on continue. Allez, et donc là, Mariam, elle porte une très jolie jupe. Donc on a essayé de représenter la cinte, donc qui est aussi dans le vêtement traditionnel. Donc là, on est pareil sur ce qu'on appelle une tricotine. Donc c'est un tissu en fait assez ancien où on va venir créer du relief. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette rayure. Et dessous, il y a une doublure en lin. Nous, on travaille avec des matières naturelles. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de polyester chez nous. Donc ça fait partie des vêtements traditionnels, tu dis, c'est bien ça? Voilà, alors nous, on a retravaillé le moderne. Le but, c'est que les gens puissent le porter sans avoir l'impression d'être en costume. Tout à fait, tout à Mais fait. on a toujours des petits éléments qui rappellent, donc c'est-à-dire la coupe de la jupe et justement devant ces empiècements. Donc c'est hop là. T'as vu un peu? Ouais, non, mais merveilleux, t'inquiète, quel on fait réflexe, pas. hein. Bah oui, c'est ça, hein, il faut du métier, hein, je te le dis. Non, voilà, donc c'est l'espèce de ceinture à l'avant. Allez, Merci Maria. on peut continuer. Bon, celui-ci, Alors, la décidément, benne il a le vent. qui arrive justement, on a parlé des teintures Je vais le laisser. végétales tout à l'heure. Donc là, on est sur un autre tissu. On appelle la bure. En fait, on a travaillé sur, pour ceux qui ont suivi, un fil retordu. Donc, on a un fil de lourdaise, de race lourdaise, avec un fil de chanvre. Et je précise d'Occitanie parce qu'on travaille sur la filière du chanvre avec Virgocop qui est aussi en D'accord. Occitanie.
Et donc, et c'est important, voilà, de montrer ces filières textiles qui se relancent. Donc, c'est eux qui ont travaillé sur ce tissu. Donc, un fil, voilà, de chanvre qui s'enroule sur un fil de laine lourdaise. Et voilà, et on s'est amusé à retravailler les tissus traditionnels, donc on appelle bure. Donc, on a l'impression qu'ils sont faits à la main, mais c'est fait à la machine. Et donc, c'est très texturé. Donc, c'est intéressant de le toucher. Voilà, et justement, j'allais y venir. C'est au niveau du toucher, ça doit être intéressant. Oui, justement. Voilà, c'est très, voilà, et donc on n'est pas sur la douceur. C'est pour ça qu'on double tout. Ce manteau, dedans, il y a de la ouate aussi, donc de tarasconnaise. Donc, il est rembourré. Il est confort normalement. Tu veux venir. Voilà. C'est super. Et il est très léger. Voilà. Donc ça, c'est une de nos pièces. Et donc, c'est Elisabeth qui a fait les teintures. Donc, on est en végétal aussi sur les teintures. Voilà, on a fait. Je me permets de regarder un petit peu la doublure. Ah ouais, c'est superbe. Ouais. Tu m'en mets un de côté. Tu m'en mets un de côté. Oui, ça voilà. marche. Pas de problème. Faut le commander. on fait tout sur précommande parce qu'on fait tout, on fait pas de stock. Donc voilà. Donc Georgina, là, elle est sur un très joli manteau, toujours voilà, lin et tricotine. Donc voilà, on a travaillé sur des couleurs qu'on a repérées aussi lors de notre petit voyage. Et donc je précise qu'on a travaillé aussi les détails. Vous verrez qu'il y a un empiècement en métal sur chaque veste. Et en fait, on a travaillé avec la cérale à Lourdes pour être vraiment. Empiècement en métal, pourquoi? Pour que ça puisse apporter un peu de. Non, c'est la marque. C'est la marque. C'est pour avoir la marque. Et la cérale, c'est l'entreprise qui fait tous les médaillons, tous les chapelets. Voilà, donc ils font des millions de pièces, mais ils font d'autres choses. Et oui. Et voilà, ils nous ont fait tous les empiècements. C'est bon. Voilà, et donc on va. Là, on est sur une full tenue en bure, voilà. Donc avec le pantalon, ça c'est vraiment un pantalon qu'on a vu aussi dans les costumes, qui est très détaillé. Beaucoup de boutonnage à l'époque, ils n'avaient pas le zip, donc voilà, ils boutonnaient tout. Donc on en a mis un peu moins, mais on en a mis quand même. Et ce joli bob, voilà, parce que tout le monde porte des bobs maintenant. Eh oui. Et les boutons, ils étaient en quelle matière, tu sais, non? Alors, nous, donc, ce sont des boutons qu'on a développés avec notre entreprise. C'est de la laine. Donc, carrément, c'est de la laine. Donc, en fait, quand on a en filature, on a un déchet qui se dégage, une espèce de blouse qui se dégage. Et donc, en fait, on va la récupérer, on va la broyer. On va la mélanger à une résine, qu'on a l'amidon de maïs, qui va créer un granule. Et ce granule, on va le fondre dans des moules en forme de bouton. C'est carrément ça. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Je me permets, j'approche. C'est dommage qu'on n'ait pas une caméra qui vienne voir ça, ce travail-là. C'est sublime, franchement. Magnifique. Voilà, donc tout est en laine jusqu'au bouton. C'est du super boulot. Bravo Sarah. La dernière personne. Voilà. Donc, mais moi je pense, mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir très très fort pour le travail qu'ils réalisent ici. Du début jusqu'à la fin. Franchement, merci beaucoup parce que là, on a eu un plateau magnifique. Et merci à eux. Ah ouais, c'était très joli. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, écoute. Donc vous transmettez vos noms, prénoms, vos coordonnées pour pouvoir passer des précommandes des vêtements qui sont ici. On va défiler un peu voilà, aujourd'hui. Les élèves sont là aujourd'hui et donc on est sur le stand Maison Isard Mareya. Pour ceux que ça intéresse. Je conseille pour ceux qui sont passionnés laine. Voilà, il y a un très beau stand filière laine donc sur toutes les artisans qu'on vient de voir. Ouais, et puis on en reparlera tout au long du salon. Et on se retrouve demain. Ah ouais, c'est vrai. À 15. Ah, ça va être sympa. Quel régal. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup. Merci. Allez, chers amis, je vous rappelle qu'on aura d'autres rendez-vous dans la journée. Il y aura un rendez-vous notamment sur une présentation de la transhumance. Et ça ne tardera certainement pas. Juste le temps de faire un peu la place ici même sur le ring. Merci Sarah.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de Allez, pour ceux et celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on vient de faire une démonstration de tonte des brebis. Il y avait également la démonstration et la présentation de ce qui était fait avec la laine des brebis, bien sûr, à la fois le filage de la laine, le nettoyage de la laine, la coloration, et puis la phase finale, bien sûr, la couture, et puis la création de quelques habits et quelques vêtements que vous pouvez encore voir apparaître. Sachez que d'ailleurs, les mannequins vont passer à travers la population, je dirais, et ils vont prendre vos noms et vos prénoms si vous êtes intéressés pour acheter éventuellement ce genre de produit. Eh bien, en pré-vente, ils vont pouvoir, pour vous, créer des manteaux sur mesure, des petites robes sur mesure, etc. Tout ça en laine, notamment de brebis. Voilà, donc sachez-le, demain, il y aura une autre démonstration qui sera faite et ça sera dans l'après-midi. Et sachez qu'ensuite, eh bien, on va avoir une présentation des agneaux des Pyrénées. On va vous parler de la transhumance, notamment dans les Pyrénées, le patrimoine vivant inscrit à l'UNESCO. Et puis, vous aurez la possibilité de la dégustation. Et oui, c'est toujours bien, surtout à cette heure-ci, de pouvoir déguster un petit peu. Ça pourrait être sympa. On va vous parler des soins portés en montagne, on va parler de l'estive, la santé des brebis notamment, la transhumance, etc. Bref, on va évoquer une multitude de sujets. Ça sera ici même sur le ring d'ici une dizaine ou une quinzaine de minutes.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Non, mais grand. Grand café, mais pas sucré. Bon les amis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici même sur les gradins. On va vous présenter un petit peu l'agneau des Pyrénées pour le coup. On va vous expliquer comment il est devenu IGP. On va vous parler de la transhumance et tout le process qui a été réalisé pour le passage à l'UNESCO. On a les créateurs, les fondateurs de tout ça qui sont ici avec nous. Et ça va être un grand plaisir de pouvoir en parler. Et puis bien sûr, on aura les petits jeunes qui interviendront à la fin. Il y aura de la dégustation également, hein, vous pourrez le faire. Mais surtout, ils vont vous expliquer tout leur cheminement. Donc ça va être très intéressant. Et ça va, vous êtes bien installés? Tout se passe bien? Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les tarasconnaises, les barégeoises, etc.? Les différents types de brebis? Ça, c'est toujours la grande question qu'on se pose, hein.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter déjà les différentes brebis et puis surtout les personnes qui interviennent dans l'agneau des Pyrénées, le fait que ce soit en IGP aujourd'hui, etc. Eh bien, toutes ces personnes vont être ici pour vous présenter un petit peu tout ça et tous leurs travaux respectifs. Et pour commencer, c'est William qui va prendre la parole. Nance, pardon. Nance. Ouais, t'as vu, ça commence. Je me gourre déjà dans les prénoms. William, il est là. Allez, Nance, on te laisse se la parole. ressemble beaucoup avec William, donc Ouais, c'était pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Oui, donc moi je suis Nance Dallaporta, je suis le technicien de l'UPRA aux vignes des Pyrénées centrales. C'est un organisme de sélection. Un organisme de sélection, quelle que soit l'espèce, il y a un organisme de sélection qui est chargé de sélectionner la race et c'est elle qui représente la race à l'échelle nationale par de la sélection, parfois par de la préservation et comme vous voyez aussi par de l'exposition, etc. Nous, les races dont on s'occupe dans l'UPRA aux vignes des Pyrénées centrales, il y en a 6. Il y en a une, c'est la montagne noire, c'est une race bouchère qu'on verra un peu plus tard. Et puis, il y a 5 races transhumantes. Ce qu'on appelle des races transhumantes, ce sont des races donc, qui pratiquent la transhumance. La transhumance, c'est le fait de monter les brebis en montagne pendant tout l'été. C'est une pratique ancestrale qui a une réelle importance, c'est capital. Un éleveur qui veut avoir des brebis en montagne, il va devoir faire avec son territoire, il va devoir faire avec des montagnes, avec des prairies compliquées à faucher parce que toutes petites. Donc il n'a pas d'autre choix que de mettre les brebis en montagne pendant l'été. Ce qui a donc poussé toutes ces races à un de leurs critères fondamentaux, c'est la désaisonnalité. On a désaisonné nos races locales. Désaisonné, ça veut dire, là on y est en plein, hein. On est début d'automne, fin d'été, c'est le brame du cerf, c'est le moment où les jours baissent et le moment où ça crée une réaction hormonale chez tous ces ongulés qui vont arriver en chaleur. Naturellement, la brebis répond à cette même réaction hormonale et tombe en chaleur à l'automne. Nous, avec des territoires compliqués, on a cherché à avoir des brebis qui sont en chaleur au printemps, en gestation pendant l'été, parce qu'en théorie, en montagne, les brebis, c'est là où elles sont les mieux, du moins les nôtres, et ce qui va leur permettre d'avoir une bonne gestation, de mettre bas à l'automne, et puis en hiver, on les nourrit avec le foin qu'on a récolté pendant l'été, où on était un peu plus tranquille en termes de charge de travail, pendant que les brebis étaient en montagne. Donc, on revient à nos 5 races transhumantes. Vous avez ici la tarasconnaise. La tarasconnaise, c'est cette brebis de gabarit moyen à grand, une brebis blanche, cornue, chez le mâle comme chez la femelle. C'est voilà, une brebis blanche avec assez peu de laine dégagée sous le ventre. Et les critères qu'on va regarder en premier chez cette race, c'est la conformation pour avoir des bons agneaux, mais aussi le look de l'animal avec des cornes larges, une bête élégante, et bien sûr tous les critères qui vont engendrer un impact économique. On l'a dit, la conformation, la valeur laitière, la prolificité, parce que ce sont des races allaitantes. Ce sont des races, le but derrière, c'est la production d'agneaux. Donc on va chercher à avoir une bête qui fait des agneaux et qui a assez de lait quand même pour les nourrir, pour que derrière nous, dans nos systèmes de montagne où on est limité en ressources, eh bien, les agneaux aient besoin de peut-être moins d'aliments et plus de lait. Juste une petite question, combien d'agneaux pour une période de combien de temps à peu près par brebis? Alors le cycle, comme on l'a dit, on est sur de la saillie de printemps. Donc les brebis sont à la saillie tous les printemps et mettent bas tous les automnes. Dans l'idée, une brebis, on la fait mettre bas une fois par an, ces races-là, justement pour bien se calquer à ces systèmes. À la redescente d'estive, les brebis vides sont mises à nouveau au mâle pour qu'elles aient un agneau début de printemps qui sera sevré juste avant l'estive pour que les brebis ensuite repartent sur leur cycle. Très bien. Donc ça, ces cycles-là, ces critères de sélection-là, ce sont les mêmes pour toutes les races
transhumante. Donc on a vu la tarasconnaise qui est la race la plus présente sur toutes les Pyrénées. On en trouve partout sans difficulté. On est à plus de 130 000 individus sur toute la France. Il y en a dans les Cévennes, à Bordeaux, etc. C'est une race vraiment qui s'est très facilement développée, notamment pour son aptitude à la marche, qui lui permet d'aller manger à droite, à gauche et de bien valoriser nos territoires. Les autres races, juste à côté, vous avez la barégeoise. La barégeoise qui est la race endémique du Pays Toy, les vallées de Gèdre, Gavarnie et de Barège, d'où le nom barégeoise. C'est une race qui s'est développée là-bas, qui est née là-bas, qui s'est adaptée au territoire. C'est la définition de la race locale. C'est une race par sa ruralité, et c'est ça l'importance des races locales, qui est capable de produire suffisamment avec les ressources que leur offre leur milieu, ici un milieu plutôt difficile. Au niveau du standard, du look de l'animal, comme vous pouvez le voir, contrairement à la tarasconnaise, là on a une brebis où une grande partie des troupeaux sont noirs ou tachetés, piguettes, pigaillés, mirgaillés, on appelle ça de différents noms. Dans les troupeaux de barégeoise, par exemple, il y a presque un tiers des brebis noires, un tiers tacheté et le reste qui est blanc. Le reste est blanc, mais pas blanc comme la tarasconnaise, qui est un peu satiné. Ensuite, on a une bête avec une oreille un peu plus longue, un chanfrein un peu plus développé. Et quand même, la barégeoise, il faut le souligner, c'est une race, pour une race transhumante et rustique, qui est plutôt bien conformée. On a quand même des beaux gigots, des belles épaules, des bêtes aussi avec une croissance plutôt rapide. Vraiment une bête qui pourrait très bien marcher, très bien se développer, tant elle a de qualité. Sur les autres races locales, on a dans les vallées voisines au Pays Toy, les vallées d'Or et de Campan, la race oroise, la race Or et Campan. C'est une race que vous allez reconnaître par là-bas parce qu'elle est très lainée. Elle a de la laine sur la tête, au bout des pattes, sous le ventre, une laine serrée. Pour ceux qui connaissent un peu, on dirait un peu une mérinos, ces races très développées dans les Alpes. Ça s'explique tout simplement parce qu'il y a des siècles, une campagne nationale menée par Napoléon pour créer beaucoup de toisons et dynamiser la filière de la laine, a injecté du sang mérinos partout dans les Pyrénées. Donc toutes les races que vous avez là finalement, derrière, il y a des siècles, il y a eu de l'injection de sang mérinos. Et la race Oré-Campan, c'est celle qui a le plus marqué. La race Oré-Campan, comme la race barégeoise et les races qui vont suivre, ce sont des races à faible effectif, à danger d'extinction par l'agriculture. Donc c'est des races de moins de 6000 individus qu'il faut continuer à travailler pour la sauvegarde de la race. Donc le rôle de l'organisme de sélection, là, c'est surtout de diffuser des béliers, d'unir les éleveurs pour qu'ils travaillent ensemble. En ce qui concerne la troisième race des Hautes-Pyrénées, la race lourdaise, la race de Lourdes, là c'est une grande brebis, vraiment grande, longue, avec un gros chanfrein, une grosse tête, cornue encore une fois, avec le contour des yeux, parfois le bout des oreilles et des pattes noires. Une brebis plutôt lainière qui malgré que ce soit la race à plus faible effectif, avec seulement 1500 individus au total, ce qui est quand même très léger, et une race qui a des qualités intéressantes, surtout aujourd'hui où on essaye d'avoir des animaux qui sont moins coûteux en termes d'énergie et économique. Là, on a une race avec la lourdaise qui s'adapte parfaitement au plein air intégral, qui se débrouille très bien toute seule, qui est très laitière, donc des agneaux qui poussent très bien avec le lait, des bêtes grandes, malheureusement avec, il faut le dire, de moins bonne qualité bouchère. Mais voilà, une race qui, en plus de ses qualités, a la particularité d'être très calme et très docile, donc très facile à manipuler. On passe sur l'autre département, l'Ariège, avec la race castillonnaise. La race castillonnaise de Castillon-en-Couserans en Ariège, qui est une race qui est partie de très bas il y a peut-être 30-40 ans et qui a su se développer aujourd'hui pour être à la limite de sortir de la catégorie race à faible effectif. On en compte presque 6000
à l'heure actuelle, et on en rencontre beaucoup dans le 65 avec des gros troupeaux de brebis menés en bergerie mais aussi en estive. Et c'est là la qualité de cette race, c'est que c'est une race tout-terrain qui s'adapte à tous les styles de production, tous les différents systèmes de production. C'est une race, vous pouvez la voir là-bas, hein, c'est une race à la couleur rouge, marron clair, avec des taches blanches sous le ventre, un gabarit plutôt petit, plutôt léger, une brebis qui n'a pas le corne, et tous ces attraits lui donnent l'avantage d'être une bête facile à manipuler et à déplacer et un confort au quotidien. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc on l'a bien compris, hein, ici, en présentation, il y a au moins les tarasconnaises et les barégeoises. Les autres, vous allez pouvoir les découvrir ici même sur le salon. Quant à toi, William, eh bien, tu vas nous parler notamment, tu fais partie d'Arteris, hein, c'est bien ça. C'est regrouper pour le coup et mettre en valeur les animaux au sein justement de ton métier. C'est ton métier. Ouais. Vas-y, explique-nous un petit peu, parce que ça a développé vers l'IGP. Merci beaucoup. Bon, d'abord, merci de vous intéresser à nos travaux. Quand je regarde la tribune, bon, je vois bien sûr des papas, des mamans, mais je vois surtout des jeunes enfants, les consommateurs de demain. C'est eux qu'il faut convaincre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler à tous ces jeunes de moins de 10 ans qui seront papa et maman et qui achèteront donc de la viande donc, dans 15 ans, 20 ans. Donc, alors, merci Nance pour la présentation des races. C'était essentiel de commencer par les races des Pyrénées centrales parce que je vais vous parler d'une belle histoire avec un produit de qualité. Alors, le produit de qualité, c'est notre démarche, c'est l'agneau des Pyrénées. La belle histoire, c'est la montagne, c'est la transhumance. Aujourd'hui, c'est un lien indestructible et le produit de qualité pyrénéen et l'estive. Donc, d'abord l'historique. En 2007, un groupe d'éleveurs se sont tournés vers nous, des éleveurs de la montagne, des Pyrénées, et ils nous ont dit: est-ce qu'on ne peut pas créer une démarche collective pour mettre en avant notre produit agneau des Pyrénées? En 2007, s'est mis en place la marque Agneau des Pyrénées. Cette marque, grâce au soutien de la COPIC, Fabienne Gillot, qui incarne la COPIC, nous dira donc un petit peu les éléments importants donc, de cette structure. Cette COPIC avait pour mission le suivi, la traçabilité de la démarche, le sérieux, le rôle également d'animation, de promotion auprès des magasins. Nous avons cet agneau, il correspond à certaines caractéristiques et nous allons vous accompagner, amis consommateurs, avec ce produit de qualité toute l'année. Donc, cette démarche Agneau des Pyrénées, cette marque Agneau des Pyrénées, a duré pendant 15 ans avant de devenir une IGP. En novembre ou septembre ou octobre 2022, la marque Agneau des Pyrénées est devenue IGP. Pourquoi 15 ans? Parce que ce dossier est complexe. C'est un agneau des Pyrénées, mais les Pyrénées appartiennent autant aux Basques qu'aux Espagnols. Il fallait avoir le consentement de toutes ces organisations, de ces entités, et notamment de l'Espagne, pour qu'on se mette d'accord sur un produit donc, de qualité commun. Alors, dans l'agneau des Pyrénées, deux déclinaisons. L'agneau laitier, l'agneau donc, le jeune agneau donc, des Basques, il existe depuis un certain temps, un agneau environ de 5 à 7 kg de carcasse. Et notre agneau, l'agneau des Pyrénées centrales, on va dire, qui concerne les PO, l'Ariège, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées, bien sûr. Donc, un agneau un peu plus lourd, donc, qui doit représenter un agneau environ de 35 à 40 kg. Alors, important, les éleveurs doivent respecter un cahier des charges. Ce cahier des charges est contrôlé par des organismes indépendants. C'est pour protéger le consommateur, pour être sûr que le consommateur a un produit de qualité. Je vais demander à mon collègue, Vincent Bedos, d'expliquer les quelques points du cahier des charges Agneau des Pyrénées. Merci, Vincent. Bonjour. Du coup, oui, ce cahier des charges, il s'appuie premièrement sur tout ce qui va être race. Donc, il s'appuie sur les races des Pyrénées centrales que vient de présenter Nance. Donc, sur la tarasconnaise, la barégeoise, la lourdaise, l'Orée-Campan, la cassonnaise, mais aussi la montagne noire. Donc, pour entrer dans l'IGP, les éleveurs sont obligés d'avoir ces races en tant que mère, mais aussi en tant que père. Ils ne peuvent pas faire de croisement avec des béliers autres que ces races-là. Donc ensuite, ce cahier des charges s'appuie sur un zonage bien précis
de la Méditerranée à l'Atlantique, suivant la chaîne des Pyrénées. Il y a un gros zonage qui est fait, commune par commune, pour indiquer s'ils sont dans la zone des Pyrénées ou non. Deuxièmement, ensuite, il y a un âge à respecter avant l'abattage. Donc ces agneaux doivent être abattus à 160 jours maximum, et sachant qu'ils doivent vivre sous la mer pendant au moins 90 jours. Donc ça fait quand même un certain travail à faire pour l'éleveur. Et après, ils ont la capacité de soit les vendre à 90 jours pour être engraissés dans des bâtiments IGP, ou être engraissés jusqu'à l'abattage chez les éleveurs. Et ensuite, ce cahier des charges s'appuie fortement sur la COPIC pour suivre toute la traçabilité des éleveurs et de l'indication géographique protégée. Et donc, grâce à la COPIC, on a un suivi de la naissance de l'agneau jusqu'à l'abattage, voire même le client qui consommera l'agneau au final. Et c'est tout pour moi. Merci Ouais. Vincent. Fabienne, donc tu vas Oui, pouvoir je vais reprendre la ouais, parole. je vais juste compléter pour remercier déjà William et Vincent sur leur intervention très technique. Donc, en 2 mots, la COPIC, c'est la Commission ovine des Pyrénées centrales, qui a une délégation de gestion donc, de cette traçabilité. Pour l'ensemble des Pyrénées centrales, on a dit les différents, mais il y a aussi les Pyrénées orientales, puisqu'on retrouve aussi des troupeaux de races allaitants, en fait, du côté aussi Pyrénées orientales. Ce qu'a pas dit Nance tout à l'heure, c'est que c'est vrai, l'IGP Agneau des Pyrénées, c'est 10 races locales, c'est-à-dire il y en a 5 dans les Pyrénées centrales. On a la montagne noire, vous en avez parlé. Il y a aussi la rouge du Roussillon. Et côté basque, on est donc sur 3 races laitières qui sont le basco-bernaise, la manèche à tête noire et à tête rousse. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est la première IGP en Europe à être sur un territoire aussi vaste et avec 10 races locales qui sont mises en avant. Donc ça c'est important parce que ça permet aussi de maintenir évidemment le berceau de ces différentes races et de pouvoir les promouvoir auprès de vous, des consommateurs. Voilà, donc après simplement, dans une caractéristique importante, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure de la transhumance, ça va être le sujet, c'est que 60% des éleveurs engagés dans la démarche IGP Agneau des Pyrénées sont transhumants. Donc ça c'est important, ça veut dire aussi qu'on a un agneau qui est plutôt... on ne peut pas en avoir toute l'année parce qu'on a un désaisonnement naturel. Disons que la mise bas se fait à la descente de l'estive et donc arrive sur le marché plutôt à partir de fin décembre, janvier, avec un gros boom évidemment pour Pâques. Voilà. Et on a un creux dans la production évidemment à partir de juin jusqu'à peu près octobre parce que les mères partent en estive. Voilà, donc ça c'était important. Dernière chose, et je vais passer après la main donc à mon collègue Claude, c'est que donc on est sur une démarche IGP, c'est une démarche en fait de valorisation d'un produit, d'une production pour un territoire, puisqu'on est sur une origine d'identification protégée. Et puis à côté de ça, on a aussi des démarches qui peuvent être sur la valorisation des savoir-faire des éleveurs et notamment de la pratique de la transhumance. Et c'est comme ça qu'elle a été... donc il y a eu un gros travail dont va vous parler Claude, qui a été mené par le CORAM, le collectif des races de massifs, pour que cette pratique soit inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis décembre 2023. Oui, bonjour à tous. Bon, je suis très heureux d'être là aujourd'hui et je remercie l'IGP et Fabienne de m'avoir invité. Je représente donc le CORAM. Le CORAM, c'est le collectif des races de massifs. Donc c'est l'ensemble des races de massifs à l'échelle de la France, à la fois bovin-viande, bovin-lait, ovin-viande et ovin-lait, qui ne sont pas des races donc en conservation, mais qui sont des races qui sont le support de filières de qualité. Donc on est en plein aujourd'hui là-dedans, puisque l'IGP repose, elle l'a dit, sur 10 races locales. Voilà, alors, soit dit en passant, le massif Pyrénées est le massif de loin qui a le plus de races locales, notamment en brebis, puisqu'il y a pratiquement une race par massif. Voilà. Par vallée, j'ai oublié. Voilà.
Nance a souligné l'importance de la transhumance. Donc, dans les signes officiels de qualité, il y a évidemment les races, mais aussi les pratiques. Et la transhumance, donc ça a été dit, 70% des éleveurs en IGP transhument. Et naturellement, 70 ou 80% des éleveurs du Coram ont des races qui transhument. Voilà. Donc, voilà. Et le Coram donc, a pris l'initiative en 2019 de reprendre la suite de la Grèce, l'Italie et l'Autriche, qui avaient déjà donc, entrepris une démarche d'inscription de la transhumance donc, au patrimoine culturel et matériel de l'humanité, et nous reprocher de ne pas avoir pris le premier wagon. Et donc avec Fabienne, on s'est dit, bon, c'est pas possible, on ne peut pas y être, et donc on a été du deuxième wagon. Donc il y a 7 pays qui se sont inscrits là-dessus, l'Espagne notamment, l'Albanie, la Croatie, l'Andorre. Bon, je ne les cite pas tous, voilà. Et on a donc entrepris cette démarche. Et comme ça a été dit, en 2021, d'abord, on a été inscrit donc, au patrimoine culturel et matériel français. Et puis en 2023, le 6 décembre 2023, la transhumance française donc, a été inscrite au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Alors pourquoi faire ça ? Parce qu'on ressent dans le contexte actuel un besoin de reconnaissance fort des pratiques de ce genre-là. Et on pensait être sur des systèmes durables, reconnus, etc. Mais on s'aperçoit que même en montagne, il y a besoin de réaffirmer la place de la transhumance dans l'environnement, dans le socio-écosystème, comme on dit aujourd'hui. Nance donc, est berger l'été. Il sait bien que l'utilisation de la montagne se fait par un public de plus en plus vaste, de plus en plus large, qui ne connaît pas toujours les règles d'usage. Et globalement, la transhumance fait partie de l'élevage qui est un peu remis en cause sociétalement. Et donc on s'est dit, inscrire la transhumance, ça doit permettre d'avoir une forme de reconnaissance et donc d'affirmation de la volonté de faire durer ces pratiques-là. Alors l'inscription, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début. Et on y allait parce que le ministère de la Culture, ce n'est pas de l'agriculture, c'est de la culture, qui nous a poussé à y aller, nous a dit ça ne sert que si vous mobilisez la communauté pastorale pour mettre en place un plan de sauvegarde. Voilà. Et nous, c'est ce qui nous a intéressés, le plan de sauvegarde. Donc une fois qu'on a eu l'inscription officielle, on a commencé donc, à mettre en place notre plan de sauvegarde qui reposait sur une analyse des menaces, des risques sanitaires, sociétales, réglementaires, de plus en plus de réglementation, etc., etc. Et en fonction de ça, nous avons défini 4 grands axes du plan de sauvegarde. La première chose, réaffirmer, protéger les usages et les pratiques liés à la transhumance, qui peuvent être mises en danger par les conflits d'usage sur les espaces. Je pense que Nance a dû voir des choses. On va prendre un exemple simple. Voilà. Le touriste qui arrive, qui se gare n'importe où, alors qu'il y a eu un panneau qui a dit attention, ici le bétail est en circulation libre, et qui se fait donc griller la voiture, il fallait qu'il se gare à l'endroit où il fallait. Voilà. Et donc le fait d'être dans un domaine pastoral reconnu, la transhumance reconnue, ça permet de dire le conflit. Voilà. Mais c'est surtout un outil de médiation aussi. Hein. Voilà. Voilà. Donc le premier axe, c'est celui-là. Le deuxième axe, et je solliciterai Nance un peu plus spécifiquement là-dessus, c'est la transmission des savoirs et des pratiques. Alors, il y a certes les pratiques des bergers avec leurs troupeaux, leurs chiens, etc., etc., mais il y a aussi les pratiques des gestionnaires de ces zones qui assurent une gestion collective pastorale en bien commun. Mais sur les savoir-faire, je ne sais pas, Nance, si tu peux citer 3 ou 4 savoir-faire spécifiques donc à la transhumance. Mais oui, en effet, c'est important de reconnaître cette transhumance parce qu'elle a des intérêts pour tout le monde, pour les éleveurs. Certes, il ne faut pas se le cacher, la transhumance a un intérêt économique. Forcément, on a les brebis en montagne, on l'a dit, ça nous permet de soigner, de faucher en bas, etc. Mais ça a aussi un intérêt culturel, de patrimoine et touristique. Les brebis, ce sont des
et les vaches aussi. Ce sont aussi des tondeuses sur pattes. C'est elles qui vont entretenir ces paysages, qui vont derrière empêcher des milieux de se refermer, parce que si personne ne pâture certaines surfaces, on a de la jachère qui pousse, et derrière, c'est des risques d'incendie, des risques d'avalanche aussi. Et on parle beaucoup de biodiversité. Alors, il y a la biodiversité par le réensauvagement, dont on parle beaucoup, avec la venue de grands prédateurs, la préservation de certaines espèces. Mais il y a aussi une biodiversité qui est très importante, c'est la biodiversité de la flore. Vous allez en montagne, il y a un sol qui vit avec de nombreuses espèces. Si demain, il n'y a plus de bêtes là-haut, tous ces milieux se ferment, et cette biodiversité, cette diversité d'espèces se perd à tout jamais. Et derrière, il y a bien sûr un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et si demain, pour une raison X ou Y, les éleveurs sont amenés à ne plus pouvoir ou vouloir monter leurs bêtes en montagne pour différentes raisons, eh bien c'est quelque chose, on va détruire un patrimoine culturel qu'on ne pourra jamais reconstruire. On parle de sensibilisation, voilà, peut-être des gestes communs quand on va en montagne. On sait maintenant l'importance de cet élevage. Maintenant, comment prendre soin de ce pastoralisme quand on va faire du tourisme en montagne? Ça passe par tenir le chien en laisse ou ne pas prendre le chien lorsque c'est interdit. Ça passe par ne pas déranger les troupeaux, les contourner. Ça passe aussi par des gestes de sécurité, hein, quand on croise des chiens de protection, de rester calme, contourner le troupeau, faire attention à ce que son chien ne perturbe pas le troupeau et le patou, rester calme, ramasser ses déchets. Voilà, tout ça, c'est pour nous une évidence, mais la réalité, c'est qu'en montagne, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acquis pour tout le monde. J'ajouterais, j'ai un ami à moi qui disait, voilà, il y a 10 ans, 20 ans encore plus évidemment, les gens qui venaient donc en alpage ou en estive, ils arrivaient à 8 heures en famille, descendaient à 6 heures gentiment, etc. Aujourd'hui, les gens qui viennent en montagne, ils viennent en courant, ils viennent en roulant, ils viennent en volant et ils viennent le jour et la nuit. Donc on n'est plus du tout sur le même genre de médiation et de... Voilà. Alors, il y a un des points spécifiques qui nous intéresse, et bon, encore une fois, le massif est particulièrement concerné. Avant, le métier de berger transhumant s'apprenait de père en fils, ou de père en fille, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une proportion croissante de 20 à 30% de bergers qui ne sont pas issus du milieu pastoral et qui doivent apprendre le métier. Et on a fait un énorme travail dans ce plan de sauvegarde avec les 5 centres de formation nationaux qui dispensent des formations berger-vacher transhumants. Et sur les 5, il y en a 3 sur le massif des Pyrénées. Voilà. Alors il y en a 2 autres qui se créent parce qu'avec les problèmes de prédation, il en faut un peu plus. Donc il y en aura 7, il y en aura un dans le massif central et un dans les Alpes du Sud. Il y en a un déjà sur la Provence, il y en a un sur la Savoie, mais sachez qu'il y en a 3 qui sont sur le massif. Voilà, donc c'est pareil. Et le dernier point, qui n'est pas neutre pour nous non plus, c'est de mettre en place un observatoire des pratiques, c'est-à-dire une mesure périodique, pas trop chère, qui permet de voir comment la pratique évolue et quel est le résultat des politiques publiques, que ce soit la PAC, que ce soit la politique sur les prédateurs, etc., etc. Quelle influence est-ce que ça a sur l'évolution de cette pratique? Et je terminerai en disant que ce n'est pas neutre non plus. Il y a 10 pays aujourd'hui qui ont inscrit. Voilà. Et il y a une 3e vague qui se prépare. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de mettre en place un plan de sauvegarde à l'échelle internationale qui permette de rendre lisible cette pratique-là dans toutes les instances internationales et notamment au niveau de l'Europe où se décident beaucoup de choses en matière de politique agricole, d'environnement, etc., etc. Et donc avoir une puissance à ce niveau-là, une reconnaissance, une lisibilité à ce niveau-là, c'est des choses essentielles. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous pouvez applaudir effectivement nos amis à la fois bergers et tous les représentants, toutes les personnes qui, comme vous, travaillent à ce que vous soyez reconnus. Aujourd'hui, vous l'êtes, au patrimoine vivant de l'UNESCO,
avec tous les travaux que vous exercez tout au long de l'année. Vous avez des jeunes générations qui arrivent. Je pense que c'est ça que tu voulais expliquer, Fabienne. Vas-y, je t'en prie. Oui, à côté de ce qu'a dit Claude justement sur ces formations berger-vacher, en fait, dans les lycées agricoles, il y a aussi des modules, donc des petites formations courtes, on va dire, de sensibilisation au pastoralisme. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, les futurs installés, ou pas, mais en tout cas, les sensibiliser à la pratique de la transhumance. Et donc, on a, au niveau du lycée agricole de Saint-Gaudens, c'est ce qu'on essaye de faire, des petites animations en fait, autour de ça pour que les jeunes s'expriment en fait, et qu'est-ce qu'ils pensent de la transhumance. Et voilà, donc je sais, parce qu'il y en a certaines qui ont participé déjà à un mini-clip, de savoir ce qu'elles pensaient de la transhumance, donc c'est pour ça que je la regarde. Mais peut-être, je sais qu'il y en a qui vont s'installer en Auvin, s'il y en a qui veulent... Ah ouais, si vous voulez prendre la parole, avec plaisir. Juste nous dire quelques mots. C'est comment quel est ton prénom? Alors, moi, c'est Étienne. Ouais. Tu Je vas suis t'installer en Auvin? Bon, pour l'instant, je suis un apprenti en élevage au vin. Ouais, d'accord. Dans le coin, justement. Et nous, on transhume tout l'été. Ouais. Avec des brebis. Et donc, mon projet, ce serait de m'installer dans ce cadre-là aussi. Avec des brebis transhumantes. Super. La tarasconnaise dans le coin. Quoi. Ouais, t'as hâte, je présume, Oui. d'y arriver. Ça fait combien de temps là que t'es en études? J'ai fait un SAP, là je suis en BP, donc ça fait 4 ans que je suis en études. Ça fait 4 ans. Donc là, Voilà. normalement, d'ici 2 ans, 3 ans, tu peux prétendre être avec ton propre troupeau. Ouais, j'ai envie de prendre un peu plus le temps pour aller voir d'autres élevages et prendre D'accord. le temps de voir autre chose. Ouais. Peut-être aller découvrir un peu de lait ou voilà. Ouais. Mais rester sur un cadre transhumant. Et tu resterais ici sur les Pyrénées pour l'instant? Tu irais voir éventuellement ce qu'ils font, pourquoi pas ailleurs, pour venir la porter ici? Oui, on verra. Tu verras. Je verrai où ça me porte. Bon, c'est très intéressant, Étienne. Merci à toi. On te souhaite effectivement de réussir rapidement. Tu as un de tes collègues également? Quel est ton prénom? Du coup, moi je m'appelle Nathan. Ouais. Et du coup, moi je souhaiterais reprendre la ferme familiale à Auvin-Viande. D'accord. Et, voilà. Très bien. Pour l'instant, au vin viande, ils sont basés à quel endroit, tes parents? En Ariège. Très bien. Voilà. Parfait. Et ton collègue à côté, du coup? Moi, c'est Alexis Semvigne. Je suis du Gers. Ouais. Et plus tard, s'installer en Auvin. Mets le micro bien près de ta bouche, s'il te plaît. En Auvin. Ouais. Voir la race, on ne sait pas encore. Bon, vous êtes des passionnés de toute façon. Oui, voilà. Très enthousiasmés à pouvoir faire de l'élevage dans un futur proche. Merci beaucoup. Fabienne, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ainsi que se termine, entre guillemets, cette présentation. Fabienne, dis-nous quelque chose. Je voulais juste dire Oui. que les jeunes filles, en fait, ce qui est intéressant, c'est que au lycée agricole, donc on a des formations évidemment bien adaptées pour les futurs installés, Oui. mais on a aussi d'autres formations qui ne sont pas forcément liées directement à l'élevage, mais qui peut être aussi le service à la personne. Et on sensibilise tout le monde parce que ce qui est important, et l'a dit Claude plusieurs fois, c'est aussi la valorisation du métier, l'image qu'on en a. Et même ceux qui ne transhument pas, il faut qu'ils en aient aussi une image positive pour éviter évidemment tous les conflits d'usage ou tout ce qu'on sait, c'est-à-dire le respect du travail des uns et des autres. Ça passe par la connaissance aussi du travail des uns et des autres. Voilà, donc on sensibilise tout le monde parce que d'un côté ou de l'autre, il faut qu'on parle de la transhumance d'une manière évidemment intéressante et positive. Merci d'avoir reprécisé ça, Fabienne, pour terminer. On peut encore une fois les applaudir et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres présentations ici même sur ce ring. À tout à l'heure.
T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. Sud de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h38 à destination de... La température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs.
parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Et qui se renversaient en arrière. Ça, il faut aller voir des spectacles pour ça. Moi, j'ai pas chez l'âge de faire ça. Et après, arrive la guerre de 14-18. Là, beaucoup de chevaux sont morts au front. Et les belles Amazones n'avaient plus de chevaux à monter. Et donc après, il y a eu la montée du féminisme avec les dames ont voulu s'habiller comme les hommes, porter des pantalons, boire et fumer comme les hommes, et ça continue d'ailleurs. Donc la montée du féminisme, et après la guerre de 39-45, où là, la montagne Amazon a complètement disparu. Et ce n'est que dans les années 70 où il y a des jeunes écuyères qui ont dû farfouiller dans les greniers de leur grand-mère et qui ont découvert ces selles un peu étranges. Après, il y avait des tenues, des codes vestimentaires au 19e siècle. Le dimanche après-midi, les dames allaient se promener au bois de Boulogne. Alors les nobles étaient stricts, c'est-à-dire elles avaient des tenues sombres, bleues ou noires, et elles avaient des cols fermés jusqu'en haut. Après, il y avait les bourgeoises qui étaient très chics et les demi-mondaines. Alors les demi-mondaines, elles avaient de belles robes avec des grands décolletés, des beaux froufrous, et elles avaient de fort beaux chapeaux avec ceci. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? C'est un ruban qui s'appelle un « Suivez-moi, jeune homme ». Ça voulait dire plus il était long, plus il était vaporeux avec de la dentelle et des plumes, plus ça voulait dire « Messieurs, si vous êtes beaux, jeunes et surtout fortunés, suivez-moi, je suis disponible ». C'était des codes vestimentaires qu'il y avait à l'époque. Voilà pour l'histoire de la montagne Amazon. Alors maintenant, je vais soulever ma jupe et vous allez voir comment est fabriquée une selle d'Amazon. Je vais faire le tour. Première fourche, celle qui a été inventée au XVIe siècle. Et la fourche inférieure, il a fallu attendre 300 ans et de grosses chutes pour inventer cette fourche. Vas-y. Là, je frotte.
La première fourche, 16e siècle, 300 ans après, Jules Pellier qui a inventé la sécurité de l'Amazone. Voilà, vous aurez appris quelque chose. Le micro, par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le récupérer? J'arrive.
change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
service. Bonjour, cher public nombreux. Merci pour tous ces applaudissements. Donc, vous voyez, on va vous proposer de vous expliquer à quoi peuvent servir des ânes des Pyrénées. Donc, vous avez devant vous 2 ânes des Pyrénées qui appartiennent à Nicolas Salviac. Il dira un petit mot après. Et avec lesquels, pendant tous les 4 jours de l'exposition, pendant de la foire, l'organisation nous a fait confiance pour collecter les déchets et rendre service ou transporter les personnes, merci madame d'être venue, qui ont des difficultés soit passagères ou soit voilà, qui ont besoin qui sont en fauteuil roulant ou des trucs comme ça. Voilà. Donc on déambule sur toute la zone de la foire, au milieu du public nombreux. Et justement, l'âne qui a ce caractère calme nous permet de faire ça en toute sécurité. Donc voilà, moi je me promène avec un âne qui est batté avec des poubelles sur le dos. L'avantage, c'est que les gens, quand ils nous voient, ils font plus attention à l'animal et donc par respect par l'animal, ils évitent de jeter le papier par terre. Donc ce n'est pas le volume de déchets qu'on ramasse, mais plutôt justement le volume de déchets qu'on ne ramasse pas qui est gage de notre réussite. Donc voilà, et pour l'instant ça marche très très bien. On a les enfants aussi qui nous aident à collecter les déchets. Et après, je vais passer le micro à Nicolas qui va nous expliquer l'autre rôle de Voxane, là, de l'autre âne avec qui il est. Oui, merci Fabrice. Donc moi j'ai donc Voxane qui est attelé à une escargoline. L'escargoline, c'est le petit chariot 3 roues derrière, qui a l'avantage d'être un chariot bas au niveau de l'assise. Donc pour faire un transfert du fauteuil jusqu'à la voiture, c'est assez facile. Ou pour une personne en béquille, c'est assez facile de s'asseoir sur le côté. Et l'ingéniosité du petit chariot, c'est que donc il faut être 2 pour conduire l'âne, un à la tête, un derrière. Et juste avec cette manette, ça permet de tirer et de déclencher la voiture en cas de problème ou d'obstacle sur le cheminement ou l'animal qui accélérerait. On peut désolidariser très facilement l'âne de la voiture et donc être vraiment en sécurité par rapport aux personnes que l'on transporte. Et cette petite voiture a été également faite dans une idée de pouvoir faire de la balade, d'être un petit peu tout-terrain. Donc là, on le fait dans un cadre événementiel sur la foire, mais on peut aussi également le faire sur des chemins, alors pas des sentiers de montagne, mais sur des chemins. Nous, on a une structure sur Arbès, où on fait de la rando en montagne avec des ânes. Et également, on peut permettre à des personnes à mobilité réduite de faire aussi de la balade et d'être autonome. On n'a pas besoin d'un professionnel pour accompagner la sortie. Ben, merci à vous. Arrêtez, pas tant d'applaudissements. Merci beaucoup. Et je reviens juste, Nicolas, c'est vrai que tu parlais de la sécurité. Je crois que derrière, il y a Groupama, peut-être qu'ils nous entendent. Et c'est justement ce qui est aussi sécurisant dans cette pratique, parce que quand on travaille avec des animaux, ce n'est pas toujours facile. Il y a une réglementation et on privilégie toujours la sécurité, et y compris avec les contrats d'assurance. Voilà. Donc, merci à vous tous, bon appétit et à demain.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de... Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, na 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 et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, endormi sous nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Na, 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 na. Na, 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 na. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato? Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont à chasuble. Eh, il y a de la future pépite, là, hein? Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. Sud de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce ring. Vous avez eu l'habitude d'y voir des ovins, des bovins. Maintenant, nous allons vous présenter des chevaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le cheval de Mérins. Alors les enfants, ils sont tous noirs, ces chevaux. Ça, c'est vraiment des chevaux pour vous. La seule couleur qui existe, c'est le noir. Le cheval de Mérins est un cheval traditionnellement élevé en montagne durant une bonne partie de l'année. On dit qu'il est transhumant. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, on emmène les juments et leurs poulains en estive, là-haut, dans la montagne. Ça permet à ces chevaux d'acquérir un pied extrêmement sûr. Ils apprennent à faire attention où ils mettent leurs pieds, à aller chercher de l'eau et à vivre en groupe. Parce qu'il faut quand même rester humble, le cheval n'est pas fait pour vivre tout seul, c'est un animal grégaire. Le cheval de Mérins a la particularité de pouvoir s'accorder à toutes les disciplines. L'obstacle, si vous voulez, le dressage, la randonnée bien sûr, du fait de son pied extrêmement sûr, l'attelage, mais aussi le travail à pied, comme Joey, que vous voyez au milieu. Joey, c'est un étalon, c'est-à-dire que c'est un animal reproducteur. Il a obtenu cette qualification lors de plusieurs épreuves. Nous avons également, avec moi, une jument, qui, elle, pour l'instant, n'est pas destinée à la reproduction, mais une carrière sportive. Voilà, Joey se plie avec grâce à la demande de sa propriétaire, Marielle. Weska, elle n'en est pas tout à fait d'accord.
Donc, parce que je ne vous ai pas présenté, nous avons Joey, donc, qui est en train de nous proposer du travail à pied. Voilà. Et nous avons Weska, qui est avec moi. Alors, donc, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, le cheval de Mérins, c'est pas qu'on a fait exprès d'en habiller deux noirs pour faire un couple, c'est que c'est la seule robe autorisée. Le noir. Quelques petits poils blancs ou quelques petites étoiles sont tolérés, mais il n'y a pas d'autre robe. Donc les juments qui, en reproduction, c'est-à-dire avec des poulains, pareil, je répète, sont emmenés à peu près du mois de mai au mois d'octobre en estive, c'est-à-dire à la montagne, où elles y font leur vie, entre guillemets, en parfaite liberté. Il n'y a pas de clôture, il y a juste de la surveillance, bien évidemment. Et elles éduquent donc des poulains qui en feront de magnifiques chevaux de travail. Mais tout le travail, y compris le travail du sol. Une démonstration vous est proposée au niveau du Pauléquin. À la suite de ça, ce sont des chevaux qui travaillent aussi très bien sur tout ce qui est sports équestres, l'obstacle, le dressage, l'attelage, le trek, l'Amazone, et je dois en oublier. Ça ne sera jamais des champions du monde. Par contre, ça vous fera un très 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 bon compagnon de travail, facile à vivre, extrêmement rustique et on ne peut plus attachant. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous n'allez surtout pas hésiter à venir nous voir au Pauléquin. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez les voir de plus près. On en a amené 7. Il y a une jument avec son poulain, un tout petit poulain de 2 mois. Je suis sûre que vous allez trouver ça formidable. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre au Pauléquin qui se trouve complètement à l'opposé d'ici, au niveau du pôle du développement durable, tout au fond. Marielle, tu souhaites rajouter quelque chose ?
Allez, on va refaire une petite présentation pour tous ceux qui n'étaient pas là. Ce qui est génial, c'est que maintenant, il y a plein d'enfants. Alors, les enfants, le cheval qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le cheval de Mérins. C'est un cheval de montagne. Alors, c'est pas un hasard si on vous montre des chevaux noirs, les deux, parce qu'en fait, tous les chevaux de Mérins sont noirs. C'est la seule couleur qui existe chez eux. De temps en temps, il peut lui avoir des petites taches, on appelle ça des petites pelotes ou des petites étoiles, comme Joey. Joey, c'est le cheval avec la plus grosse crinière. Ça, c'est autorisé, mais pas plus. Le cheval de Mérins, c'est un cheval qui fait la transhumance, qui est transhumant. C'est un mode d'élevage, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mai à peu près, on emmène les juments avec leurs poulains, qui sont nés en général un mois avant, à la montagne, où elles vivent en liberté, sous surveillance soit d'un berger, mais elles vivent parfaitement en liberté et en troupeau. Du coup, elles font un petit peu d'éducation vis-à-vis de leurs poulains. Elles leur apprennent à poser leurs pieds où il faut, à éviter les cailloux, à éviter les trous. Elles leur apprennent à trouver de l'eau. Ça en fait donc du coup un cheval très sûr après en extérieur. Il sait parfaitement où il pose ses pieds, il fait attention, il est également très rustique. Il a une morphologie qui est adaptée à la montagne. Par contre, on peut quand même l'utiliser pour toutes les autres disciplines équestres. L'obstacle, le dressage, l'attelage, le travail à pied, le trek, l'Amazone, toutes les disciplines équestres peuvent être faites avec ce cheval. Nous avons en haut Joey. Joey, c'est un étalon, c'est un animal reproducteur, avec sa magnifique crinière. C'est un mâle. Chez les Mérins, on a tout un tas d'exercices à leur proposer avant de pouvoir être appelés reproducteurs. Ensuite, nous avons en dessous Weska. Alors Weska, elle par contre, c'est une jument qui pour l'instant n'est pas poulinière. Elle n'a pas de suite, elle n'a pas de bébé, puisqu'elle a une carrière sportive, on va dire. Elle fait entre autres de l'attelage. Un jour ou l'autre peut-être, mais pour l'instant c'est une jument qui ne pouline pas. C'est pour ça qu'elle a un peu une morphologie, on va dire, sportive. Si vous souhaitez voir une jument poulinière avec son poulain, nous avons au pôle équin qui se trouve complètement à l'opposé, avec l'agrotourisme, tous les chevaux, dont les chevaux de Mérins, et vous pourrez y voir une poulinière suitée d'une jolie petite pouliche. Vous verrez, c'est pas du tout la même morphologie, c'est pas aussi sport que ça. Alors, on peut également donc parler de discipline, mais il y a également le travail à pied. On n'est pas obligé de toujours faire que du travail monté ou attelé. Et c'est ce que va vous proposer Joey, notre magnifique étalon, avec Marielle, sa propriétaire. Pour ceux qui restent plusieurs jours, demain, à 11h, vous aurez 6 ou 7 chevaux de Mérins dans la carrière des chevaux, la carrière équine, qui vous proposeront un petit échantillon de toutes les disciplines avec lesquelles nous travaillons. Alors bien évidemment, là pour le coup, on ne rapproche pas les deux chevaux l'un à côté de l'autre. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'il y en a un, c'est un monsieur, et il y en a un, c'est une dame. Donc je ne vous fais pas de dessin. Voilà. Donc on va éviter. On peut faire voilà, du travail à pied aussi avec Weska. Là, on lui demande de se déplacer latéralement. Hop. C'est-à-dire qu'elle va venir engager ses pieds sous elle. Joey, on lui a demandé également la même chose tout à l'heure. Mais comme j'étais en train de parler d'autre chose, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Voilà. Là, on va la faire. Hop. Alors, ça nous permet, c'est pas des jeux. Tout ce qu'on fait à pied, ça nous permet aussi de leur demander des choses beaucoup plus facilement. Ça peut être un jeu pour les chevaux qui aiment beaucoup, très souvent jouer avec ça. Mais ça peut aussi nous permettre d'obtenir des choses plus facilement. Par exemple, on peut leur demander de venir se garer à côté d'un petit tabouret pour monter plus facilement. Comme ça, on ne tire pas sur le dos, on ne tire pas sur la selle. Ça paraît tout bête, mais ça nous permet, et eux, d'être plus à l'aise, et nous également. Pareil, on peut avoir besoin de leur demander de reculer. Un exemple, on les monte dans le camion, en marche avant, il faut bien qu'à un moment donné,
ils reculent pour sortir. Donc on leur apprend également à reculer juste par une simple pression. En sachant que ce sont des animaux qui font plus de 500 kg, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils ne le seront pas. Donc tout ça pour vous dire que le Mérins est un cheval adapté à toute la famille. Et il n'y a aucun problème. C'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment un cheval de sport, c'est vraiment un cheval de famille. Et je vous invite vraiment à venir nous rencontrer au Pôle Équin si vraiment vous voulez en savoir plus. Allez, une petite photo des deux sur le podium, ce serait cool.
Ils ont quitté leur montagne ariégeoise pour se présenter à vous. Je vous demande d'accueillir le cheval de Castillon. C'est un cheval qui nous vient du Couserans dans l'Ariège, plus précisément de la vallée de Byros. Ce cheval de montagne servait à l'époque dans nos fermes pour les menus travaux agricoles, la fenaison et le ratissage des prairies. Il servait également le week-end de moyen de transport pour amener la famille au marché ou à la messe. La race a été reconnue en 1996 par les haras nationaux et le ministère de l'Agriculture. Le Castillonnais mesure entre 1,45 m et 1,55 m. Sa robe est noir pangaré, un éclaircissement de la robe avec le bout du nez renard et les flancs feu ou baie brun. C'est un cheval de montagne aux pieds sûrs qui sert de nos jours en priorité pour le tourisme équestre, à la selle comme en attelage. C'est une race menacée qui compte 650 chevaux sur le territoire national et nous avons une trentaine de naissances par an. Vous avez donc devant vous deux étalons, donc le plus haut des deux, Yoga, donc étalon approuvé, Castillonnais, et avec ses belles nattes et ses rubans, vous avez Lausetto de Leiane, jeune entier de 3 ans.
Donc Lauzetto, que vous aviez actuellement au trot devant vous, c'est sa deuxième sortie en concours. Il est en train d'être préparé du coup pour les autres échéances. Morgane, l'élevage de Léane, a reçu plusieurs prix au cours de ses présentations. Elle est éleveuse à Escos, à côté de Pamiers. Elle élève principalement du Castillonnais et du Mérens. Yoga, donc de l'élevage du Couseran, a été champion suprême lors des derniers concours nationaux. Le Castillonnais a l'avantage de s'adapter à toutes les activités, le tourisme équestre, mais également le sport. Il vous reste 5 minutes, hein, mais oui. Oui, c'est vous. Vous pouvez vous avancer. On va les sortir juste quand même. Est-ce qu'on refait un petit tour de trot avec nos amis Castillonnais, amis publics? Est-ce que vous voulez les voir bouger un petit peu plus? Allez, Morgane, fais-nous l'honneur. Donc, Lauzetto, entier de 3 ans, seulement son deuxième concours. Issu de l'élevage de Léane à Escos, en Ariège. On va laisser la place maintenant à nos amis les ânes des Pyrénées. Une dernière photo face au public. Magnifique présentation pour les Castillonnais. Voilà deux étalons. Bon, un encore jeune, il a de l'avenir, et l'autre, alors, 5 ans, c'est vraiment une figure. Vraiment, c'est de toute beauté. Donc, bravo aux éleveurs et voilà, à l'association des ânes castillonnais. Bravo de ce travail avec une race à petit effectif. C'est pas toujours évident d'avoir de bons sujets comme ce que nous venons de voir. Bien, alors on va faire l'entrée avec nos ânes des Pyrénées. J'en suis un peu le représentant, en tout cas le commentateur. Alors que je vous dise
Je vais rentrer sur le ring. Hein. Où sont les autres? Il n'y en a pas d'autres? Bon, enfin, on a l'essentiel. On a l'essentiel. Bien, je m'adresse donc au public en me présentant. C'est la moindre des choses. Merci d'être venu en nombre quand même. Et voilà. Et je vous remercie de l'attention que vous porterez à nos commentaires et surtout à nos animaux. Alors, je me présente, Jean-Claude Deschênes, éleveur d'Inde des Pyrénées dans l'Ariège, à 40 km d'ici, c'est pas très loin. Depuis 27 ans, bon, c'est comme ça. Et je représente ici l'Association nationale des Andes émulées des Pyrénées, dont je vais faire un peu l'historique vite fait, mais bon, quand même, je pense que c'est indispensable et instructif. Donc, je vois un ami voisin là qui élève des mérins. Voilà, Jean-Daniel, je me permets de faire une parenthèse. Jean-Daniel Bergès. Voilà, merci Jean-Daniel. Alors voilà, amoureux des Mérès, on l'appelle Papy Mérès parce qu'il a son âge, mais il est toujours là, il a été président du Mérès. Merci d'être venu. Bien, je ferme la parenthèse. Donc, petite histoire, l'Inde des Pyrénées a été reconnue en 1997, donc il y a 27 ans de cela. Et la mule des Pyrénées a été reconnue en 2002, voilà, par le ministère de l'Agriculture toujours. Voilà, ça c'est des choses importantes, des étapes importantes. Alors, pour commencer, donc je voudrais parler d'une étape qui a été importante pour la race. C'est l'étape des années 50 qui a vu apparaître la motorisation, c'est-à-dire les tracteurs, qui jusque-là, on parlait de traction animale et d'utilisation animale. On ne parlait pas de moteur, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, l'Inde des Pyrénées, bien qu'il ait rendu en France et ailleurs, d'accord, et d'autres races, pour les autres races, c'est pareil, mais ces races-là sont devenues désuètes, inutiles. Bien sûr, le tracteur était beaucoup plus productif et c'était beaucoup plus facile, en tout cas moins fatigant de travailler avec des tracteurs qu'avec des ânes et des mulets, évidemment. Donc ça a été une étape importante pour la race. Donc à ce moment-là, l'âne est devenu désuet, inutile, je le disais. Et cette race a décliné, a bien failli disparaître jusqu'au jour où, dans les années 1900 et des poussières, en 1994, une poignée de passionnés a pris les choses en main, a voulu sauver cette race, la réhabiliter et donc a recensé à ce moment-là, par l'intermédiaire d'un ami de l'Ariège, de la Bastide de Sérou, pas loin, en Escus, Olivier Courtiade a recensé le peu d'animaux qui restaient pour les sauver, les réhabiliter. Et avec l'intermédiaire des haras, nous avions fait l'acquisition à ce moment-là d'une douzaine d'ânes catalans, parce que l'âne des Pyrénées, je vais vous en parler, ses origines, eh bien, ça a sauvé le peu d'ânes des Pyrénées qui restaient et ça a permis de sauver, je le disais, de réhabiliter et d'améliorer ensuite avec des personnes comme moi, mais d'autres évidemment, de continuer à valoriser cette race, de l'améliorer. Voilà. Alors, que je vous dise, l'âne des Pyrénées, bon, vous l'avez remarqué, on parle d'abord des ânes, on parlera ensuite de la mule. Il existe deux types dans la race. Le type gascon, génétiquement c'est la même chose. Le type gascon et le type catalan. Le type gascon,
en taille jusqu'à 1,35 m, mais il n'y a pas que ça comme caractéristique. Et le type catalan, entre 1,35 m et aucune limite supérieure, jusqu'à 1,65 m, vous imaginez. D'accord. C'est plutôt rare, mais on en trouve encore quelques spécimens. Voilà, alors, les caractéristiques, eh bien, c'est il a la robe noire. C'est le cas de, je ne sais pas, cette année peut-être, ou B, mais c'est-à-dire marron. Alors avec les naseaux blancs, le tour des yeux blancs, ce qu'on appelle communément les lunettes, le poitrail blanc, surtout le ventre blanc et l'entrecuisse blanc également. Alors, pour le type gascon, il a une morphologie qui est plutôt par rapport à sa taille, et sa morphologie permet, on dit que c'est un porteur. Il est fait pour porter, d'accord? Comme il était autrefois dans les Pyrénées, parce que l'âne catalan, je reviens un peu en arrière, l'âne des Pyrénées, depuis la Catalogne espagnole, il a traversé et s'est répandu dans les Pyrénées françaises jusqu'au Pays Basque. Et il a été sélectionné parce que par rapport à notre relief des Pyrénées françaises, plus petit, avec des ânes autochtones, plus petit pour permettre de le battre, c'est-à-dire de le charger, et parce qu'il a des appuis meilleurs que l'âne catalan de grande taille, on le dit, c'est évident. C'est moins fatigant de charger un âne de petite taille, on fait de taille moyenne, que de charger un grand catalan à 1,50 m ou plus. Bon. Et c'était surtout les femmes qui les utilisaient et pour porter le lait, l'eau, le foin, le bois, le fumier, etc. Donc c'était sa destination. Je vous parlerai de l'utilisation actuelle dans un moment. Pour l'âne catalan, le type originel, eh bien il a une morphologie, une taille et une morphologie complètement différentes. Il est taillé, il est fait comme un trotteur, c'est un trotteur. Donc il a servi bien sûr, mais dans l'agriculture de Piémont, à labourer, à tirer le charroi, etc. Donc il est donc un trotteur. Je vous parlerai tout à l'heure de l'utilisation actuelle. Parce que s'il n'a pas d'utilisation, quelles que soient les races, eh bien les races disparaissent. Quelles que soient les races et les espèces. D'accord? Voilà. Alors, on va vous présenter une ânesse de type catalan qui est B avec son anon. Alors, elle s'appelle Kaya et son anon Othello qui a 4 mois seulement, vous voyez. Et voilà, donc une ânesse qui toise actuellement 1,42 m, elle va encore grandir, une ânesse de 4 ans. Et son anon a 4 mois, je vous le disais. Ensuite, nous avons une ânesse Isabi d'os. Isabi, tout simplement, voilà. Alors, vous remarquez que la taille est complètement différente, je vous le disais. C'est une ânesse de type gascon qui, elle, eh bien, notre amie Claire la présente avec des bas. Comme je vous disais, elle est prédisposée au bas. C'est elle qui, effectivement, par rapport à sa taille et sa morphologie, eh bien, elle fera son travail actuel. On en parlera. Voilà, ensuite, je vous présente la mule des Pyrénées qui s'appelle Idyllique d'os. Superbe mule, vous pouvez la prendre en photo. Les autres aussi d'ailleurs. Voilà, qui est issue d'un mâle des Pyrénées, type catalan, grande taille. Mais je vais vous en parler dans le détail. Donc, fille de bretonne, de jument bretonne, il faut savoir que
la mule, quelle qu'elle soit, est issue d'un âne et d'une jument. En ce qui concerne la mule des Pyrénées, eh bien, elle est issue d'un âne des Pyrénées grande taille, type catalan, avec une jumenterie. Il y a 5 jumenteries de juments mulassières concernées par la production, qui sont pour les mules de gros traits, ce qui est le cas pour cette mule, qui est très épaisse, très grande, très épaisse. Fille de bretonne, mais aussi il y a la jumenterie percheronne pour les mules de gros traits. Pour les mules de très léger, la jumenterie mérens et castillonnaise est concernée. Et pour la mule de sel, plus légère, très prisée pour faire des randonnées, qui a beaucoup d'endurance, comme les autres mules d'ailleurs, eh bien c'est la jumenterie anglo-arabe. Sachez-le, c'est dans le cahier des charges de la mule des Pyrénées. Voilà donc Isabi d'Exot, c'est ça? Idyllique, pardon, je confonds après. J'ai du mal, ma mémoire me trahit quelquefois. Bon, et puis elle n'est pas à moi, donc et bien sûr, c'est pas que je la jalouse, mais c'est comme ça. Bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, les applications à notre époque, l'époque moderne, il faut savoir, je vous le disais, s'il n'y a pas d'application, d'utilisation, il n'y a pas d'élevage. D'accord? Donc, pour la mule de trait, évidemment, elle va au débardage, au labour, dans les vignes. Et évidemment, elle a sa grande utilité par rapport à sa force. Que je vous dise, je l'ai oublié de vous le préciser, un âne ou une mule, d'ailleurs la mule, eh bien, elle hérite de cette grande qualité de l'âne. Souvenez-vous de ça. Elle a 4 roues. Ils ont 4 roues motrices, les ânes. Et les mules ont hérité de cette grande qualité. Alors que les chevaux, je n'ai rien contre les chevaux, vous l'avez compris, ils ont 2 roues motrices. Ils poussent avec les postérieures et se guident essentiellement avec les antérieures. D'accord? Donc depuis très longtemps, l'Antiquité, nos ancêtres ont favorisé la production de mules par rapport à cette grande qualité. Voilà, d'accord. Que je vous dise encore par rapport à ça. Non, je pense avoir dit l'essentiel en tout cas. Voilà. Ah oui, pour le... Oui, le baudet, mais je vous l'ai déjà dit, eh bien, le baudet, c'est-à-dire l'étalon pyrénéen, le type catalan, produit des mules. Bon, c'est le seul habilité dans la race à produire des mules. Voilà. Alors, oui, les applications, pardon. J'allais l'oublier alors que c'est le plus important. Eh bien, pour l'âne, pour la mule, j'en ai un peu parlé. Et pour l'âne, eh bien, vous connaissez tous les cosmétiques, le lait d'ânesse pour produire des savons et des laits, etc. Voilà, pour ces dames en particulier, voilà. Donc, les bienfaits de ce lait d'ânesse pour les cosmétiques. Ensuite, c'est pas fini. Mais bon, allez, prenez votre temps. Voilà. Alors, j'ai un ami, enfin, nous avons en tout cas un collègue qui, vous avez compris avec Claire, que l'âne fait du portage. Et nous avons un ami à Arbas, près d'ici d'ailleurs, Arbas, le pays de l'ours, vous connaissez. Vous avez entendu parler en tout cas. Eh bien, il fait d'ailleurs sur le salon de la collecte d'ordures ménagères. Il a des bas exprès avec des poubelles, etc. Et de plus en plus, les villages et les villes utilisent ce moyen de récupération de déchets. Et disons que c'est moins polluant que les camions. Bon, on n'avait pas le choix à l'époque, mais c'est moins polluant que les camions. Et c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Donc ils récupèrent les déchets avec des ânes, ou des mules d'ailleurs, ou des chevaux.
par ailleurs. Mais je veux dire que cette manière de faire est de plus en plus répandue dans nos communes. Voilà. Il utilise également Cézanne, Nicolas Salviac d'Arbas, il s'appelle, il n'est pas là maintenant, mais il doit faire déjà son travail. Il utilise une voiture pour des gens à mobilité réduite qui ne peuvent plus marcher ou qui ont des difficultés à marcher, pour promener ces personnes. Tout le monde a sa place dans notre société. Quel que soit tout le monde n'est pas Einstein, et tout le monde a sa place dans notre société, même les plus démunis quelquefois. Et c'est un plaisir de faire plaisir à ces personnes, parce que voilà, et ils ne peuvent pas faire plus, quoi. Je passerai la parole à Claire qui, elle, a une autre activité avec les ânes, les chevaux, les mules. Claire, s'il te plaît, merci. Elle pratique justement une... Bonjour. Alors nous, du coup, on est basé sur Pau et on a une structure qui travaille exclusivement en médiation animale. Donc du coup, nous utilisons les ânes et les mules pour promouvoir notre activité, donc que ce soit dans l'accompagnement de personnes handicapées via l'escargoline ou sur des activités de monte ou alors de prestations en attelage. Voilà, donc vous avez 2 de nos animaux qui passent devant vous, donc Disabi qui est équipé des sacoches et Idyllique que tient Jean-Claude qui, elle, s'occupe plus de la partie calèche. Voilà, merci. Donc voilà, ce sont des activités nouvelles, enfin nouvelles, plus ou moins, mais qui ont leur importance, voilà, parce que bon, tout le monde a le droit, non? Bon. Voilà, donc elle est toujours laconique, elle n'est pas très fière, elle parle peu de son truc, mais c'est extrêmement important, je l'ai vu faire, et c'est extrêmement important, et c'est son métier. Voilà, autre activité, ne partez pas encore. Le maraîchage, de plus en plus, le maraîchage fait demande d'animaux, la culture maraîchère d'animaux, d'ânes, qu'ils soient de gascons ou catalans, pour travailler leurs terres sur des superficies, sur des surfaces bien sûr relativement réduites, quelques hectares. Mais, bonsoir madame. Voilà, merci. Et voilà, donc ça aussi c'est une application qui moderne, en tout cas nouvelle, qui permet de valoriser notre race. Parce que là, tel est notre but, valoriser notre race et la faire subsister, progresser à l'ère nouvelle. Alors, concernant les Gascons, parce que j'oublie toujours quelque chose, et ça m'arrive de revenir en arrière quand ma mémoire me le permet. L'âne gascon, il est utilisé, je vous l'ai dit, dans l'agriculture de montagne. Alors aujourd'hui, à quoi il sert? Eh bien, l'âne gascon sert aussi pour les randonnées. Pour les randonneurs, il y en a de plus en plus dans nos régions escarpées de montagne. Et donc, et pour le chemin de Compostelle, la route de Compostelle, ils utilisent bien sûr ces ânes, plutôt que les grands, les gascons, pour amener tout leur barda, toute leur nourriture, voilà, leurs habits, leurs tentes, etc. Donc, et aussi pour alimenter les bergers à montagne. D'accord? Alors, il est plus économique et surtout plus écologique d'utiliser des ânes des Pyrénées. Bon, je dis ça, je suis raciste à manière d'âne. Je préfère l'âne des Pyrénées aux autres. Bon, eh bien, c'est moins polluant en tout cas et moins coûteux que l'hélicoptère qui allait, il y a quelques années encore, les ravitailler, les bergers. D'accord? Voilà, il sert aussi à ça. Voilà encore une autre application. J'en oublie sûrement, mais bon, ce qui me vient à l'esprit, je vous l'ai dit. Donc, écoutez, pour conclure, on va arrêter là. Il y a peut-être d'autres personnes et d'autres races qui attendent. Je vous remercie donc de votre présence,
de votre écoute et de l'intérêt, en particulier la mamie que j'ai à côté de moi et qui me semble avoir eu beaucoup d'intérêt à cette race et à ce que j'ai pu dire au niveau de cette race. Eh mamie? Ah bon? Fois que je vois tout ça. Ah bon, vous l'avez vu où avant? J'habitais Montrégeau, je suis venu plusieurs fois. Vous êtes de Montrégeau donc, alors là on a des éleveurs et même une éducatrice et une étalonnière, donc pas loin de Montrégeau à Borde, qui s'appelle Erika Ponce et puis qui fait bien son travail. Très agréable de surcroît. Bien, messieurs, dames, merci à vous et puis à une prochaine, si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Donc après les ânes des Pyrénées, on retrouve maintenant le poney potioc. Le potioc, c'est un poney basque. C'est une culture là-bas. Il est indissociable de cette région. C'est un poney qui est installé depuis des millénaires. C'est un poney qui a la même morphologie que le cheval de Przewalski. C'est le cheval, les dessins qu'on trouve sur les parois des grottes historiques, comme à Historitz, par exemple. Au XIXe siècle, on les utilisait dans les mines de la région, mais ils ont aussi servi dans les mines du nord et de l'est de la France, de par leur petite taille. Donc devant vous, vous avez donc Nina qui vous présente Fanfan Unaikoa. C'est une jument de 9 ans. Donc malgré ses airs un peu dynamiques, Fanfan est habituée à ce genre de représentation. Elle reprend actuellement le travail après avoir produit 2 poulains et elle va être valorisée pour du saut d'obstacle. Nina, elle a l'élevage du mousse. C'est une propriété qu'elle a à côté d'Aire-sur-Adour, donc dans les Landes. Elle travaille ses potiocs pour qu'ils soient totalement polyvalents, de la balade, du sport, en dressage, en obstacle. Ce sont des poneys aux multiples facettes. Nina participe régulièrement à des concours avec ses potiocs. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver au concours des étalons à Biarritz qui se déroule en mars et au concours des juments suitées à Bayonne au mois d'août. Tous les poneys de l'élevage de Nina sont issus du berceau, c'est-à-dire qu'ils naissent dans les massifs et elle les élève en prairie. Donc quand on disait un poney polyvalent, ça peut aussi faire un poney de spectacle avec un peu d'entraînement.
Donc vous l'aurez compris, le potioc, c'est un poney qui s'adapte à tout le monde. Le poney idéal pour les enfants, pour la famille. Là, vous avez un modèle un peu plus sport, mais il existe des potiocs avec un caractère un peu plus calme que notre ami Fanfan. Nina ne nous dira pas le contraire. Donc chez le potioc, on retrouve toutes les robes, noir, baie, alezan, et également pie, donc c'est deux couleurs, comme ici Fanfan qui est pie noir. On essaye de s'arrêter là-haut. Donc Nina et son élevage de mousse sont à retrouver au pôle des Équins. Elle a également une jument suitée avec sa pouliche de 5 mois qu'elle sera ravie de vous présenter également. Maintenant, nous allons voir des chevaux de trait. Donc, il y a 9 races qui perdurent de chevaux de trait. C'est un patrimoine unique au monde. Vous avez les percherons, les comtois, les bretons, les boulonnais, les traits du Nord. Et vous avez aussi 4 races menacées, dont les mérins, poney landais, les potiocs, les castillonnais et aussi les boulonnais qui sont en danger aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on vous a amené 3 juments, une comtoise, une percheronne et une bretonne. Alors on commence avec une jolie jument bretonne grise. Non, percheron, pardon, oui, percheronne grise. Le percheron, c'est un animal qui est situé dans toute la France, mais surtout du côté du Maine-et-Loire, c'est-à-dire vers Angers. C'est la plus connue des races françaises. Elle mesure entre 1,60 m et 1,85 m. Et elle était exportée dans le monde entier jusqu'aux années 30. Elle est très répandue aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle a une robe grise ou noire parfois, voire blanche. Son poids, c'est entre 500 kg et 1400 kg. Elle est utilisée principalement pour sa capacité à se déplacer rapidement en attelage. On l'employait d'ailleurs dans les postes et les omnibus avant l'arrivée du chemin de fer. On l'utilise aussi dans le labour. C'est un cheval très docile et élégant. C'est le fleuron historique de l'élevage chevalin national français. Merci beaucoup. Une jument comtoise, donc qui est pas mal développée. C'est surtout situé en Franche-Comté, dans le Massif central, les Pyrénées et les Alpes, puisque ce sont des chevaux qui vont en estive.
mesurent entre 1,50 m et 1,65 m. Ils sont connus grâce à leur crinière blonde. Leur couleur, c'est B avec expression du gène silver ou alezan foncé aussi. Ils pèsent entre 650 et 800 kg. Ils sont destinés soit à l'attelage, mais principalement en boucherie. Ce sont des chevaux très dynamiques, rustiques, gentils et très dociles. Merci beaucoup. Et enfin, une jeune jument bretonne de 1 an. Donc c'est une race aussi qui est pas mal développée, qui est située dans la Bretagne historique, le Massif central et les Pyrénées. Elle aussi en mesure entre 1,50 m et 1,63 m. C'est un cheval compact et rustique, en général de couleur alezan. Et ici, vous avez une jeune jument aubert. Elle pèse entre 700 et 1000 kg. C'est un cheval gentil, familier, équilibré, docile, performant et travailleur. On l'utilise pour l'attelage et on distingue le breton de trait comme celle qui défile devant vous du breton postier qui est plus rare que l'autre type. On l'utilise pour le loisir, le travail et même la compétition. Merci beaucoup.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
toutes tes légendes pleurent bon partout, dévalant les estives et les monts, les sous fredonnent nos chansons. Irène est belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle, tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en est sur nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. La Garonne née dans l'Aneto, jaillissant en larmes au trou du taureau, retrouvons la Neste près de Morégeau. Ces méandres filent vers Bordeaux, Irène est belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle, tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en met sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Irénéenne, nanana, là-bas, le pic du midi, tantôt blanc, tantôt gris, étoilé la nuit, qu'agir, chaise du paradis, notre guide, notre ami, veille sur nos vies, c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages,
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I should stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh, all right. Oh, come on, y'all. Say yo, yo, yeah, yeah. Say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. You don't ever stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers, tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont chasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à paroles. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen all Allez les amis, je vous rappelle que sur le ring 4, il y aura une présentation d'ici une petite dizaine, voire une quinzaine de minutes. Présentation ici même des races locales ovines des Pyrénées centrales. Ça sera ici même sur le ring. Alors n'hésitez pas à être présent avec nous. Vous aurez des spécialistes qui seront un plaisir de vous vanter la filière ovine. Ça sera ici, ring 4. way back a year ago. Allez les amis, étant donné que vous êtes là, vous les voyez ici même pour l'instant, ils sont encore dans les enclos, mais ils vont être présentés ensuite dans le ring d'ici une petite dizaine de minutes. Donc vous allez pouvoir vous installer dans les gradins et vous allez avoir les professionnels qui vont vous les présenter, qui vont vous expliquer quelle est la différence entre telle et telle race, parce que vous les connaissez peut-être déjà, mais au moins vous allez comprendre pourquoi on les a amenés ici dans les Pyrénées. Et puis surtout, il y a des races qui sont déjà là depuis la nuit des temps, je dirais. Et petit à petit, elles ont été notamment pour certaines amenées ici pour leur rusticité et pour faire face au climat, etc. Donc, tout ça va être expliqué dans peu de temps. Hein. N'hésitez pas à rester ici. On vous invite à venir nous rejoindre au ring 4, les amis, pour la présentation des brebis.
Les amis, je vous rappelle qu'au ring 4, il va y avoir une présentation des brebis d'ici quelques minutes. On vous invite à prendre place dans les gradins du ring 4. Allez-y, venez, profitez-en. Allez les amis, on vous voit vous balader à travers les brebis, les chèvres, etc. Alors sachez que les brebis vont vous être présentées, les différentes races, ici même dans le ring 4. Prenez place dans les gradins, vous avez peut-être marché toute la journée. Ça va vous permettre à la fois de vous reposer et puis surtout d'apprendre en direct à reconnaître les différentes races. On aura nos spécialistes qui vont nous expliquer à la fois ce que sont les différentes races et puis les différents croisements éventuels qu'il y a eu depuis la nuit des temps ou depuis les années 1800 par exemple. On va parler des ors et campans, des tarasconnaises et autres barégeoises. Au moins vous pourrez apprendre à les reconnaître et à comprendre pourquoi elles sont ici même dans les Pyrénées. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont été ici même amenées ou peut-être qu'elles sont issues depuis le début dans les Pyrénées. Ça va les enfants? Ils sont beaux vos dessins sur le visage là. C'est des beaux maquillages ça. Si vous voulez, il va y avoir des brebis qui vont être présentées ici même dans le ring. Vous viendrez vous installer en face. Hein? N'hésitez pas à vous mettre dans les gradins. Ça va être sympa. Vous avez quelques minutes devant vous. Histoire d'aller chercher une glace.
de boire un petit verre. Waouh! Le tigre! Ah non, c'est le chat. C'est les chats méchants. Ouais, ben heureusement qu'il y a les barrières. Sinon, j'aurais pris des risques. Voilà. Allez voir papa. Ramenez papa. On se revoit tout à l'heure pour les brebis. Je compte sur vous. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, elles commencent à arriver nos brebis. Enfin non. Là, c'est pas une brebis. Là. Ça se reconnaît vite. Allez, si vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà regarder et admirer la manipulation. Puisque comme vous le voyez, eh bien, les brebis sont mises, elles ne sont pas tirées comme ça par une chaîne. Mais pour le coup, vous en avez là-bas qui sont mises d'ores et déjà dans des enclos. Et les enclos vont avancer avec elles jusqu'ici dans le ring. Bon, autant dire qu'il faut être plusieurs. Ça va bien? Vous arrivez de la région ou pas? Non? Vous êtes de quel endroit? Du Mexique. Ah, vous arrivez du Mexique? D'accord. Ça se voit pas. Ah bon, vous blaguez. Ah, d'accord. Bah, ça aurait pu le faire. Hein. Ça aurait pu... Mais bien sûr, ça aurait pu être sympa. Vous arrivez de quelle montagne? La montagne là-bas ou la montagne là-bas? Ah, d'accord. Vous arrivez de l'Aveyron, vous. D'accord. C'est sympa d'être venu nous voir. Le lâche pas, je suis dans l'enclos. Ne le lâche pas, il m'a repéré. Je suis dans l'enclos. Allez-y, prenez place au ring 4, les amis. N'hésitez pas, on va vous faire la présentation des brebis ici même. Association avec la Copic. On va vous parler de cet agneau, ou du moins de ces brebis des Pyrénées, qui sont en IGP, qui sont classés au patrimoine vivant de l'UNESCO. Savoir qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 10 races qui sont mises en avant, ici même dans les Pyrénées. Vous arrivez à les reconnaître ou pas encore? Vous savez reconnaître les différences ou pas? Non? Si, vous êtes peut-être du métier, hein? Ah, vous n'y connaissez... Oh, j'y crois pas une seconde. Vous me dites j'y connais rien, ça j'y crois pas. Ça va, Hervé? Tout se passe bien, Hervé? Ça se passe bien? Bon, super. Et bonjour. Asseyez-vous. Vous êtes debout depuis tout à l'heure. Un grand merci à la sécurité d'être ici présent. Waouh, Arthur, tu fais tous les métiers, toi. Incroyable. C'est génial. Ah, ça va être sympa, on va faire la présentation et après vous allez même pouvoir faire la dégustation, tu vois. Ça va être chouette. Action, réaction. La Copic, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, eh bien n'hésitez pas à aller les voir. Ça s'écrit C-O-P-Y-C bien sûr.
C'est les agneaux des Pyrénées et puis surtout, ce sont les ovins des Pyrénées. Allez, ça s'installe petit à petit dans le ring 4. N'hésitez pas à venir prendre place, mesdames et messieurs. Allez, pour toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre ici même, avancez-vous, le ring 4, vous le voyez, on est ici en train d'apporter directement les brebis dans l'enclos. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà assister à la manœuvre. Ça va les parents? Si vous souhaitez voir ça avec les enfants, n'hésitez pas, profitez-en, hein. On va vous les présenter. Puis je vous rappelle que tout à l'heure, il y avait également une démonstration de tonte. C'est ce qui aura lieu demain également, bien sûr. Ici même dans le ring. Et puis vous aurez une démonstration également de tissage, de filage de la laine. On aura Sarah qui viendra nous présenter également tout ce qu'il fabrique à partir de cette laine de brebis. Tous les vêtements, tous les habits qui seront en vente prochainement d'ailleurs. Vous pourrez vous inscrire pour les préventes. Ça se passera demain. Mais sachez que ce matin, on était déjà en démonstration. C'était très sympa. Vous auriez vu, ils ont fait le filage de la laine. Il y a eu un défilé des différents costumes et des différentes pièces. C'est magnifique. Franchement, c'est très chouette. Allez-y, allez prendre place là-bas dans les gradins. Si vous souhaitez vous asseoir. Profitez-en. Allez, on a nos amis du campus des Pyrénées qui sont ici aussi. Ce sont les jeunes arrivants dans l'élevage. Et je vous rappelle qu'ici même au ring 4, ensuite vous aurez possibilité de faire de la dégustation. Au petit food truck, la dégustine qui est juste à côté des gradins. Bonjour monsieur, ça va, ça s'est bien passé la visite? Là vous allez être installé, ça va être sympa. Vous arrivez à voir ce qui se passe au-dessus? C'est bon? Vous voyez ce qui se passe au-dessus de la barrière? Ouais? Oh, super. Allez Franz, je vais te prendre le deuxième micro s'il te plaît. Histoire que je puisse déjà le transmettre à nos amis.
Test. Merci Franz. Ah non, c'est pas Franz. C'est comment? C'est Laurent. On voit jamais les personnes de l'ombre. Vous pouvez les applaudir si vous voulez, les enfants. Allez-y. On applaudit les personnes de l'ombre. Merci Franz. Toute la journée, il est là. Il faut être à disposition de suite. Vous avez vu un peu? Allez, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Allez, on attend encore quelques minutes, s'il vous plaît. Histoire que tout le monde s'installe tranquillement. On en profite dans le ring 4 pour vous inviter à venir vous installer dans les gradins pour faire la présentation de quelques races de brebis que vous allez pouvoir retrouver notamment dans les Pyrénées. On va vous expliquer à la fois comment les reconnaître et puis surtout vous donner un petit peu d'histoire, savoir pourquoi elles sont ici élevées dans les Pyrénées. On va parler de la transhumance également. Bien entendu, vous souvenez bien que la brebis vient passer une partie de sa vie dans les montagnes, mais surtout elle va redescendre en période hivernale. Eh bien, nos éleveurs vont vous expliquer un petit peu tout ça, le cheminement. Est-ce qu'elles montent en montagne déjà engrossées? Est-ce qu'elles mettent bas là-bas en montagne au printemps? Est-ce que quand elles redescendent, elles ont encore les petits ou pas encore? Enfin, voilà, on va vous expliquer tout ça très certainement. Mais surtout, on va vous présenter les différentes races. Et bonjour, comment ça va? Ça s'est bien passé la balade? Ouais. Tu découvres les brebis, c'est la première fois que tu les vois? Ouais. Les brebis, les béliers, tout ça. Waouh! C'est chouette, hein? T'as réussi à les caresser ou pas? Bon, à travers la barrière comme ça, de toute façon, s'ils veulent pas, c'est pas la peine d'insister, hein. Si tu mets la main et qu'ils viennent chercher la caresse, c'est super. Sinon, tu les laisses tranquilles. Allez, pour la petite surprise, sachez qu'on est en train de se mettre en place et je viens d'apprendre qu'on va vous présenter également d'autres animaux. C'est-à-dire il ne va pas y avoir que de la brebis et du bélier, il va y avoir également des vaches, des cochons certainement, enfin vous allez voir. Il va y avoir plusieurs races d'animaux qui vont vous être présentés. Donc c'est pour ça le temps qu'ils arrivent, parce que bien sûr on ne va pas les brusquer, le temps que les animaux arrivent, profitez-en pour venir, c'est le ring 4. On vous attend nombreux. Ouais, super. Vous allez pouvoir voir tous les animaux. On va vous les présenter, vous allez voir. Ça va être chouette. Salut les enfants. Ça y est, c'est terminé l'école. Demain c'est le week-end. Ah, il y a de l'école demain? Ah non, il n'y a pas encore d'école. Trop jeune. Ah ouais, forcément.
Bon, en même temps, il y a des fois, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre des choses. Hein. Tu vois, rien qu'à venir ici, tu apprends déjà plein de choses. C'est vrai, quoi. Hein. Ah, il y a des agneaux qui sont nés cet après-midi, vient de me dire Hervé, dans l'angle juste là-bas. Il y a... Ah ouais! Les agneaux, ils sont en train de téter, a priori, à l'angle, juste à l'angle. C'est Hervé qui vient de me le dire. On peut aller voir juste là-bas, à l'angle, en face de Vivadour, Juvivo, ou même encore la maison Isard, Maria. Allez les voir, profitez-en. C'est chouette, ça. Ah, vous voilà enfin. N'hésitez pas, prenez place dans le ring, les amis. Je vous rappelle qu'il va y avoir une présentation non seulement des brebis, des béliers, les races que vous pourrez retrouver bien sûr dans les Pyrénées, et puis d'autres animaux qui vont être mis en avant. On va vous expliquer un petit peu l'histoire, le pourquoi ces races sont dans les Pyrénées. Pour certaines, elles sont dans les Pyrénées depuis la nuit des temps. On va vous expliquer notamment la rusticité de ces animaux, etc. Alors, on vous remercie d'être présent ici aujourd'hui à l'occasion des Pyrénéennes. Je vous rappelle, hein, si vous ne l'avez pas entendu, il y a des petits qui sont nés aujourd'hui, des agneaux, à l'autre extrémité là-bas du parc. Profitez-en pour aller les voir, les agneaux sont en train de téter. Et bonjour, comment ça va? Ça va bien? Allez, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'en Ring 4, on est en train de préparer la présentation des différentes brebis, béliers et autres animaux, puisqu'il y a d'autres animaux qui vont vous être présentés, vaches, cochons. Donc là, on est parti les chercher, bien sûr, on ne va pas les brusquer. Si vous êtes avec vos enfants, n'hésitez pas à venir ici même vous installer dans les gradins, face au Ring 4. Vous allez comme ça pouvoir à la fois découvrir les animaux, mais également comprendre un petit peu l'histoire, leur génétique, d'où ils viennent, quelles sont les races, comment on les reconnaît. Pour la petite info, il y a 3 agneaux qui sont nés, Hervé vient de m'en parler,
Ils sont nés à l'autre extrémité du parc à brebis. Donc c'était ici, si vous préférez, mais face à nous. Donc n'hésitez pas à aller les trouver. Il y a 3 agneaux qui sont encore tout jeunes. Ils sont déjà en train de téter la maman. Et puis pour ne rien gâcher, eh bien sachez que vous allez pouvoir ensuite faire de la dégustation de produits. Donc ça peut être intéressant de rester avec nous. Et bonjour, comment ça va? Bien? Bon, parfait. Vous avez déjà possibilité de faire un peu de dégustation à la dégustine a priori, hein? Non, pas encore? Ah bon, tu nous dis hein, quand on peut. Alors c'est bon, tu les as vus les petits agneaux là-bas? Tu les as vus à côté de leur maman? Bon, c'est chouette.
Allez les amis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au ring 4 dans les gradins. On vous rappelle qu'on va faire la présentation des brebis des béliers et puis ensuite il va y avoir d'autres animaux qui arriveront au fur et à mesure. Peut-être même après les brebis. On va voir comment ça s'associera. Non, est-ce que je te laisse le micro pour commencer? Ouais? Ou alors c'est Émeric? Allez Émeric, c'est parti. Voilà, donc bonjour à tous. Émeric Jouet, donc directeur de l'UPRA Ovine. On va vous faire une présentation cet après-midi des races ovines allaitantes des Pyrénées centrales. Donc à la fois au niveau de l'association donc UPRA Ovine, on gère plusieurs races, donc 6 races au total. Une qui est avec un programme de sélection basé plutôt sur la sélection d'aptitude à la production d'agneaux, donc où on va rechercher plutôt les qualités maternelles de la race, le désaisonnement et puis travailler aussi un peu les critères bouchers, ce qui est la race tarasconnaise la plus présente sur le massif des Pyrénées comme race allaitante. Et puis on gère 5 autres races qui sont des races menacées d'abandon pour l'agriculture avec des effectifs plus petits. On est à moins de 6000 brebis. Et là, le programme de sélection est plutôt basé sur la conservation, le maintien de la diversité génétique, des critères ratios que va vous décrire Nance, et tout en essayant de travailler comme on peut sur l'amélioration, le maintien des qualités maternelles, des qualités bouchères intrinsèques de ces races-là, et surtout dans un contexte qui est de plus en plus difficile, qui est le milieu montagnard fortement impacté par les effets du changement climatique et plus fortement que la plaine, d'amener cette biodiversité domestique à s'adapter au changement du milieu, au changement du climat, pour pouvoir maintenir, je dirais, cette richesse, richesse zootechnique, cette biodiversité domestique, parce que dans la nature, mais aussi dans l'élevage, on a de la diversité génétique, et la diversité génétique pour s'adapter est vraiment importante. Bon, là, c'est un peu un critère général. Donc, on va commencer par la tarasconnaise et ensuite les races à petits effectifs, ce qui nous permettra de faire le pont avec d'autres races à petits effectifs qui nous viennent d'autres espèces, donc des bovins, des équins, des caprins, qui eux aussi sont dans une démarche de conservation et de redéveloppement, de rebond de ces races-là, et qui vont nous rejoindre tout à l'heure sur le ring. Super, ça fait grand plaisir. Merci beaucoup déjà Émeric. En tant que directeur, ça nous fait plaisir de vous avoir ici même. Vous pouvez applaudir à tout moment les amis, n'hésitez pas. Ça donne toujours un peu d'énergie, un peu de courage. Nance, tu vas prendre la parole. Et à moins que tu aies quelque chose à rajouter encore une fois. Nance, il va se présenter, mais c'est effectivement notre technicien de la race. C'est lui qui passe dans les élevages pour recruter, repérer les animaux, dire aux éleveurs ce qu'il faut garder, ce qu'il faut plutôt envoyer vers la boucherie pour justement préserver les qualités de race. Et donc, avec son œil de technicien, il va décrire un peu plus ce qu'on recherche dans les différentes races. D'accord. À toi, Nance. Voilà, donc comme Émeric l'a dit, je suis Nance Dalla Porta, le technicien de l'UPRA Ovine des Pyrénées centrales. Pour rebondir, voilà, mon job c'est de sélectionner et de conseiller les éleveurs sur les animaux à garder, autant sur la voie femelle que sur la voie mâle. Pour la voie femelle, on est là plutôt pour apporter du conseil et notre expertise. Pour ce qui est de la voie mâle, on propose, comme beaucoup d'autres organismes de sélection, de venir à la période d'agnelage sélectionner les meilleurs agneaux, ou du moins les agneaux avec le plus gros potentiel, que ça soit génétique ou en fonction de la lignée ou en fonction de ce qu'on appelle le phénotype, le visuel des animaux. Ces agneaux, on les rentre dans une grande bergerie à côté du lycée agricole de Saint-Gaudens, et pendant 9 mois, on va les développer tous à conditions égales, ce qui va permettre à ces animaux d'exprimer leur potentiel. Et c'est très important parce que aujourd'hui, si on voit deux animaux issus de deux élevages différents, les soins apportés par l'éleveur à ces animaux va impacter considérablement, notamment au niveau du gabarit. Oui, juste une petite précision. 9 mois en centre d'élevage, donc déjà on est sur un schéma de sélection voie mâle, comme on dit.
9 mois en centre d'élevage, c'est une période extrêmement longue par rapport à ce qui se fait dans d'autres races, et notamment les races bouchères qui vont plutôt passer 2 à 3 mois. Mais c'est lié aussi à nos systèmes d'élevage, c'est-à-dire qu'on veut amener les animaux à un âge suffisant pour quand ils repartent dans les élevages, ils puissent être aptes à la reproduction rapidement. Et comme ils repartent en montagne, il vaut mieux qu'on ait des animaux qui soient amenés assez loin pour pouvoir rapidement être fonctionnels dans les élevages. Tout à fait, ça s'explique pour ces raisons, ça s'explique aussi par le fait que les éleveurs dans nos systèmes parfois sont dans des zones assez compliquées avec des petites exploitations où garder un ou plusieurs futurs reproducteurs à un certain âge engendrer des problèmes de place et d'alimentation. L'autre intérêt, encore une fois, c'est que autant sur certaines races bouchères, les éleveurs sont très axés sur la génétique avec de l'insémination, etc. et une profondeur plus poussée sur les papiers. Aujourd'hui, dans nos systèmes, notamment transhumants, c'est quelque chose qui n'est pas forcément recherché, enfin pas recherché, mais exploitable et possible dans nos élevages pour différentes explications qu'on va vous donner. Donc les éleveurs aujourd'hui sont aussi très attachés au visuel, au phénotype, au développement de l'animal. Donc quand on récupère un agneau à 5 mois, on n'est pas très fixé sur la finalité de l'animal, alors que quand on le récupère à 1 an, on sait déjà vraiment tous les défauts qu'il va avoir sur le reste de sa carrière. Merci beaucoup Nance. On va en profiter dès maintenant pour présenter les différentes races, de façon à ne pas perdre trop de temps justement sur tout ce qui va se passer. Quelles sont les races par exemple qui sont mises en démonstration ici ? Voilà, donc ici vous avez 8 jeunes béliers qui sont donc issus de cette pépinière, voilà, des béliers qui, comme on l'a dit, ont été récupérés chez les éleveurs il y a 8 mois et qui seront à la vente dans 1 mois. Vous avez ici 4 races et ici 2 races représentées par 2 béliers de chaque animal. On va commencer avec la race que vous avez sûrement eu le plus de chances de croiser, c'est une race très bien développée qu'on trouve dans les 4 coins des Pyrénées et même au-delà, dans les Cévennes, à Bordeaux, etc. C'est la race tarasconnaise. Tarasconnaise de Tarascon-sur-Ariège, une origine donc ariégeoise, un milieu montagnard et une race qui s'est développée pour notamment ses aptitudes à la marche, sa rusticité et puis encore une fois l'importance de la rusticité et de la localité d'une race, c'est d'être capable de produire de bons agneaux ou beaucoup de lait dans le cas des races laitières avec les conditions que lui apporte le milieu. Donc là, les Tarasconnais, pour le coup, c'est celui que tient Émeric. Hein. Voilà, le Tarasconnais, c'est ce chouchou là qui se laisse caresser avec le collier. Vous voyez donc un animal plutôt grand, mais c'est pas les plus grands non plus. Un animal blanc, cornu toujours. Pas de laine sous le ventre, dégagé au niveau du poitrail, des aplombs bien ancrés dans le sol. On l'a dit, l'aptitude à la marche est le premier critère recherché sur les races transhumantes. Et ensuite, on peut voir que c'est un animal qui est quand même, en termes de conformation, quelque chose qui reste intéressant, surtout dans les conditions dans lesquelles il est élevé. Oui, Nance, petite précision, tu as dit qu'on trouvait du Tarasconnais aussi en Gironde, hein, donc près de Bordeaux. Faut savoir que dans les troupeaux transhumants et notamment les troupeaux tarasconnais, on a cette histoire du lien entre la plaine et la montagne. Et on avait par le passé des troupeaux qui venaient des Pyrénées, qui partaient en transhumance inverse vers les vignobles de Bordeaux. Et ça a donné notamment naissance aux fameux agneaux de Pauillac. Alors voilà pourquoi on trouve de l'agneau de Pauillac en Gironde. C'est issu de cette tradition où les éleveurs de race tarasconnaise partaient dans les vignobles pour en hiver, pour passer l'hiver, pouvoir pâturer les vignes, notamment les nettoyer, etc. Et c'est un des éléments culturels, voilà, qui a qui a laissé une trace de la transhumance autour de ça. Voilà, peut-être on va passer à la deuxième race. Alors, race tarasconnaise, je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt une race à effectif important. On est à plus de 100 000 brebis aujourd'hui et c'est, je dirais, la race majoritaire dans la production, notamment
de 2 signes officiels de qualité qui sont au niveau local. L'IGP Agneau des Pyrénées, le premier, vous avez pu éventuellement en profiter aujourd'hui dans diverses dégustations. Et puis le label rouge Sélection des bergers, dans lequel on utilise dans cette zone comme support maternel les tarasconnaises, et souvent on utilise des béliers bauchés en croisement terminal pour avoir des agneaux mieux conformés qui plaisent, je dirais, aux bouchers et qui plaisent aux consommateurs au travers du label rouge derrière. Deuxième race. On était donc à Tarascon-sur-Ariège pour la tarasconnaise, au sud de l'Andorre. Maintenant, on reste en Ariège, mais on se rapproche du Couserans, la partie assez sauvage, un milieu montagneux très sauvage qui fait lien avec la Haute-Garonne. À Castillon, dans le Couserans, en Ariège, vous avez donc la race castillonnaise. C'est une race qui s'est développée là-bas. Et qui, il y a 40 ans, était en réel danger avec un nombre très minime d'individus. Et aujourd'hui, on arrive à la développer. Elle reste à faible effectif, danger d'extinction pour l'agriculture, c'est-à-dire moins de 6000 individus au total. Mais on la retrouve quand même dans des gros cheptels dans le 65 et toujours dans le Couserans, puisque c'est de là dont elle vient et où elle est parfaitement adaptée au milieu. Vous le voyez ici, encore une fois, un jeune bélier. On a une couleur rouge sur les membres, sur la tête. On recherche un peu de blanc sous le ventre, au niveau de la gorge, avec des petites taches. Voilà. Encore une fois, les aplombs restent le critère principal à sélectionner sur cette race. C'est une race aussi qui, à l'origine, est assez laitière. Aujourd'hui, on cherche davantage de la conformation, puisque c'est une race qui est utilisée uniquement en système allaitant. Cette race, elle se développe très bien. Les gens l'apprécient et la recommandent. C'est de plus en plus compliqué de trouver des reproducteurs tant on en demande. Ça s'explique parce que c'est une race déjà un peu plus légère, sans cornes, plus facile à manipuler. Alors au quotidien, mine de rien, quand on se balade dans la brebis sans se prendre des coups de cornes dans les genoux, c'est quand même un avantage particulier. L'autre particularité de cette race, c'est que c'est vraiment la race tout-terrain. C'est une race, vous la retrouvez partout. On a des élevages dans le 65, c'est en bergerie. Certains, dans l'Écosse, les laissent pâturer sur des milieux secs. Dans le Couserans, les conditions sont vraiment pas faciles, des milieux humides. Partout, elle s'adapte parfaitement. C'est son gros point fort. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, la race tarasconnaise sur les cornes, donc cornues, mâles et femelles. Dans la race castillonnaise, on a quand même, là tu as 2 spécimens, tu en as un cornu, un non cornu. Et après, comment ça se passe chez les femelles? Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ici on a 2 individus, un sans corne, un cornu. Les 2 autres, on n'y fait pas attention, c'est une autre race de qualité plutôt bouchère. Pourquoi on a des cornus uniquement chez les mâles? Déjà, il faut savoir que c'est une race, comme on l'a dit, à faible effectif. Donc qui dit à faible effectif, qui dit avec encore des aspects du phénotype à fixer. Beaucoup encore de diversité qu'il faut canaliser. Et on préserve les animaux sans cornes, les brebis sans cornes. Ceci dit, sur les mâles, il y a de ça très peu longtemps, une petite année, suite à des recherches menées par notre organisme de sélection, on a analysé sur prise de sang les gènes de ces animaux et on s'est rendu compte qu'ils avaient un gène qui s'appelle la cryptorchidie, le gène cryptorchide, qui ne permet pas aux testicules de descendre. Ce qui faisait qu'on avait de plus en plus d'agneaux stériles qui, au visuel, n'avaient pas de testicules. Et on s'est rendu compte que c'était un gène qui était lié au cornage. À l'absence de cornes. Voilà, à l'absence de cornes, oui, en effet. Du coup, aujourd'hui, avoir un reproducteur mâle cornu permet de s'assurer d'avoir des agneaux qui seront fertiles. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un bélier sans cornes fera des agneaux fertiles. Pas du tout. C'est plus complexe que ça. Non fertile. C'est pas du tout ça qu'on dit, mais quand il y a présence de cornes, on est sûr d'avoir une descendance mâle fertile.
Voilà, sachant que quand même le collectif des éleveurs aujourd'hui cherche à éliminer les cornes parce que, et c'est sur la voie femelle, parce que c'est un souhait dans la population. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de travailler effectivement dans cette faible population. On va passer peut-être à la troisième race que tu peux nous présenter. On continue, on traverse le 31 où il n'y a pas de race locale à proprement dit, hein. Bien que la Castillonnaise et la Montagne Noire y soient très présentes. On passe juste à côté, en vallée d'Or et Campan, pour l'Auroise, la race Or et Campan. Bon, assez facile de savoir d'où elle vient quand on entend le nom. C'est cette race-là que vous voyez, ce premier bélier sans cornes. Encore une fois, ici, on a parfois des béliers cornus, parfois sans cornes, mais des brebis toujours sans cornes. C'est une race, on peut le voir, à gabarit moyen, voire grand, avec une conformation correcte et qui est très lainée. On voit, on a de la laine qui descend au bout des membres, sous le ventre, au bout de la tête. C'est un critère qui a été sélectionné depuis des années, encore une fois, pour une question d'adaptation au terroir. Voilà, c'est ce qu'on appelle une race mérinisée, c'est-à-dire que à l'époque des guerres napoléoniennes, on a eu des passages de troupeaux mérinos qui ont rejoint le nord de la France et même de l'Europe. Et pourquoi on utilisait le mérinos? Le mérinos qui est connu pour la qualité de sa laine. Eh bien, le fait de croiser les races locales avec du mérinos, ça permettait d'avoir plus de laine et de produire de la laine pour faire des vêtements. On est dans des époques où effectivement la laine valait encore quelque chose, était un vrai revenu pour les éleveurs. Et l'Or et Campan, elle a gardé cet aspect spécifique d'une laine qui lui a été apportée dans l'ancien temps par justement le mérinos. Voilà, c'est comme toutes les races pyrénéennes, c'est une race à infusion de sang mérinos, mais elle en a gardé les attraits visuels les plus prononcés. C'est une race qui reste à faible effectif, encore une fois, en danger, parce que rattachée à une culture très locale, où les exploitants sont souvent des éleveurs qui ont connu cette race depuis toujours, parce que leurs parents, leurs grands-parents avaient cette race, et c'est une race qui reste un peu en perdition. Elle conserve du mérinos, certes, cet attrait phénotypique avec cette laine envahissante. Elle conserve aussi une grosse qualité du mérinos qui est l'instinct grégaire. C'est une brebis qui va rester groupée le plus possible. L'expression être un mouton, voilà, ça vient de là, ça vient de suivre la foule, etc. Et l'Or et Campan a préservé cette caractéristique-là, et c'est ça, c'est un réel confort de travail pour les bergers notamment, d'avoir toutes les brebis groupées, ça a forcément beaucoup d'avantages. Voilà, on est sur des races locales, on est sur des races transhumantes, et donc l'instinct grégaire, effectivement, c'est quand même intéressant quand on envoie les brebis en estive. Si elles restent groupées, pour l'éleveur ou pour le berger, c'est plus facile de les retrouver que plutôt qu'elles se dispersent tout au long du versant de la montagne. On passe à la suivante. Allez, on continue un peu à l'ouest, on arrive à Lourdes avec la race lourdaise. Ces grandes brebis, donc là encore une fois c'est un jeune bélier mais qui est tout à fait représentatif de la race. On a un animal très grand, très long, haut sur pattes et du coup malheureusement avec de moins bonne qualité bouchère, mais c'est un animal qui a quand même beaucoup de qualités. Comme on l'a dit, les qualités bouchères lui ont fait défaut et c'est ça qui a fait baisser son effectif à moins de 1000 brebis il y a quelques années. On remonte maintenant 1500, peut-être 2000 brebis en production actuellement. Et ça a été dû à ces défauts de morphologie et de conformation. Mais si elle revient aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de raisons aujourd'hui pour se lancer dans cette race quand on est jeune exploitant, et c'est pour ça qu'on a beaucoup qui s'installent avec. Déjà, c'est une race de plein air intégral elle s'adapte parfaitement au plein air intégral. Vous lui filez juste de l'herbe. Bien sûr, plein air intégral ne veut pas dire on laisse les brebis se débrouiller. Non, il faut quand même avoir ce regard sur l'animal pour s'assurer que tout va bien.
Derrière, elle fait ses agneaux, elle s'en occupe, elle a du lait. Les agneaux, ils ont le lait, ils ont l'herbe, ils poussent tout seuls. Il n'y a pas forcément besoin d'aller complémenter derrière. Et là, si vous raisonnez la chose de façon économique aussi, eh bien, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Que ce soit économiquement, peut-être éthiquement pour certains qui ont certaines philosophies de l'élevage dans lesquelles ils vont chercher des bêtes qui vivent avec leur environnement et qui font avec leurs ressources. Et bien là, on est en plein. L'autre grosse qualité de cette race, c'est le côté très docile, très calme. C'est une race par ce gros gabarit lourd qui en impose et qui n'est pas stressé, qui se laisse manipuler facilement. Alors on peut être impressionné quand on voit l'animal, mais finalement elle est bien plus facile à manipuler qu'une petite race bouchère qui a un peu plus de sang. Au niveau de l'aspect visuel, on est sur une bête assez lainée. Vous voyez, il y a un peu de laine sur le ventre, ça descend sur le cou. On a ce qui fait sa caractéristique première, c'est ce gros chanfrein, cette grosse tête, avec ses yeux légèrement maquillés de noir, parfois le bout des oreilles, parfois un peu le bout des pattes. Voilà, c'est ça qui fait la lourdesse et cette grande oreille tombante et ce look un peu de bavacool de brebis est vraiment paisible. Voilà, et puis on est sur effectivement, on est sur la vallée de Lourdes, hein, donc on est sur la brebis de Bernadette Soubirous pour la référence, on va dire. Et puis c'est vraiment la race en plus qui fait la transition avec l'ouest de la chaîne, c'est-à-dire que quand on la regarde, on va retrouver aussi des aspects des races de brebis laitières qu'on va trouver plutôt sur les Pyrénées-Atlantiques, et notamment la béarnaise qui attaque la vallée d'après, c'est-à-dire la vallée d'Ossau. Voilà, on est je dirais sur le même morphotype. Voilà, on change de vallée, on change de morphotype, on change de spécialité, on passe d'allaitant à laitier. Mais effectivement, c'est une race qui a été aussi, il y a très longtemps, laitière, mais elle a été spécialisée et sélectionnée maintenant en allaitant. Elle a été laitière et aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui on attribue les catégories de races soit à des races allaitantes, soit laitières. Là, on a ce qui pourrait quand même se qualifier d'une race mixte. On a des éleveurs qui ont de la lourdaise et des basco-béarnaises qui sont donc des races laitières. Oui. Et ça arrive très bien qu'une lourdaise passe à la traite avec les bascos et sorte quasiment autant de lait qu'une basco avec quand même de meilleures aptitudes et une meilleure conformation que des races laitières. On est bien d'accord que c'est pas à chaque vallée sa brebis. On peut très bien avoir des lourdesses qui soient dans une autre vallée ou pas. Comment ça se passe ça? Oui, je vais prendre la parole là-dessus. Oui et non, je dirais. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est comment les Pyrénées sont faits. Les Pyrénées, c'est les vallées, elles sont comme les doigts de la main. C'est-à-dire qu'elles sont profondes et passer d'une vallée à l'autre, c'est toujours compliqué. Il y a des cols qui sont hauts, en hiver il y a de la neige, etc. Donc les échanges de reproducteurs entre les vallées étaient faibles. Et du coup, on est dans une situation où quasiment on a une race par vallée. L'Or et Campan, vallée d'Or, vallée de Campan, la Lourdaise, vallée de Lourdes, la Barégeoise, le pays de Toy qui est au-dessus de la vallée de Lourdes, on ne l'a pas encore présenté, on y viendra. La Tarasconnaise, c'était la vallée de Tarascon, et puis la Castillonnaise, la vallée de Castillon. Et en fait, bon, aujourd'hui, ça s'est un peu étalé, ça s'étale, ça se mélange parce que les moyens de communication sont plus faciles. Mais avant, il fallait passer par la plaine pour remonter dans les vallées d'après. Et du fait qu'on avait moins d'échanges de béliers entre les vallées, et donc forcément, les races se sont spécialisées dans leur territoire. Voilà, on va peut-être présenter la Barégeoise, Nance. Voilà, bon, on parle de cet aspect de localité et ça fait une transition parfaite parce que la Barégeoise, on est même pas sur une race locale, on est sur une race endémique du pays Toy, une race qu'on retrouve que dans les vallées de Barège, Gèdre et Gavarnie. On en trouve des rescapés qui sont partis du pays Toy, mais ça reste des éleveurs Toy qui sont partis un peu plus en plaine à côté de Lourdes. Mais le 90%, 95% des effectifs, on les trouve dans le pays Toy et même en été, 100% des effectifs sont dans les montagnes de Gavarnie, Gèdre et Barège. Ce qui a fait son succès, c'est comme toutes les races locales, on l'a dit, ce sont des races qui restent dans les vallées au début, qui sont développées dans les vallées et qui n'ont pas été sélectionnées sur leur visuel. C'est pas tous les éleveurs de Lourdes qui avaient le même goût pour des grandes brebis avec des yeux noirs. Non, c'est des brebis
c'est au-delà de ça, c'est des animaux qui ont réellement leur anatomie impactée par leur milieu pour être plus performants sur leur milieu. Et là, la barégeoise, on est sur un animal qu'on peut voir. Alors il est un peu timide celui-ci peut-être, mais on a un bélier avec quand même une conformation très intéressante. On n'est pas sur de la lourdesse, de l'oroise ou du castillonnet. On est sur un bélier quand même qui a de la qualité bouchère. On est sur des animaux très bien conformés, une très bonne épaule, un bon dos, des bons gigots. C'est des animaux aussi qui ont une croissance très rapide. Donc réellement des bêtes qui sont faites pour performer dans les conditions d'élevage qui sont similaires pour tous les éleveurs du Pays Toy, c'est-à-dire de l'estive en été et puis en hiver, des bêtes dans les granges qui sont poussées au foin et à l'aliment. En termes de visuel, on est un peu sur quelque chose qui se rapproche du lourdet par des animaux assez grands avec une tête, un gros chanfrein, toujours cornu évidemment, de la laine sur le ventre, une laine un peu plus claire, moins serrée, plus aérée on va dire. C'est aussi une race où la sélection n'a jamais été faite sur la couleur. Quand on va au Pays Toy, les troupeaux de barégeoises, un tiers est noir, un tiers piguette ou pigaillé, bref, tacheté. Et puis ceux qui restent, c'est blanc ou plutôt avec cette couleur-là, satiné. Je vais prendre le relais pour la suite. Donc voilà, petite précision aussi, quand même, la barégeoise qui a son signe officiel de qualité, qui est une AOP. AOP mouton barège gavarni, qui est du mouton, c'est pas de l'agneau, et notamment avec un produit spécifique qui s'appelle le doublon, et qui est un animal, qui est un mâle castré qui va au moins estiver deux saisons de suite. Et donc on est vraiment sur une production spécifique, très spécifique au pays Toy, avec cet AOP mouton gavarni qui fait le régal notamment de quelques grandes tables parisiennes, où là on a vraiment, je dirais, on a poussé le concept jusqu'au bout d'une race locale dans un micro-territoire, hein, puisqu'on est à l'échelle du canton, donc d'une vallée, d'une race, donc d'un territoire, ce fameux canton, et puis d'un produit qui est cet AOP barège gavarni. C'est l'une des premières viandes qui avait obtenu une AOP. Mais là, en l'occurrence, maintenant, on en connaît beaucoup plus sur l'ensemble des races. Il en reste il en reste encore une. Voilà, jusque-là, on vous a présenté quasiment toutes les races. Il manque la 6e. Voilà, là, les races qu'on vous a présentées, c'était vraiment des races transhumantes. Et on est plutôt dans les vallées, donc pyrénéennes, des races transhumantes taillées pour gravir nos sommets pyrénéens. Et puis on a la dernière née en fait des races, et celle qui a été reconnue finalement il n'y a pas si longtemps que ça, 2008, qui est la race montagne noire. Alors la race montagne noire, elle est issue, comme son nom l'indique, plutôt de la montagne noire. Donc on est plutôt dans le nord, on est vers le Tarn là, vers Castres, Lavelanet. Mais finalement, cette race, elle a rapidement migré vers les Pyrénées. Aujourd'hui, on va la retrouver plutôt sur les coteaux secs pyrénéens, les contreforts pyrénéens. Et contrairement aux autres, c'est pas une race qui est transhumante. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, c'est un gabarit qui est plus petit, plus trapu. Et c'est une race qui a des qualités bouchères intrinsèques importante, c'est-à-dire qu'on a un animal qui est plus court, qui a de bons gigots, enfin qui rappelle un peu ce que sont les races bouchères, et aujourd'hui c'est effectivement plutôt des troupeaux sédentaires. Alors ils sont sédentaires, mais ils passent le plus temps la majeure partie de l'année quand même dehors dans les parcours qui sont autour de l'exploitation. Hein. On reste sur des systèmes qui sont extensifs. Voilà, et on est sur une race à petits effectifs aussi. On est autour aujourd'hui de 4500 brebis. Hein. Voilà, et on va rechercher ces animaux crème, gris, voilà, et et on va essayer d'améliorer ses qualités bouchères. Et il faut préciser aussi que cette race bouchère, dans l'IGP Agneau des Pyrénées, c'est la seule race qu'on utilise en croisement terminal sur les autres pour faire de l'agneau des Pyrénées. C'est la seule race autorisée puisque c'est une race pyrénéenne. On met une race pyrénéenne sur les races pyrénéennes pour faire de l'agneau des Pyrénées. Et donc on va l'utiliser en croisement terminal sur du tarasconnais, notamment majoritairement, pour faire de l'IGP Agneau des Pyrénées. Voilà.
Bon, ben comme ça, au moins, on en a vraiment appris beaucoup sur l'ensemble des brebis. Chers amis, ça nous fait plaisir encore une fois d'être ici. On vous l'a annoncé tout à l'heure. Il va y avoir d'autres animaux qui vont être présentés ici même. Je te laisse le faire, Émeric. Voilà, on va attaquer, on va faire rentrer peut-être les animaux. Alors, allez, on va peut-être aller chercher d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'ils ont vu. Là, pour le coup, c'est quoi? Tu préférais les bovines? On va commencer par les mérins, alors. Allez, le cheval méras. Et donc, pour faire la transition, je vous parlais en introduction tout à l'heure de biodiversité domestique, de diversité raciale. Les Pyrénées sont riches d'une biodiversité naturelle avec ces milieux ouverts, avec cette faune sauvage qui est très diverse. Et plus on a des milieux ouverts, plus on a des milieux pâturés, plus on a de biodiversité tant végétale qu'animale, mais il faut aussi insister sur cette biodiversité domestique qui entretient la biodiversité naturelle et qui parfois est menacée même par ce qu'on appelle de la biodiversité naturelle avec la prédation. Et effectivement, il faut bien avoir en tête que la biodiversité, ça n'est pas que les grands carnivores. Et aujourd'hui, cette diversité naturelle qu'on va vous présenter, cette richesse génétique des Pyrénées, c'est le fruit du travail des éleveurs passionnés qui vivent le territoire. Et dans ce cadre-là, j'ai assez parlé. Je vais passer la parole à mes collègues qui vivent aussi bien et qui entretiennent aussi bien cette diversité que nous, gestionnaires de races ovines, parce qu'on a les mêmes objectifs, maintenir cette biodiversité domestique. Alors rappelle-nous avant qui tu es en 2 mots et ce que tu fais exactement. Alors moi je vais vous parler du cheval de Mérins, qui fait partie de ces animaux dont vous venez parler, qui entretiennent la biodiversité dans nos magnifiques Pyrénées. Le micro bien près de la bouche, qu'on entend bien. C'est un cheval extrêmement rustique. Il a un mode d'élevage transhumant. Ça veut dire que durant 5 mois de l'année, les mères, avec leurs poulains, vont vivre en estive, là-haut en montagne. Ce qui va leur conférer un pied extrêmement sûr, puisque maman va apprendre à son petit, tu mets le pied là, tu manges ceci, tu vas boire là. Ce qui va nous donner des chevaux très rustiques, des chevaux qui vont entretenir la montagne, des chevaux qui à terme vont faire des compagnons de route pour toute la famille formidables. Ils vont pouvoir être utilisés pour l'entretien de notre belle montagne, ils vont pouvoir être utilisés pour le plaisir de la famille en vous emmenant en promenade, mais également si vous voulez un petit côté sportif, vous allez pouvoir faire de l'attelage, vous allez pouvoir faire de l'obstacle, vous allez pouvoir faire du dressage, du trek, de l'Amazone, du western, et je passe toutes les disciplines parce que j'en oublie. Et comme vous vous dites, ils nous ont amené le plus joli, le plus noir, parce que dans l'inconscient collectif, ça fait toujours chouette. Eh ben non, le cheval de Mérins, ils sont tous noirs. C'est leur particularité que vous, en tant que novice, vous pouvez très facilement repérer. Il y a quelques petites taches blanches que nous admettons. En l'occurrence, Joey, qui est un magnifique étalon reproducteur de la race, vous présente sous sa belle crinière. Marielle, sa propriétaire, va nous montrer. On soulève la touffe et hop, il a une toute petite tache. Ah, il a la petite tache. Voilà. C'est les seules petites choses. Et ils peuvent en avoir aussi un petit peu sur les pieds. C'est la seule chose que l'on tolère. Sinon, c'est vraiment cette magnifique robe noire. Donc, vous pouvez aussi remarquer cette abondance de crins. N'est-ce pas? Un peu crépus, très abondant. Joey fait partie de nos reproducteurs, c'est-à-dire qu'il a dû passer, c'est pas juste parce que c'est un mâle qui se reproduit et que ses produits sont des Mérins. Il a toute une série d'épreuves pour prouver ses capacités de mental, ses capacités physiques, et il a validé. Donc c'est très important pour nous de valider toutes ces étapes pour que nous ayons des reproducteurs performants et qui se reproduisent dans de bonnes conditions. On va remercier Joey et Marielle, sa propriétaire, qui viennent d'Ariège pour nous présenter ce magnifique cheval de Mérins. C'est adorable, merci beaucoup. Je vous rappelle que nous en avons d'autres. Nous en avons amené 7, dont une mère suitée, et tout ça au Conservatoire du patrimoine, les animaux qu'on vous présente aujourd'hui, mais qui est, je l'avoue, un petit peu mal indiqué. Donc je vous invite à y aller. C'est complètement au fond, là-bas, derrière les tracteurs. Allez, faites l'effort d'y aller. Vous allez trouver des animaux magnifiques et essentiellement le pôle équin. Eh bien, avec grand plaisir. Vous avez pris des notes, les amis, bien sûr. Pour la plupart d'entre vous, vous nous entendez dans le salon. N'hésitez pas, bien sûr, à aller retrouver cette race Méras, pour le coup. Merci beaucoup.
Allez, Vous on revenez va quand faire vous voulez, rentrer vous les êtes chèvres. ici. Vous êtes ici chez vous. Il y a les chèvres maintenant qui nous rejoignent. Ça va toi? Allez. Alors, elles sont peut-être un petit peu effrayées. On va les laisser tranquilles. On te laisse le micro pour le coup. On va te laisser te présenter puis nous dire quelles sont les 2 chèvres que tu nous as amenées. Bonjour à tous. Donc, en effet, on a 2 chèvres des Pyrénées qui appartiennent à monsieur. Je suis moi-même Enchanté, monsieur. éleveur de chèvres des Pyrénées. Oui. Et donc, on va vous parler un petit peu de notre belle chèvre, qui est une chèvre qui a failli disparaître dans les années 80, puisqu'elle avait été délaissée au profit de races plus productives. Oui. Plus productive en termes de lait, hein, on est bien oui, d'accord. Oui, tout à fait. Et donc, il y a quelques éleveurs passionnés qui se sont fédérés en association et qui ont œuvré, milité pour sauvegarder cette race. Donc, c'est l'association La Chèvre des Pyrénées que je représente aujourd'hui. C'est une association qui a 20 ans et un travail de longue haleine donc, a été mené pour améliorer d'une part le type de cette chèvre, puisque si vous voulez, la chèvre des Pyrénées, ce qu'on va rechercher chez elle, c'est de bons aplombs, parce que c'est une chèvre de montagne, donc c'est vrai qu'elle va très régulièrement sur les estives. On travaille le poil, on veut qu'il soit un poil qui soit long, le plus long possible, long aussi au niveau de l'encolure. Ouais. Voilà. Juste petite question, Oui. le poil, on Oui. ne l'exploitera pas. Il va rester vraiment Non. sur la chèvre. Ah oui, alors là, c'est ça- pas le même titre que la brebis où on enlève la laine, etc. Tout à fait. On Si est vous d'accord. voulez, le poil, donc ça, là on a Vanille et Violette qui ont 2 ans, donc ce sont des chèvres Ouais. qui sont très jeunes. Et si vous voulez, le poil, là ils vont encore prendre du poil, ils vont encore prendre du gabarit. Le poil pousse mais atteint une taille définie, on va dire. D'accord. Et ça va les protéger contre la pluie, le vent, la neige, les intempéries et même la chaleur. Donc c'est très important de conserver ce poil. Et donc nous, en tant qu'éleveurs, on va sélectionner des animaux poilus. Alors c'est plutôt pour l'esthétique, pour le type. On recherche également des oreilles qui sont longues, larges et bien pendantes. Ouais, Très c'est ce qu'on important. voit, effectivement. Alors beaucoup d'éleveurs sont aussi attachés aux cornes. Hein. On verrait pas de pyrénéennes sans cornes. Donc c'est vrai que là on a on va dire des cornes standards, mais après il y a aussi des chèvres qui ont des cornes de bouc, Très bien. qui sont beaucoup plus grandes, et on a aussi des chèvres mottes, ça arrive, donc Oui, sans cornes. quand ce sont les boucs, c'est vraiment beaucoup plus grand, quoi, Oui, en oui, termes oui, de corps. oui, tout à fait. Ensuite, au niveau de la robe, on a toutes les couleurs. Donc là, on a une chèvre chocolat avec un peu de blanc, une chèvre un petit peu bicolore, noir, blanc. Alors après, on a des chèvres toutes noires, toutes blanches. On a du gris, voilà. Donc tous les patrons de coloration sont admis. Par contre, c'est au niveau plutôt de... Parce que bien évidemment, il y a aussi eu des croisements hein, avec de l'alpine, d'autres races comme la Saanen. Eh oui, on s'en donc, doute. voilà, et donc il y a de temps en temps des caractères qui ressortent. Et ça, on évite. Donc souvent, ça se retrouve au niveau de l'encolure, des oreilles. Donc quand on a des oreilles blanches et brunes, ça passe pas trop chez nous. D'accord. Voilà. Donc ensuite, je vous parlais de sélection. Donc bien évidemment, c'est une race à viande, hein, puisque c'est des animaux qui produisent une viande de qualité, qui est aujourd'hui méconnue. Hein. Les consommateurs ne connaissent plus vraiment la viande de Tout à fait, chevreau. tout à fait. Voilà, c'est bien dommage parce que c'est une viande qui est très bonne, très goûteuse, très saine, pas du tout grasse. Et donc nos éleveurs, aujourd'hui, transforment quand même leurs produits, soit en terrine, en rillettes. On fait de plus en plus du steak haché, c'est un peu à la mode avec les burgers. Des saucisses, du saucisson, voilà. Donc il y a tout un assortiment de produits qui est proposé. Et on se rend compte qu'il y a quand même un attrait, que le consommateur revient sur la viande de chevreau. Et bon, c'est à nous de promouvoir cette viande. Oui, ça sera surtout la viande de chevreau. Ça ira Oui. jusqu'à quel âge à peu près, du coup? Le chevreau, en règle générale, donc traditionnellement, donc les chevreaux sont élevés sous la mer Ouais. jusqu'à 3 mois, 4 D'accord. mois. Donc les femelles partent dans d'autres élevages parce qu'il y a beaucoup de demandes sur la race. Et ensuite, les petits mâles, eux, sont transformés, donc soit D'accord. vendus en caissette, donc pour la viande. D'accord. Et une autre partie peut être transformée en produit que je décrivais. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de ses aptitudes laitières. Si vous voulez, c'est une chèvre, je disais, qui avait été délaissée pour d'autres animaux plus productifs. Mais pour la petite histoire, il faut savoir qu'au début du 19e, il y a énormément de chevriers béarnais qui montaient à Paris.
la capitale avec leur troupeau pour aller vendre le lait à la tirette, comme on disait. Ouais. Et c'était une chèvre qui était réputée comme très productive. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un lait qui est plus riche que les autres chèvres et qui a un très bon rendement matière, quoi. Donc ça reste intéressant. Et donc l'association a beaucoup travaillé pour la sélection, pour augmenter quand même ses capacités laitières. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive quand même à des résultats qui sont tout à fait honorables. Peut-être pas comparables par rapport à d'autres races, mais ce qui fait la différence, ça va être sa rusticité, puisqu'elle a vraiment la possibilité de valoriser des milieux pauvres et donc je ne vais pas dire de vivre en autonomie, mais elle garde un petit peu son caractère sauvage. Oui, elle peut, voilà, et elle peut se contenter de ce qu'il y a. Oui, tout à fait. Et elle le valorise bien, quoi. En termes de litrage de lait, c'est à peu près combien pour une chèvre sur je dirais, une journée c'est très variable d'un élevage à l'autre en fonction du mode d'élevage. Parce que D'accord. bien évidemment, une chèvre qui part en estive, qui va être sur des parcours assez importants, ne donnera pas la même chose qu'une chèvre qui est parquée sur des prairies où là, la nourriture est un petit peu plus restreinte. Je dirais qu'en moyenne, on est entre 1,2 litre et 1,5 litre par chèvre aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça peut être, c'est très variable, hein. Il y a des chèvres qui sont à moins d'1 litre et il y a des Pyrénéennes qui vont aller jusqu'à 3 litres de lait par jour, quoi. Ouais. Voilà. Sachant que pour faire le fromage de chèvre, il vous faut, puisque j'imagine que vous faites du fromage après avec ce lait. Non, même pas du tout. D'accord. Ça dépend des éleveurs aussi. On trouve un petit peu tous les types d'élevage, hein. Il y a ceux qui transforment, donc ça ce sont les fromagers, on va dire. Et ensuite il y a des gens qui sont allaitants, donc qui élèvent la chèvre que pour la viande. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Monsieur, lui, est oui, plutôt vous, c'est vraiment sur ce modèle. Sur ce modèle. Voilà. Mais en fait, c'est le fils, c'est les chèvres du fils de monsieur qui développe actuellement son élevage. Et c'est vrai que c'est une chèvre qui plaît beaucoup aux jeunes. Parce que son côté rustique, ça permet quand même de travailler dans des conditions des fois un petit peu moins, on va dire, techniques, ou en tout cas, ça nécessite moins d'investissement pour démarrer. Oui. Et donc, ça reste un animal assez intéressant. Et puis, comme on sait qu'aujourd'hui le climat est assez changeant, peut-être que ça s'adapte plus facilement. Oui, tout à fait. C'est une chèvre qui arrive bien à s'adapter. Et après, je dirais que les chiffres parlent un petit peu d'eux-mêmes, puisque, bon, je vous disais qu'elle a failli disparaître dans les années 80. Et aujourd'hui, on est à plus de 5000 chèvres sur le massif pyrénéen. Et cette population augmente à peu près de 10% tous les ans. Très bien. Voilà. Ah oui. Merci beaucoup. Eh bien, de rien. C'était très riche en termes d'informations. On va passer aux autres animaux. Alors, on va vous laisser vous présenter. A priori, c'est la maman et son petit. C'est ça? Très bien. Allez, on vous laisse le micro. Présentez-vous et dites-nous qui vous nous amenez ici. Bonjour, je vous emmène des chevaux cassillonnés qui sont descendus de leurs estives. Et effectivement, on a une mère et sa pouliche qui a 4 mois, qui découvre les moutons qu'elle a peut-être croisés dans les estives. Donc la mère, c'est sa première pouliche, c'est une jument de 4 ans qui s'appelle Keria, qui est suitée d'une petite pouliche qui s'appelle Odyssée de la Borde, et qui nous est présentée par son éleveuse qui l'a fait naître. Donc merci Priscilla qui vient du GAEC de la Borde et de l'élevage de la Borde. Et la mère est une jument qui vient d'un élevage assez fameux, parce que les Castillonnais viennent de la vallée de Castillon beaucoup, hein, dans le secteur du Couseran et du Biros. Ouais. Et elle vient d'un élevage d'un éleveur qui était jusqu'à cette année notre doyen, à qui je rends hommage, Léopold Andreu, qui a fait naître énormément de Castillonnais, qui a amené beaucoup à la race et qui nous a quittés après une dernière montée de ses chevaux en estive. Donc pour lui, c'était ce qui lui tenait à cœur. Alors qu'est-ce que c'est que l'estive? C'est les prairies d'altitude, de la ressource spontanée en altitude, sur lesquelles en fait, on laisse les animaux pendant toute la période estivale, c'est-à-dire du mois de juin au mois de septembre, octobre. Et ces chevaux sont évidemment pas des chevaux sauvages, c'est des chevaux qui viennent des fermes. L'estive est le prolongement de la ferme. Ils sont souvent surveillés par un pâtre qui surveille souvent des chevaux qui sont en pâturage mixte avec soit des vaches, soit avec des brebis, du coup. Des brebis. Et ces animaux redescendent à la fin de la saison estivale dans les fermes où ils sont soignés pendant tout l'hiver. C'est
D'ailleurs, une caractéristique forte de ce cheval de Castillon que de vivre en estive, c'est la montagne qui façonne ces races. C'est la montagne qui leur a transmis toutes les caractéristiques qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que ce sont des chevaux robustes, sobres, rustiques, et qui sont particulièrement adaptés à l'équitation d'extérieur. Par exemple, aujourd'hui, c'est des chevaux qui sont utilisés en randonnée, à l'attelage, en ski joring, sur tout un tas d'activités, voire dans les centres équestres. À l'époque, c'était des chevaux qui étaient utilisés comme chevaux de ferme, c'est-à-dire qu'ils étaient utilisés pour les petits travaux de fenaison ou encore pour emmener la famille au marché quand il fallait se déplacer. C'était des chevaux polyvalents, des petits valets de ferme, comme on dit, qui ont traversé le temps. C'était des chevaux qui estivent depuis la nuit des temps. On dit d'ailleurs que les gravures qu'on peut voir sur la grotte de Niaux ressemblent étrangement à nos petits chevaux d'aujourd'hui. D'accord, oui, donc il y a plein d'histoires, effectivement. Au bout de 3 mois d'estive comme ça va, ils acceptent quand même d'être à nouveau montés? Il n'y a pas de problème? Alors, les animaux qui partent en estive, en général, ce n'est pas les animaux d'utilisation. Ce sont les reproducteurs. Donc là, on a une jument reproductrice, comme on peut le voir, puisqu'elle est suitée. Oui. Et donc, les animaux, les reproducteurs partent en estive chaque année. Et les poulains, en général, montent en estive jusqu'à ce qu'ils soient utilisés. C'est d'ailleurs la seule race de chevaux qui dispose d'un label, le label montagne, lorsque les poulains ont passé plus de 2 ans en estive pour bien marquer le caractère important de grandir sur ces modes d'élevage traditionnels. D'accord, bah écoutez, pour ceux qui ne le savaient pas, moi pour le coup je le découvre effectivement, ce modèle montagne. Intéressant, très très intéressant, merci beaucoup. On va vous laisser terminer la petite balade. Alors je profite de tenir le micro pour annoncer que l'ensemble un certain nombre de races que vous pouvez voir ici, les chevaux de Castillon, les races Casta que vous allez voir juste après, les chefs des Pyrénées que vous avez vus juste avant et les ânes et les mules des Pyrénées ont décidé de lancer lors des Pyrénéennes une fédération des races locales pyrénéennes à petits effectifs. Donc je vous annonce, je vous fais le faire-part de cette nouvelle fédération qui va donc permettre de mutualiser un certain nombre d'actions pour ces races à petits effectifs qui sont extrêmement importantes pour nos montagnes, pour la vie de nos montagnes et dont la biodiversité domestique est extrêmement intéressante et riche. Et ce seront des races pyrénéennes. Absolument. Parfait, parfait, parfait. Allez, c'est la découverte pour le coup des brebis. Pour la jeune, elle a quel âge là pour le coup? La petite, elle a à peu près 4 mois et demi. D'accord, ah oui, donc c'est encore tout jeune, elle est encore sur la découverte. Eh bien, juste le temps de terminer le tour. Ensuite, on va faire passer, donc ce sont les mules, hein, je crois que tu m'avais annoncé, mais là je vois des vaches qui vont nous rejoindre. Allez, on va te laisser rentrer. Tranquillement. On a le temps, hein, on a le temps. On vous fait découvrir les différents animaux, différentes typicités, on apprend plein de belles informations, plein de belles choses. Allez, bonjour. Rappelle-nous qui tu es, ce que tu fais en termes d'élevage. Alors, je suis Sandrine Danglas, je suis la présidente de l'Association nationale pour la race Casta. Oui. Donc, la Casta est aussi, comme le cheval de Castillon, un animal qui vient d'Ariège. Oui. Voilà, alors ça, c'est la vache Moonjet. Hein. C'est une des Castas certainement la plus connue. D'accord. Parce qu'elle a participé au Salon d'agriculture à Paris en 2019. Très bien. En faisant un peu de tapage. Il y a une campagne qui a aidé cette vache à monter à Paris. Donc elle a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui la supportent. Hein, voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote pour cette vache-là. Mais on est là aussi pour parler de la race. Hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant voilà. Parce que... Donc la race Casta, c'est une race à très faible effectif. Oui. Pyrénéenne, évidemment, il n'y a pas plus pyrénéenne, puisque son berceau de race va du Céronais, la Bastille de Céroux, donc en Ariège, et ça s'étend jusqu'à la Vallée d'Or, donc le côté de Saint-Lary, voilà, les Hautes-Pyrénées. Oui, d'accord. Ouais. Alors,
La race Casta, ben, elle a failli disparaître, hein, comme beaucoup de ces races. Pour quelle raison elle a failli disparaître, Ben, en fait, justement? parce qu'elle n'était pas assez productive. Productive, ouais. C'est toujours pareil, on cherche la productivité. Et là, on est à des effectifs qui sont à peu près de 400 femelles, un peu plus de 400 femelles. Ah oui, ce qui est pas... Donc, c'est pas énorme, si grand que ça, ouais. mais ça progresse un petit peu tous les ans. Il y a des femelles qui sont gardées. Il y a à peu près 45 élevages. Ouais. Voilà, donc c'est une race qui est facile à élever vu sa rusticité, hein, comme toutes les races que vous avez vues et que vous allez voir, Mais oui. qui nous suivent. Là, c'est de l'élevage pour le lait? Alors pour non, faire laitant, c'est- non, maintenant elles ne sont plus traites, elles sont conduites en allaitante, elles font des veaux. Oui. Donc les veaux femelles sont gardés pour la reproduction évidemment, hein, puisque c'est une Bien race sûr. en conservation. Et les veaux mâles, ceux qui ne vont pas en reproduction, servent à faire du bœuf. Donc il y a une filière de bœuf de qualité. Oui. C'est avec une charte bien particulière, une charte d'élevage. Ouais, j'imagine. Et qui s'appelle Et Casta d'Assi. Donc tous les bœufs sont abattus entre 4 et 5 ans. Voilà, donc D'accord. c'est de la viande de qualité. C'est une niche, hein. Il n'y a pas beaucoup évidemment d'animaux qui sont vendus. Voilà, alors on pourrait aussi parler du nom de la Casta. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une vache pyrénéenne, donc son nom est complètement pyrénéen, issu de la langue régionale qui est le gascon. Donc Casta en gascon, ça vient de châtaigne, Casta, Ouais. castagne, castoy, tout ça c'est la châtaigne. Et vous allez trouver dans les livres, oui, la Casta, ça veut dire châtaigne, voilà. Mais moi, je connais une jolie légende qui explique le nom de la Casta. Et c'est une légende qui est vraiment du coin, qui vient du Comminges. Ah. Et ça s'appelle les vaches du Hadet. En fait, un Hadet, c'est l'enfant d'une fée. Très bien. Donc voilà, c'est un personnage qui existe dans tous les contes pyrénéens, hein. Il y a les fées, c'est quelque chose de très local, les fées qui vivent dans les grottes. Et alors, il paraîtrait qu'un chasseur avait trouvé ce petit enfant de fée et il l'a amené dans son village. Et comme les gens se sont bien occupés de l'enfant de la fée, ben, la fée a voulu remercier les gens de ce village. Et ce petit garçon, ben, qui n'était pas un garçon comme tous les autres évidemment, il adorait les châtaignes. D'accord. Et elle a dit aux gens du village, vous êtes de braves gens, vous avez sauvé mon fils, vous m'avez rien demandé en retour, moi je vais vous faire un cadeau. Et donc elle a envoyé sur ce village un troupeau de vaches, hein, qui étaient de la couleur de la châtaigne, qui étaient très braves, qui étaient bonnes reproductrices, hein, qui allaient en fait sauver ce village de paysans. Et c'est comme ça qu'est née la race Casta, Bah, c'est une dans magnifique le histoire. Comminges. C'est une belle histoire. hein, Ah quand ouais, même. c'était une très belle histoire. Voilà. C'est la vraie, moi je pense que c'est la vraie histoire de la Casta, parce que dans les livres, celle-là, on la voit pas. Alors normalement, c'est un conte qui se dit en gascon, mais bon, aujourd'hui, je peux pas vous faire ça parce que la plupart des gens ne comprendraient pas. Oui, après, Mais voilà, mais je trouve tu que c'est pourras une le traduire éventuellement. Et oui, puis, mais ça, on fera ça un sur autre un jour. texte. hein, Hein, on le fera un quand jour où il y en aura. quand on aura le ring pendant 2 Voilà, heures. tout à Voilà. fait. Non, mais là, il faut aussi que je passe la parole à mes amis Bien des sûr. autres races. Bien sûr, parce que Et le bon, temps passe. Voilà. Donc, je vous dis à Dichatz, hein, comme on dit ici. Alicias. Aléou, ça veut dire à bientôt. Hein. Merci Et beaucoup, maintenant, on Élie. va faire rentrer nos amis lourdais, je pense. Ils sont d'ici, oui, Ils sont là, effectivement. voilà. Nos amis Encore les une autre Lourdais, ils race sont très ici. pyrénéenne. hein. Merci beaucoup. Bonne Et on a soirée. découvert, enfin pour ma part, j'ai découvert cette casta avec grand plaisir. Quelle belle couleur, effectivement, la couleur de la châtaigne. On le voit bien. Merci beaucoup. Ça va les amis? Vous êtes bien installés là-bas? C'est chouette hein, de découvrir des choses comme ça. Vous la connaissiez l'histoire de la casta? Non, oui, on apprend des choses. C'est ça le but. Qu'est-ce que tu fais? Tu refais un petit tour? Non, tu la laisses là? Ah, elle est super. Allez, nos amis lourdais vont nous rejoindre. Je vais vous laisser le micro de façon à ce que vous puissiez vous présenter. Alors, toi, tu passes devant carrément, elles te suivent. C'est bien ça. Tiens, je laisse le micro. Voilà, super.
Tu peux parler dedans. Alors, voici une paire de bœufs lourdés qui ont 4 ans. On fait partie de l'association l'ANRBL, l'Association nationale de la race bovine lourdaise. C'est une race à faible effectif. Aujourd'hui, c'est la race qui est la plus menacée. On arrive tout juste, et encore on est sur la bonne voie, à avoir, on est à 320 mères. D'accord. C'est une vache qui est née dans le berceau de Lourdes et du Lavedan, une race très rustique. Qui était autrefois, c'est une vache qui descendait jusqu'à la plaine du Val d'Adour et surtout le Piémont de Lourdes. Et c'était un peu la vache à tout faire autrefois. C'était une vache qui était aussi bonne pour le lait. Elle produisait des veaux de boucherie et une excellente vache de travail par contre. Moi, je m'occupe sur l'association je suis le responsable du pôle traction animale. Et j'essaye de revaloriser la race par le biais du travail. Oui, par le biais du travail uniquement. Uniquement. Voilà. Après, on a plusieurs équipes. Il y a une équipe qui travaille sur la génétique actuellement parce qu'on a des difficultés au niveau de la consanguinité. Comme on est vraiment petit et on descend que d'un rameau de taureau, Marty. Oui. Et du coup, on travaille là-dessus pour essayer d'avoir un éventail pour pouvoir augmenter le nombre et le cheptel. Ouais. Et la qualité aussi, c'est qu'on a une qualité de viande extra. Nous sommes un petit groupe d'éleveurs à travailler pour essayer de faire du veau de boucherie et du bœuf de boucherie. Oui. On arrive à mettre dans l'assiette des clients des saveurs qui sont oubliées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a une qualité gustative telle que, avec son persillé vraiment naturel, qu'on a un peu oublié. C'est vrai qu'on essaye de développer cette partie-là. Dans les tribunes, il y a des éleveurs justement qui sont sur ce pôle-là. Tout ce qui est boucherie, travaille avec les bouchers, monsieur Jean-Paul Viau en haut. Et on essaye de développer au maximum. Après, ce sont des produits de qualité qui sont rares pour le coup, qu'on peut trouver à des endroits très ciblés. C'est ça. On essaye de développer là-dessus, mais le problème qu'on a, c'est pour fournir, tout le monde nous en demande, mais comme on n'a pas assez au niveau du cheptel, on travaille vraiment sur cet objectif pour développer cette partie viande également. Oui, tout à fait. Au sein de l'association, on a une pépinière de bœuf, de boucherie. Et moi, j'ai essayé de les valoriser autrement. Ceux-là, ils étaient destinés à la boucherie. Je m'étais proposé pour essayer de les mettre au travail parce que j'ai une sortie dans ce milieu-là. D'accord. Oui, quand toi tu les mets au travail, tu les fais travailler notamment dans les champs et. Oui, parce que moi, je suis en polyculture élevage et en maraîchage. Très bien. Du coup, je les fais travailler sur toute la partie maraîchage. J'ai une paire de vaches aussi, travaille à 4. Et c'est vrai que c'est une vache qui est très sanguine, mais qui se rend très bien. Elle a un caractère en or. Une fois qu'on lui a donné la confiance, on peut en faire ce qu'on en veut, quoi. Oui, puis elle demande certainement à travailler. Elle demande à travailler, elle est facile à manipuler. Et sa principale qualité, c'est qu'elle a la propriété de se survivre avec des packages relativement pauvres et se nourrit essentiellement des essences que certaines autres races ne mangeraient pas. Et elle est très très rustique à ce niveau-là. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir qu'on découvre la lourdesse. Donc tu dis il y a environ 300. On est à 320 mères. On est augmenté un petit peu. D'accord. Là, ça fait plaisir parce que l'association, elle a changé depuis à peu près 2-3 ans. Il y a pas mal de jeunes qui s'y sont mis aussi. Et le but, c'est d'installer un maximum de jeunes éleveurs en trouvant quelques génisses. On essaye de faire un inventaire auprès de nous. On est un petit groupe de la région, de la région, à essayer de les placer en priorité chez les jeunes. Sur quoi? Sur une vingtaine, une trentaine de kilomètres à peu près? Oui, même un peu plus. On tourne sur pratiquement une centaine, pas loin de kilomètres. Ah oui, une centaine quand même. Ouais. D'accord. Voilà. On te laisse faire un tour? Oui, ça marche. Histoire qu'on voit un petit peu comment elles écoutent. Oui. Est-ce que tu veux garder le micro pour faire un commentaire éventuellement? Non, si jamais. Est-ce que tu leur parles en même temps quand tu avances comme ça? Allez, tu gardes le micro et comme ça on voit un petit peu comment tu travailles. Vas-y.
Lui, c'est Quercus, lui, Romarin. Quercus, le gaucher, Romarin, le droitier. Ils D'accord. ont chacun leur place, on ne leur change jamais. Que ce soit à l'étable ou au niveau du travail. Eux, ils sont à l'avant. Là, si je dis à droite, Quercus à droite, il va me suivre. Et après, on va partir, allez, à gauche, Romarin, gauche, marcher. Romarin, gauche, marcher. Là, attention, à haut. Ah ouais, applaudissements, applaudissements. Marcher. Allez, Quercus, Romarin, marcher. Sur place, gauche, gauche, sur place. Sur place. Attention, ça descend, gauche. Quercus. Allez, Romarin, marcher. Hop. Gauche, gauche. Doucement. Et droite, sur place, sur place. Droite. 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 Ah, marchez. Et attention, à haut. Bravo. Ouais, ouais, super. C'est la principale Ouais. qualité de la lourdaise. C'est vrai qu'elle elle a une écoute particulière. Moi, je les mets à 4. Et sur le dernier salon agricole qu'on a fait, c'était à Rabastens de Bigorre, on a fait la plus grande atelier de France. C'est-à-dire qu'on a mis 10 paires ensemble. Ça n'avait pas été fait depuis 1889. Bon, il y avait eu plusieurs races. On avait la béarnaise, on avait 5 paires de lourdaises, des vosgiennes, des gasconnes et des castas. Voilà. D'accord. Et là, on va la représenter avec 2 paires de plus. On va essayer de battre le record à 12 paires pour la fête de la vache lourdaise qui se déroulera le premier week-end de la Toussaint à Lourdes. Voilà. Parfait, donc vous avez pris note hein, sur les calendriers, d'accord? Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Rappelle-nous ton prénom. Fabrice. Bravo Fabrice, on t'applaudit, on te laisse sortir ou tu restes ici, c'est comme tu veux. Et on va accueillir les dernières vaches ou bœufs. J'ai pas encore regardé, c'est vous qui allez nous les présenter. Vous arrivez de quel endroit? Allez, on te laisse le micro. Tu peux marcher hein, si tu as besoin qu'elle marche de suite. Bonjour à Fais-les tous. découvrir le ring. Vas-y. Ouais, viens Eric. Oui. Ah, Ça y va. t'aimes bien les fleurs? Hep, hep. Allez, doucement, on y va. On te laisse... bonjour. On te laisse présenter. Donc bonjour à tous. les vaches. Donc je me présente, Julien Soulet, le président de la race mirandaise. Donc nous on vient du Gers, le département d'à côté. Donc Mirande, dans le Gers, d'où vient notre race, la mirandaise. Le berceau de la race, c'est à Mirande Montesquieu. Donc c'est la race emblématique du département du Gers. Comme mes collègues avant, c'est une race qui servait à travailler le sol à l'avant-guerre et avant tout ça. D'accord. Et en fait, à l'après-guerre, avec l'arrivée de la mécanisation Oui. et des races dites avec des rendements plus importants comme la charolaise et la limousine dans un premier temps, et bien, notre population s'est effondrée pour arriver à quelques dizaines d'animaux dans les années 80-90. Donc on revient de loin. Et aujourd'hui, c'est une petite satisfaction parce que l'an dernier, on a passé les 1000 mères. Ah, quand même. Donc nous, on a 1000 vaches. Très bien. Et donc on est constitué en association. Une association avec plusieurs commissions, une commission génétique et une commission valorisation. Dans notre association, il y a 45 éleveurs, approximativement. Approximativement. Voilà, et on a créé une marque commerciale, la Mirandaise, race locale du Gers, Oui. avec un cahier des charges. Et l'association met en place un système de commercialisation où les éleveurs adhèrent et on vend ensemble, en commun, pour avoir plus d'impact sur les bouchers, sur les consommateurs gersois. Justement, ça allait être ma question, c'est du bovin allaitant, ça? Oui. Donc D'accord. oui, j'ai pas présenté les vaches, donc c'est deux Oui. génisses de 2 ans. C'est Donc sûr. c'est pas des vaches, c'est des jeunes. Oui. On va les mettre au taureau prochainement. Très bien. Donc ils sont sortis quelques fois, mais c'est pas... Elles découvrent un peu la foire, elles découvrent la population, donc il faut leur excuser quelques... C'est ce qu'on a compris, ouais. Quelques mouvements Ouais. de foule, mais bon, elles se comportent bien quand même. Et voilà, pour faire un petit point, je continue sur l'historique. En fait, il y a un siècle, il y avait 180 000 vaches mirandaises dans le Gers. Aujourd'hui, on est à 1000. Et toute race confondue, on est à 36 000 bovins. D'accord. Donc il y a beaucoup moins d'animaux qu'avant. Beaucoup moins, beaucoup moins. C'était le tracteur de l'époque. La vache travaillait le sol la journée, faisait du lait pour nourrir son veau, se nourrissait en même temps.
C'est pour ça qu'on dit que c'est une race rustique, adaptée à nos coteaux gersois. Oui, tout à fait. Et on voit dans sa particularité, effectivement, même en termes de mamelles, etc. C'est vrai que c'est une typicité, quoi. Hein. C'est vraiment très, très différent des autres. Ouais, donc pour décrire l'animal, donc elle est reconnaissable avec sa robe blanche, toute blanche, les sabots noirs, le toupillon, c'est le bout de la queue noir, Ouais. le museau noir. Après, les adultes, on peut le voir, elles commencent là, elles ont les cornes blanches juste avec le bout des cornes noires. Et surtout le tour des yeux, elles ont juste le tour des yeux noirs. Ouais. Elles ont tout le poil blanc. On dirait qu'elles sont maquillées. C'est un peu l'eyeliner chez les filles. Ce qui leur donne un petit côté élégant. Et donc, ils se ressemblent fortement. Elle ressemble à la Gasconne des Pyrénées. C'est notre première cousine. D'accord. On l'appelait aussi la Gasconne aréolée ou la Gasconne du Gers. Voilà. Parfait. Donc, Ouais, voilà. c'est superbe. Et en plus de ça, ils s'entendent très très bien entre vaches de différentes races. Hein. Ouais, ben nous, en fait, on se voit régulièrement. On fait partie de. C'est notre collectif. On est les races à faible effectif. On est 11 races en France. Donc là, il y a les 3 races de la région, avec la Casta, la Lourdaise et la Mirandaise. Dans notre collectif, on a la Nantaise, on a la Ferrandaise. C'est vraiment une diversité de races qu'on a dans chaque coin de France. Et c'est une richesse qu'on a en France qu'il faut sauver. On dit que c'est des petites races, mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est des grandes races avec peu d'effectifs. Tout à fait. C'est important. Et c'est un patrimoine qu'il faut qu'on garde. Dans chaque coin de France, on a notre race. C'est notre patrimoine départemental du Gers, on a le patrimoine de l'Ariège, on a Lourdes, c'est une chance d'avoir ça et c'est notre patrimoine français en général. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut être fier d'avoir toute cette diversité de races. Bien sûr, et tu as raison de leur préciser encore une fois, on peut les applaudir très très fort. Enfin, très très fort. Si, vous pouvez applaudir. Si, on peut quand même, qu'elles ne soient pas effrayées. Mais effectivement, tu fais bien de le préciser. C'est d'ailleurs pour ça qu'existent également les Pyrénéennes. C'est pour mettre en valeur toutes ces races qu'on ne soupçonnerait pas. Et il ne suffit pas d'avoir un cheptel de 2000 ou 3000 têtes. Là, on se retrouve avec des bêtes. Il y en a peut-être que 300 ou 400, mais pour le coup, c'est vraiment des combats qui sont intéressants à voir. Et je voudrais rajouter, on entend beaucoup parler de biodiversité, mais ce que vous avez sous vos yeux, c'est de la biodiversité domestique. Donc, comme je dis souvent en politique, la biodiversité, c'est pas que sauver les éléphants en Afrique, c'est sauver nos petites races dans nos pays. Et ça, c'est la richesse de notre pays et de nos territoires. De nos sols, de nos montagnes et de nos territoires. Bravo encore, merci beaucoup. Il n'y a plus de présentation d'autres animaux, hein, il me semble. On est là. Et juste un petit mot, donc vous voyez les vaches qui marchent comme ça, plus ou moins bien, mais quand même bien. Le travail pour jouer des animaux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est du travail au quotidien, régulièrement. Il faut aller aux vaches, il faut les attacher, les faire marcher. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut applaudir les éleveurs. Et leur satisfaction, c'est d'amener, vous présenter les animaux ici. Et rien que pour ça, un tonnerre d'applaudissements, ça réveillera tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette présentation des différents animaux. Vous l'avez vu, à la fois les brebis, les vaches, les chèvres, les chevaux. Sachez qu'à partir de demain, il va y avoir d'autres présentations ici même. On se retrouvera au ring 4 avec notamment les ovins dès le matin. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été présents. Bien sûr, on va faire une photo. Faites une photo de groupe. Allez-y, installez-vous là-bas. On va mettre les bœufs, je t'en prie. Merci encore, Franz, pour la technique. Et on se retrouve dès demain matin, 9 h, pour les premiers rings ici même. Merci beaucoup.